know the one that goes under the bridge. I thought I was listening to a band played a song that shaded me. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Walked up the stairs, the sunlight hit my face. See all the people just standing round. If all is right in the kingdom tonight, you know your place ain't in this town. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle journée de conférence du Mondial de l'Auto. Nous allons aujourd'hui parler de la transformation de l'expérience de la mobilité, de l'accélération de la transition électrique, comment décarboner le secteur, cultiver la passion pour l'automobile, renforcer l'attractivité de l'industrie. Pour en parler, nous aurons Capgemini, Mobis, BNP Paribas, IPSOS, Mobilians, la PFA et bien d'autres. Alors pour commencer, on va commencer avec une très belle conférence. On va notamment également parler en anglais ce matin. Donc, we will starting our first conference of the team of joining the race automotive's drive to catch up with customer experience, and to talk about it. Welcome to Elisa Arnaud, Customer Experience Lead, Global Automotive Industry, Capgemini. Please welcome. And Arnaud Bouchard, EVP, Global Customer Experience Practice, Capgemini. So good morning, Paris. As you said, it's going to be in English. It's in Paris, but it's an international show, so that's why we're going to do it in English. And some of our guests are English speakers, so it's going to be easier for everyone. So, to start with, I heard during those 2 days that we are on the bumpy road. Bumpy. Why? Because we all know that the industry is under pressure about cost all the time. We talk about cost, and that even more pressure during the past 5 years. I heard that Luc Chatel from IPSOS mentioned that in 4 years, we've lost the equivalent of 1 year of sales, which mean, as you can imagine, a lot of decrease in terms of revenue for the industry. Still, 23% of sales is below the sales of 2019. So we are not at, I would say, the stage it used to be. And in the meantime, we see, if we look at the customer view, the price increased by 40 to 50% in the past 10 years. So the question could be, how can a client can afford a car today in such condition? How to be attractive? How to be sure that we have or still have customers? So that's why within Capgemini, we decided to have a global survey, worldwide survey, to talk about customer experience. The survey has been based, and it's important because you will see why. It's a customer survey based on 10,000 I would say, a questionnaire around the world. More than 600 senior executives of the industry. And in order to deep dive the analysis, we had few interviews, okay? So, to start with, number 2. 2 seems to be the net promoter score of that customer give to the automotive industry, which is, for specialists like you of customer experience, it's very poor. If we compare that to other industry, some MPS benchmark, you can see that you are far below the rest, I would say, of the other industries. And even this score can be worse if we consider some geographies, like in APAC, for instance, it's negative, I would say, net promoter score. We asked the question regarding the customer experience, how they evaluate, I would say, the overall customer experience from pre-purchase to after sales and after. The ranking among 13 major consumer industry seemed for OEMs and retailers in the automotive industry 9th and 11th position. But there is something which is interesting. It's the position of mobility as a service. Seems to be much more, I would say, or better than the other industry. Why?
because the client do consider that it's seamless compared to the experience you can have with a car brand, manufacturer or automotive dealer, because you don't have to take care about a lot of things. So maybe the journey is, I would say, seamless compared to others. So we ask the questions, as I said, to consumers, but we also ask the question to OEMs and actors from the industry. And here is the comparison. Two things to have in mind. The first one is you can stay on basic. And the basic, you have common, I would say, understanding, which is the value for money. So that's why when I mentioned first the price, it's quite important. It's what is the value behind the money I'm going to spend. And we have discussion with some guests and say, what is more expensive than buying a car, maybe buying an apartment or a house? But the fact is, if you buy an apartment or a house, normally the price will increase and you earn money. But for a car, normally it's decreasing the price. So, think about it. It's very, very expensive, as I mentioned. So how to say, so value for money is a key point you all have in mind. The second one is regarding the quality. The quality and the performance of the vehicle. It seems to be obvious, but all the industry work on that, having good quality vehicle, and even now with the EV, think about it, and we know that it's going to be crucial for the coming years. Nevertheless, two things to have in mind could be improve. So, there is a difference when we talk about accessibility and easy to use. What we mean by that, it's organization seems that what they are doing currently, whatever in the retail or even within the car, it's okay. But the customers say, so far, we are far away regarding this situation. We need to have much more accessibility to whatever we want. So maybe you have in mind some brands in the car manufacturing industry who, you can easily change your device, have a different access to some loyalty program, and those kind of things. The other thing is the after-sale support and service quality. So here there is once again a gap, which is it's a key factor for the customer to say, okay, it's not only a question of buying and a good quality, I would say, a car, but it's a question of how you take care about me after this buying. What you're gonna give me in terms of experience after I've been spending so much money. And there is a tricky question, which was about the brand reputation. And here there is a huge gap. So the question, and as you mentioned, as you've seen, I didn't have any judgment about the results. But here it's what we say, is it still key for a customer around the world, the brand reputation? So it doesn't seem to be that crucial. Let's say 50% of consumers say, okay, it's a fact, the brand reputation is key, when the OEMs and others believe that it's the most important thing, which is 73%. So let's get back to the point of what is behind the brand reputation. And it's get back to the customer experience. So it's not only a question of cars, which are more or less better and better, I would say. It's not a question of we work and continue to work on, I would say, pre-purchase processes, because it has been, such an improvement in the past 25 years. But when we look at the standard of the market, there is an issue. So what we can see as well, it's we interview, and you've seen 600 people, and it's where the customer experience is taking into account into the value chain. So mainly, as you can see, sales. So it's during the process of sale that the
the industry think the most about the customer experience. You see research and customer service after. But when we talk about, is it totally including into the strategy of brands or whatever, not that much. In the design, which is linked to what we have seen, the useless, the accessibility and so on, not that much. IT and digital, very few. And marketing and communication, I was surprised about these figures, but nevertheless, very few. So the advice you will see could be, in an industry of pressure, of cost, not to spend much more on customer experience, but maybe rethink about how to reallocate the budget around the value chain, downstream and upstream of the value chain, to include much more the customer experience into it. Why? Because we know that we've got new buyers, new users, new drivers, and they see the automotive industry compared to, always. There is standard in the market. So it's not between you guys, it's regarding the others. What they, you know that as well, and we're going to have Mobilize, they are not buying anymore a car, they are using and want to use it, so have mobility experiences, so it's not only about car, it's about moving. There is another thing which we didn't take into account, which is how through technology, and especially we heard a lot about it right now, Gen AI and stuff, I think, how you can rethink the customer experience by knowing better the customer, the needs, what he's doing with his car, how many, the people that in the car, what is the usage of the car, and usage, I mean, more globally about mobility. And at the end, you will have, better customer experience because you will see with another industry, which is hospitality, how personalized the experience could be a grand fool for the brand and for the revenue. So very quickly, you are in an ecosystem. How to work together to better give experience and better experience to the customer. So think about digital experience, of course. Think about Gen AI, I talk about it. Rethink about how to reallocate money around customer experience in all the value chain. There is a question, we will go through it, about what is mobility, how to be very comprehensive and affordable for the client about what is mobility, because they've got a definition in mind. And of course, as I said, it's a brand ecosystem, so you are not alone. You're working with suppliers, but you're working with others, I would say a type of industry around you which can be part of the journey. Just have in mind, for instance, Michelin. Michelin, they are selling tires, as you know, but there is a guide rouge, guide vert, so it's all about the journey. So it's what I called about I would say the industry and the ecosystem. So that was it. So few figures. And the main thing is about reallocation, I would say, of the money. Not more, reallocate the money around all the value chain to think about customer much more. Elise. Thank you, Arnaud. Thank you, Arnaud, for this valuable insight. Now it's time to discuss with our speakers. We have today an impressive lineup of speakers. So let me welcome on stage, first of all, Carlos Gomez, founder and CEO of Cosmobilis Group. Next, we have Mathieu Tenenbaum, CEO of Mobilize Renault Group. Following by Emmanuel Brett, Deputy CEO, France of BYD. And finally, Diane Fanton, Global SVP Marketing and Communication at Accor Group, who unfortunately couldn't join us in person today, but we recorded his answers to our question. We will share this in the session. Thank you. Thank you, Elise. Yes, Diane will not be there. Be part of Nextcom. It's sometimes very difficult, and you can be
have some meetings. She's very serious about that. What it was interesting having Diane, I don't know if you remember the ranking, but hospitality were a little bit more ranked, I would say, than the automotive industry. And few things were quite interesting. First, it was about, they do not talk, as you know, about client, they talk about guest. They talk about hospitality and much more about augmented hospitality. So you will see how they say that. And it's not only about selling a room, I would say, for a night. It's about giving or living an experience in the city where you are or whatever you're doing. So we've got a long video, so maybe we will cut because it's 9 minutes, so we will cut. But it's she had recorded yesterday evening. Not being able to be with you this morning, I still wanted to share with you some insights about what we call the guest centricity at the Accor group, and what we've done since the last 5 years to try and drive this guest centricity strategy. So back in 2019, and after a few years of growth and acquisition from the group, so mainly having new brands joining the group, we felt the need of having and creating a link between all of those brands, and a link that would make sense for our clients as well, because they were seeing, for some of them, new brands joining the group. Sometimes they were aware, sometimes they were not. Sometimes some brands were having a footprint very local. So we needed to ensure at that moment that we had this story to tell to our clients and members, and explaining them and try to find the best value of having such a large scale of brand within the group, and ensuring that we were able to offer that to our clients and members. So back again in 2019, we started to work on the launch of All, which is the B2C brand of the group, with being both as well the booking platform and the loyalty program across the entire ecosystem of Accor. So as an umbrella brand, I would say, of the hotel brands, Mercure, Novotel, Sociétales, and so on. So we've started working on the entire customer journey. Obviously, the main thing was to ensure that our prospects became clients, our clients became members, and our members became even more engaged, so super loyal members. And then looking at all of this and saying, okay, what's in it for them? What do we have to offer, and how do we ensure that we have the right technical stack behind us to enable us to give them that answer? So, if I start at the beginning of the journey, it was the whole discovery phase. We've rebranded the whole booking platform, obviously. We've launched the new app as well, which is a key device for our most loyal members. And we've reviewed the way we were showcasing the different brands that we were having. Now, if I look back at this, and I know we are in 2024, we are really here enabling and helped by all that is linked to AI to ensure that we are able to propose the right destination, the right brand to the right customer or to the right member based on his preferences, based on his historical behavior, etc., with us. But the very beginning of the journey was reframe the loyalty, the booking engine. Then we moved to, once a customer has booked, he arrived at the hotel, how do we make sure that this experience that he is having at the hotel is different from our competitors, for example. And this goes through mainly loyalty, because ensuring that we are able to welcome and make the stay of our loyal member very different from other clients, and engage with them even more after their stay. So during the stay, we've reworked on all the benefits that our members were able to get when they arrived at the hotel. So it could be things such as online check-in, fast checkout, enabling the hotel staff as well to be more available to speak about their benefits and not spend so much time on give me your passport, this is how it should work, etc., etc. So really ensuring that the whole integration, at the hotel level as well, was really focused on
how do we ensure that we showcase the benefits of being a member of the loyalty program? And then came all the part for the afterstay. And the afterstay was really about creating experiences beyond the stay that would make our most engaged member and our most engaged client remember us and engage even more with us. So to do so, we've done a big study to understand what were the expectations of those members. And actually they came back to us saying we have three main passion points that are sports, food, and music/entertainment. So we've worked with some partnerships and partners to ensure that we were having the right answer to build those experiences beyond the stay. So this is what we call our limitless experiences. Those are one-of-a-kind experiences that money can buy, but enabling us to showcase as a value proposition and to showcase and to make benefit our member from something that they will never forget and something that will make them even more loyal to us. And obviously, come back to our website. So, just to sum up what she said, it's all about knowing the customer. It's all about focusing on loyal customers and propose to them things on which the brand, or they will be engaged with the brand. We are now transitioning slowly from automotive industry to mobility industry, defining new products, services more aligned with customer expectations. As we saw previously, the study reveals that the industry suffers from gaps between customer expectation and organization perceptions. For the three of you, what is your analysis of such differences between those two visions? Is it something new? Maybe Carlos would like to start? Good morning, everyone. Well, it's a big question you are mentioning, but I think we need to be very humble when we see these figures, firstly. And no, it's not something new. I've been working in this industry in the last 35 years, and we always have been back in this kind of things. There's a certain number of things that explain, and I would like to use the hotel experience to make a parallel. The first thing is that buying a car is probably the most evolving thing that someone does in his life beyond buying a house, right? Then it's very important. It's very important for a single, very important for a couple, very important for childhood. And for sure, when you are very engaged, implicated, no matter what happens, you are very hungry. And for sure, you express that. In my life, I've been insulted several times. I remember once when I was a general manager of Fiat Group here in France from 2005 to 2010. In Alfa Romeo, for instance, which is a brand very passionate, people are very passionate on this brand, they wrote me, even if I present a car in gray instead of red, right? Then the car industry is a very special one. And then when you buy a room in a hotel, you can buy it for a weekend. And if you don't like it, you move. When you buy a car, you stay for the car with 4 years. And as you explain, you also have the residual value. And there is a lot of things that explains that this note can be tougher than others. Second parallel I would like to comment is the fact that in the hotel as expressed, all the funnel is mastered by a single actor, right? In our industry, you have plenty of actors. You have the manufacturer, builds the car, makes the focus group, tries to take to the market the right model at the right moment, with the right technology, with the right level of quality, safety. There's a lot of things. A car is a very complex item that needs to be reliable and also offer
whatever the client needs. But again, then you have a bank, a financial, can be the captive of the manufacturer, but the client can decide finance the car with BNP or Crédit Agricole, and then buy insurance elsewhere, and then makes the service in a retailer which is not owned by the manufacturer. Then what I'm saying is the funnel is not seamless. And you mentioned that. It's more complicated to have a seamless approach to that, even in digital. And the client has a lot of things that needs to take care. And this is also very annoying from my point of view. Then I want you to have this in mind just to explain some notes and the difference between whatever it takes. And for sure, probably the professional of this industry, they think we are better than, but again, I think we need to move, because at the end, the client is really who decides. And even if the industry has made a lot of improvements, we are back in a lot of items and we need to move. And that's the essence itself of the born of Cosmobilis. I've been working in this industry, I know it very well. And I decided in 2019 to move to the retail and to build a mobility group which could offer at the end, as a vision, the whole needs for the consumer. And one of the things you also expressed is that someone who buys subscription or buys a less timing period, I can have 6 months for a car and I can change the car, and if I don't like, I give the car back. And that's something which much less engaged, and that's why also the satisfaction is higher. Then what we have done, we are the biggest retailer group in France. We are Buy My Car in the group. We have bought a short rental company, which is Ucar, to offer short rental monthly momentums and also mid-momentums. We also have Un Voiture Simone, which is the onboarding of the mobility. Probably you have kids that you have passed, I hope, passed their permis de conduire on Un Voiture Simone. And we also bought last year a tech company, which is B2Link, which allow us to dream to have this platform app that can offer you the possibility to take a car for 1 day, 1 week, 3 weeks, 6 months, 3 years, with all the service included or not. And that's why we are working on that. Then I think it's a lot of things to do. It's not easy, because if it was easy, I can promise you that the industry will offer something and an experience completely outstanding. But there is a lot of things to crap. And that's why, from my point of view, we are facing these kind of notes. Then a sector which is different, very engaging, a lot of things done and a lot of things to do. And that's why, for instance, actors like us are appearing on the market and offering now new experiences in order to move on. Thank you, Carlos. Mathieu, maybe? Yeah, I think, so to come back to your question, is it new for us? I think no. I think we knew there was a gap. I think what is probably new in the past few years is, as you said, Arnaud, the reference from the retail industry, from the art, are moving faster than us to a better customer experience. So probably the gap is bigger, but it's not new. What is true is we've been an industry focused, I think, customer-centric. We've been focused on the customer needs a lot to design our products, not really on the experience. So for a long time, our industry were basically designing products around what we think are the needs for the customer from now and for the future, and not really thinking of what are the needs of experience of mobility. And as Carlos said very well, we, as OEM, we basically stop
at the design and at ensuring the consistency of the customer journey throughout our dealer. But really, we gave up a little bit the customer experience. I would say the sales part to our dealers. So obviously, this is a part where we knew we don't have full control, as for example in the case of Accor, they really can control all the steps of the experience. And same on the after sales, we are very focused on the loyalty, making sure that the customer always come back to us. So working on the experience, but between these points, the moment you sell, the moment you do the service of your car. Except for the bank, because Mobilize is also a financing, so we talk to our customer on the monthly basis. But otherwise, we are not really in the experience around. We do the car, and then the customer make the experience. And this is basically what Mobilize has been made within the Renault Group, to change that, to probably go from the service to the product, not from the product to the service. And whether it's trying to make the transition to EV mobility, because this is a game changer, we think, whether it's mobility services like car sharing. We have a startup that is called iCabin, which is one of the world leader of taxi dispatch, for example. We do a lot of things to, as Carlos described, offer exactly the experience the customer needs, whether he needs a car for 5 minutes, he needs a car for 1 hour, for 3 years. And if he goes for 3 years, with what we're doing in terms of services, especially moving towards the electric vehicle, making it easy. What we see in terms of experience, all the car manufacturers, we have apps to control, to have experience your car. Ours is called My Renault, if you have a Renault, or My Dacia, if you have a Dacia. We see the gap between ICE customer and EV customer in terms of usage of the app. It's 5 times or 10 times the usage. Meaning like suddenly with EV, because you have to know when it's charging, you have to pre-heat or pre-cool your car, all of that. Suddenly we have a chance as an OEM and us Mobilize to retake a continuous discussion with the customer and trying to, in each of these touch points with the brand, make the difference and make the experience better. And I think in the coming years, switching to EV, we will see this gap going down, really. Emmanuel? Yes, from my side, I do think the car industry is focusing on itself for too long. And we have to open our eyes a lot, and I would say every industry is disrupted. I can take 2 examples. Hospitality with booking, they came and they really changed everything because they're focusing on the customer experience. If you take Uber, they did the same with the taxi, and suddenly the taxi had to offer you some water and to understand that the customer experience should change. And the car industry was thinking, no, we are at this level, it's okay, and we'll continue like this. And this is just impossible. So we opened the door to new players, and we opened the door. Why? Because if you are looking on the EV, we are just talking always about EVs, but we forget the digital experience. You have 2 parts of the world which are booming in terms of EV, Nordics and China. And we may think first, but why? Probably because they are digital native, much more than us. I mean, in France, we are quite late on this topic, but if you go to the Nordics or if you go to China, like me, you will be in this digital world, which is completely normal. And why these people are interested in EVs? Because they find in the EVs this digital world as well, which is not offered at all in a classic car. So, to answer the question, we have to work on several topics. First, good customer experience is quality of the product. It may be a stupid thing to say that, but till today, you still have in the car industry some qualitative issue. And this is something which cannot offer, if you have a problem with your car, several times, you cannot have a good customer experience. So it starts from the beginning.
The second point, which is extremely important, is a human relation. You may have sometimes some issue. If the human relation can fix it, you will be really, you can be even happy that you have the feeling that someone take care of you. And last one is clearly how you offer a digital experience with a physical experience. I still do think that we are not at this level, and there is still, for me, one key player outside of the car industry again, which is Apple. I mean, I'm really impressed by this brand, because you can go to an Apple store, you can go to the internet, you will have exactly the same experience, which is completely in line with the brand. And we have to learn about this. We have to understand how it's possible. As Carlos said, yes, there is more complexity probably in the car industry, but even for that, the customers, they don't mind. They just want to have a seamless, and they want to trust the brand and the product. And this is at BYD what we are building today. We are in the car industry, or I would say in the tech industry, because we're a tech company since 30 years. And the first thing was to create a super qualitative product with a technology inside, which will offer something completely different in terms of quality and pricing. Pricing is able for us to be, I would say, very concentrated on it, because we, at 95%, we manage all the production of the car. So we have the control of 95% of the car, so production. This is something which helps us a lot to develop, to control our cost, and at the same time to go much faster than the others. So I would say again, digital is key, but don't forget from the beginning, quality of the product, human relations, and group like Buy My Car help us a lot in France for BYD to really have this human touch, which is absolutely necessary even in a digital world, and to offer the product that the customer requests. Thank you, Emmanuel. Before you put the question, I would like to fully agree with what Emmanuel said, but again, we also have very positive news to move on. And I would like to stretch two of those, which from a point of view are very important, which we did not mention. The first one is, one of the things that annoys more a customer is buying a car. The process of negotiation is very complicated, because you have a used car, because they offer you a price different elsewhere, and this is very annoying, and this is the starting of a relationship which is not starting well. You probably have heard that a part of the OEMs are willing to change the contract which link them to their retailers to a contrat d'agent. One of the things of the contrat d'agent is that there will be a fixed price. And the fixed price is something that Apple offers. If you go to a store in Apple in a country, you have the same price everywhere. You cannot bargain. Same price. Tomorrow, when you will buy, and we are already working in contrat d'agent, for instance, in Mini in Milano, we have BMW in Milano, and Mini is the same price. Same price. Elsewhere, everywhere. Then in Rome, in Milano, in Florence. And this takes out a lot of pressure. That's first point. Moving on. Second point, and you spoke a lot about EVs and the experience on the digital EVs. Another thing of the EV is that it's much more reliable. No more problems. The fact, I am a thermic guy. I have thermic cars, I love it, I love engines, but they have problems. That's the problem. And you need to go to a workshop. It's like that. You cannot do elsewhere. It's something which is very sensitive, and you cannot buy it without a risk of problems. The EV changed everything. The EV changed everything. And then the fact that the client in the future, because the percentage of electric vehicles is rising, and for sure, even if it will be slower than forecasted, but it will ramp. It will means that the most part of the consumers will not have to go to the workshops anymore, or much less.
And that will change also dramatically the way of the customer satisfaction will improve. And again, I think a third point, very positive on this, is that dealers who exist because we offer a service, we are there to serve the client, they will be completely focused on making service and no more discussing and bargaining a price or trying to solving problems of the engines. Interesting point, thank you. Back to you, Mathieu. Renault has started the Renaulution. What does it mean when it comes to customers and customer experience? What is behind Mobilize? So it's a long question. I know. I'm not sure I can do it in 12 minutes, but no, the Renaulution obviously it's a switch even of mindset within the Renault Group, and truly focus on positioning our brands well to be well positioned to each of the type of customer we want to address. Obviously, that's the first, and obviously to be way more focused on the experience, the brand experience that it was before, where we didn't have the brand organized as that. And then came Mobilize. Mobilize is one of the 4 brands that have been created, and really it was the essence of Mobilize is around the customer experience. Making easy the transition to EVs, making easy the mobility in cities through different kind of services, and also one of the pillars of Mobilize is making easy, enhancing the customer experience through the usage of the data, because more and more, we didn't mention it we know more and more our customers as well, because all our cars now are connected, and we learn way more on the experience of our customer, not talking to the customer, but getting the data from the car. So this is also one of the essence of Mobilize, and all of that rely on a very, I would say, traditional financing institution, which is under 100 years old, which was Renault Crédit International, that became Mobilize Financial Services. And also the essence of Mobilize Financial Services is to help the transition from ownership to userships. So all Mobilize really is focused on around the new experience for our customer and making it easier, sustainable, and enjoyable for our customers. Okay, thank you. Emmanuel, we discovered in the survey that OEMs usually focus on pre-sales and sales when it comes to customer experience. With the risk to lose their customers, we will be more likely to switch brands in favor of mobility organization services that will propose convenient and end-to-end solutions. My question to you... What is the question? Yes. Yes. In that competing environment, BYD is gaining traction worldwide. Yeah. Can you explain what is the strength of the brand and what makes it different from traditional OEMs? Yeah. I think BYD is a very interesting subject or topic to discuss. This company started as a tech company for battery for phones. And they were really developing, so 30 years ago. After battery for cars, and they realized that they were the expert in terms of electromobility, and that they can really start to build cars. What is, once again, extremely strong, and I think probably the only one in the world, by the way, we are today #1 in the world in terms of volume, for EVs and hybrid cars. So it means more than 3 million cars sold last year, and close to 4 million probably this year. So just to give you, we have 10 million customers today driving a BYD. So just to give you a kind of example, and we have 900,000 people working for BYD. So it's a big group. And I know from Europe it may be a bit strange because we don't see it already, but clearly the big focus was being tech, building maximum of what we can in terms of component of the car. So 95% once again are built
by us, so we don't have any provider outside, so it gives us a lot of flexibility. And I would say, in terms of digitalization, for sure, as we come from China, it's part of our DNA. But what is really different compared to all the other OEM, it is a speed. I mean, at BYD, I will say that 1 week is 1 month in a classic OEM, and 1 month is 1 year in a classic OEM. And I think I'm not too far away of this reality. The capacity to be flexible, the capacity to understand the needs of the customers. For instance, Europe is a perfect example. We are listening a lot, all the feedback we have, and we change fast. We improve the product because we understand that, yes, the customer needs in Europe are not the same that the customer needs in China, and it's normal. But what is really impressive, I would say, even for me, is the capacity to act fast and to really decide, okay, if we have to improve this or to change this, we do it, and we do it now. And this speed may be a bit strange for some European people because it's going so fast that some people may be a bit surprised by this. But it's possible. It's possible to act fast. And once again, the capacity to act rapidly is probably one key element in this digital EV revolution as the car industry have. I mean, once again, this car industry is fantastic, but it's an old industry with old process, with old IT, and we were thinking that it will continue like this during 50 years. No, I mean, one key of the digital revolution is the speed. And I can tell you this is why a company like BYD will really take the lead everywhere, because they are listening, we are improving all the time, and we will adapt to the customer needs. So this is something which is, I would say, probably a key point compared to a classic OEM. Thank you, Emmanuel. Back to Carlos. So you explain the diversity of activities of the group Cosmobilis. Can you tell us what is the ambition behind the automobility concept, and how do you ensure that customer expectations are met in each part of your business? Okay. Beginning of the year, as I told you, we are a very recent company. We have been founded in 2021. Before Buy My Car exists since 2000. We have today 100 dealerships. 80% of our business is in France, 20% other in Europe, Italy, Spain, Switzerland, and Belgium. And on the beginning of the year, we also make a research in France with 4,000 people, with Opsoco, which is a very known institute, about what the French people think about mobility. And there are different, very interesting insights. The first one, which is, well, even for me obvious, but again, not really if we heard everything which is told, is that French love cars. 75% of people are relying on cars to move and to use. Even more, 1/3 of the people think their cars as a member of the family. This was very strange, but again, they told us really that. And know how to drive is the second thing parents want to teach their kids after swimming. I think parents don't want kids grow up for a long period. Then to swim and to drive are two important things. That's first assignment, very, very important. The second thing is that people, and this was very surprising and annoying, and probably explains why also our volumes are going down. 80% of the people think that in a certain momentum they will not be able to buy a new car. 80%. They think that they will have a problem to finance and buy a car. And the main problem today of our industry is that the class moyenne, average class in Europe, no longer has the resources to pay
the price of the mobility, which has increased by also the change to electromobility. And that's a crucial point. And then the third assignment, which also is behind the creation of Cosmobilis, is that, for sure, knowing that people are much more open to try other ways of consuming mobility, as subscription, as using car during only a certain period, as not having it 100%, sharing it, because the economic reason is behind also these changes. For sure, also new people, youngers, think differently. If you live in a big city like Paris, also you think different, and all this is changing. And that's why we create Cosmobilis in this sense. We have 23 brands. We represent Renault, which is a very important partner for us. We also represent BYD, but we also represent Mercedes, Volkswagen Group, Peugeot, Fiat, Opel, blah, 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 blah. Secondly, then we make the normal activity of a dealer selling cars, but again, we are now plugging other things like the short rental company, like the medium subscription terms, like Mobilians is also doing, but with our own brand, right, Ucar Plus, in order that to give the clients the flexibility to do that. And finally, we have also a multi-brand platform, which is Elite, where you can buy used cars and 0-kilometer cars from whatever brand, or less expensive than going to a dealership. Then all these, after, you need to have a IT process, and one of the things that in our industry today is very complicated is even if you master the physical touch point and the logistic, if you don't have also a digital competence, a digital know-how, and you don't offer this experience to the customers, that does not work. And we today, we are the only group in Europe, at least, we have all this. We are the only one, because we have also B2Link, which is the leader to who provides métier applications for dealers and also for manufacturers. We also work with several OEMs, and that's why we think that, and we are growing because we have doubled our size in the last 3 years, which is in our industry is not easy. We have passed from 1.6 billion to 4 billion this year. We have 5,000 people working on the group, and we think we are not the only ones, but we have our own belief, and our vision is to offer to the consumers the capacity of using something in a very simple way, with a much better experience than the one we have so here. And I think accumulating the fact that we have the objects, the cars, the fact that we have the people, we are the territory close to the consumers, we can offer them different type of products, different time of periods, offering them with service, without service, financing, without financing, insurance, without insurance, all that by an application, it will work. Thank you, Carlos. One last question before closing. A question to all of you. To summarize, could you tell us what is your vision of the future of customer experience? So I start. Thank you, guys. No, but obviously it's something that is, and I hate this word, mostly in PowerPoints. I see some of my team here, when they put seamless, I hate this word, but really it's the fact that we can go for a customer and be, whether digital, whether in a human way, always offering what he needs when he needs. That this is, and not seeing our complexity as an industry. This is, I would say, the future. If I take what we see, and we're all talking about EVs, obviously BYD being a world leader in EV sales, we are moving towards electric mobility for a long time within Renault. We see that, and we do a lot of surveys as well. So we have a lot of that. The next
people to switch to EVs, they are way more reluctant to switch to EVs. And so they have a lot of anxiety around switching to EV. Do I have the right driving range? Like now we know the cars has the driving range, but they have this, where can I charge at home? I live in a house. Okay, yes. If I live in the building, can I charge at home? Can I charge on the way? How I would charge? And all these questions are the reason why today, this plus the price, why they're not switching. The price, we will tackle it mostly, I think, through the financial institution and through something we call full life management, meaning that if you want to buy an apartment that is more expensive, usually you finance it on a longer period. The cars are more expensive because they embed more technology. We need to get them a longer life, and obviously EVs are better for our long-lasting products. So we have to think their ownership on a longer period. But obviously, most of our customers, they want a new car every 3 years. But we have to think different life for the car. So the first life will be with the customer. The second life, it will be in short-term rental. The third life will be as a subscription for a very affordable one. We will have this kind of different life for the car, and we will need to control this so we make sure it's affordable. And then we need to be everywhere the customer needs us. If we look at what we do at Mobilize, when a customer order in a dealer of Carlos a Renault, he can order at the same time his power box that will be installed at home before the car is coming. He can follow the installation of the power box on his app. At the same time, he's following the manufacturing of his car and when it arrives to the dealer and when they will enter it with him. He can switch to a V2G product and having a Mobilize Energy product contract for his house that will reduce the bill of driving an EV. He can have a Mobilize Charge Pass where he can charge up to, now we have more than 800 charging points available with that. He can charge in a Mobilize Fast Charge. So we have ultra fast charge network that is now under development in some of them in our dealer premises, some of them in Carlos dealers as well. So this is what I meant with we will be everywhere where he needs us so we can make the switch to EVs. And this is, I think, my vision of, at least the vision of Mobilize, how to make it a better customer experience. Thank you, Mathieu. Emmanuel? So what do we have to offer? I would say we want first to offer a beautiful product. We forget a bit, but design is the first criteria for customer to choose a car. So beautiful car, high quality, extremely important. We really talk about it. Tech quality or even quality of the car by itself, with a very competitive price. This is why EV, we are talking a lot, is too expensive or whatever. It's true for some of OEM. For us, it's not true. So I would say these key points are really important. And for the customers, the capacity to buy easily, internet, physical, and to have, I would say, the assurance or to be able that in case of there is any question or whatever during the life cycle, that there is some human able to answer and to support in a qualitative way. If we are able to do that, we will win. Thank you, Emmanuel. Very quickly, well, I think a client is above everything, and I think we need to focus on that. And even, as we said, we have made big improvements. We still need to go beyond. And beyond the car and the beauty and the design, we also need to master this thing. To do that, I would like to express one thing is very important, and in our group this is really so essential than having this relationship with the customers, is the fact that our employees need to be at the top. If you don't have an organization really happy and moved to satisfy the consumer, cannot work.
We have today, by my car, the best rate indeed in France, all groups. Okay? We are not happy because we still are at 4.6 instead of 5, but we are 4.6. And second point, we also think we are the only group until now in France that opened the equity to our employees. We have, well, not everyone because we have not been able to do that, but we are thinking. But we have 50 big top managers that are having a part on the equity of the group. And this changed everything because people are really engaged to fulfill everything, including, for sure, the fact that the consumer is happy. Because we know very, very well that if the client is not happy, he does not come. And for us, is even more important than for a brand, because, allow me to do that, because if the client changes the brand, I can also sell the car, you know, understand? Because we have 23 brands, then he can go from one to another. And then, but if the client is not happy with the service, then he goes elsewhere, and that's not possible. Thank you, Carlos. So thank you to the three of you, or the four of you. We will say thanks to Diane, and we organize something all together to share that. I noticed one thing, Mathieu, you mentioned, I didn't thought about. It was the lack of communication between the buying process and the time is going to spend to go to after sales. What do you do? And it's exactly what Diane was mentioning. It's we continue to engage and communicate and not let the clients living his own experience, but the brands bring something during this period of time, which, you know, between the milestone, I would say, of the version. Very, very interesting. So thanks a lot. As always, figures are important, but having experts and guys who are really the experts of the automotive industry, it's much more interesting. Thanks a lot for your time. Really appreciate. Hope you enjoyed this round table. Thank you. Thank you. Different storms on different kinds of waters, while you ran into the arms of others. Babe, it's in the future we belong. No, it's in the future we belong. How you're projecting the movie which you're starring. People bore me, but you're something different, darling. Now all that I could think of, now you're gone. Babe, it's in the future we belong. For now, until I move on.
flowers, I couldn't wait. And there you were, down the path, within reach. I've held you at last, side by side. When you're near and crossing the aisle, crowds have thinned. Where you stop, I always begin. I had a wish, I had a choice. My whole self led to this point. Ask me again. It's in the air if you're listening. You say you like the wind blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway while the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun, oh yeah. Texas sun, caressing you from Fort Worth to Amarillo. Well, come on, roll with me till the sun dips low. Texas sun. Texas sun, oh girl. Texas sun. When I'm far from home and them cold winds blow, stuck out somewhere, the folks I don't know. 'Cause you keep me nice and you keep me warm. Wanna feel you on me, can't wait to get back there again. Texas sun.
Texas sun. Texas sun. You say you like the wind blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Texas sun. Oh, baby, you're so gorgeous. How about you and me? Take a little trip in the big body. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? You and I. Oh, girl. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? You and I. Baby. would sacrifice it all for you. But I don't wanna be a fool. I would sacrifice it all for
using me until you use me up. Take my love, use it up. My sister, she sat me right down and she talked to me. She told me, don't let the man, I ought not let you just walk on me. She meant well, but when I talk was through, I said, sister, if you only knew, I know that you would steal my shoes. Just keep on using me. Hey, I tell you, use me up. I said, use me up, baby. Use me till you using me up. Use it up. Sometimes it's true, you really do abuse me. Every once in a while, you get me in a crowd of high-class people, yeah, and then you act real rude to me. Baby, but when you love me, let me tell you, I can't get enough. I got to spread the news, and if it feels so good getting used, hey, you just keep on using me. I tell you, use me all up. Use me all up, baby. Use me till you using me up. Use it up. Talking about the way you using me. I've been drifting away. I've been drifting away. I've been drifting away. I've been drifting away. I told the girls about my man. Can't believe his love is real. So good to me, I can't describe. It's a feeling, oh, it's real. He came to me, oh, in a dream. Always smoother than before. He says I'm looking like a snack. It's a feeling, oh, it's good. I've been drifting away. I've been drifting away. My baby, you're the sweetest gift, the sweetest thing in my whole damn life. The gift inside, the kick inside, it's a vibe, oh yes. It's alright. Oh, it's okay on any day and every way. Oh, you're so damn fine, you're so damn fine. And the guitar goes. Something like an angel I'm feeling. I was saying
See, the tide is right to change your mind, to go out there. Say that good advice and take your time and fade in there. Be a birdie, be like water, be a wave and be a water. Be aware, be a birdie, be like water, be a wave and be a water. Change your mind, be like water, be a wave and be a water. Be a birdie, be like water, say that good advice and take your time. Be like water, be a wave and be a water. Be a birdie, be like water, say that good advice and change your time. Be like water, be a wave and be a water. Be a birdie, be like water, be a wave and be a water. Change your mind, be like water, be a wave and be a water. Be a birdie, be like water, say that good advice and take your time. Be like water, be a wave and be a water. Be a birdie, be like water, say that good advice and change your time. Be like water, be a wave and be a water. Won't leave you hanging while I go. Won't be a lover on the road. Won't be afraid to hold my own. Won't be another that I'll hold. I won't, I won't, I won't, I won't, I won't have to lie to prove my heart. Won't be a stranger when apart. Won't let you go if you depart. Will not forget my end, my start. I won't, 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 Je m'appelle Morgane et je vous emmène avec moi à la découverte de l'industrie automobile française. Tu fais rien. T'es sûr? Oui. Mais là c'est nickel. Il y a des risques de projection. On a pu faire pénétrer nos caméras dans des lieux très secrets.
À chaque épisode, on parle d'un sujet particulier et on va chez différentes entreprises pour voir comment elles l'abordent. Du coup, c'est ici que tu travailles? Oui, voilà, exactement. Donc, du coup, moi, je travaille ici dans l'atelier formation. C'est comme des Lego, on démonte, on remonte. On réutilise soit des particules recyclées, mais ça peut aussi être des particules type bio-ingrédients. Ah mais d'accord, il se prend un coup dans la tête. C'est ça. On fait des rencontres, on fait des tests, on nous explique comment ça marche et on découvre des métiers passionnants, variés et parfois surprenants. Je suis responsable produit en micro-mobilité. Je suis chef de projet technique. Je suis opératrice au montage. Je vous retrouve sur cette chaîne une fois par semaine, n'hésitez pas à vous abonner. Mais ça va freiner tout ça? Oui. Oui. Oh, ah oui, d'accord. Je m'appelle Morgane et je vous emmène avec moi à la découverte de l'industrie automobile. Oh, ah oui, d'accord. Je m'appelle Morgane et je vous emmène. Je m'appelle Morgane et je vous emmène avec moi à la découverte de l'industrie automobile. Je m'appelle Morgane et
your chances in life? How could you get it right? It's okay, darling. You're just too far away for talking. Hide the hospital bills and at night I see bills. They go blue, white and red. They go straight to your head. In a devil's pool, you don't know the rules. You're just somebody's fool. But I love you. Easy come, easy go. Are you high, are you low? Should I stay, should I go? Easy come, easy go. Easy come, easy go. Are you high, are you low? It's okay, darling. You're just too far away for talking. In a devil's pool, you don't know the rules. You're just somebody's fool, but I love you. Easy come, easy go. High, low. Should I stay, should I go? Easy come, easy go. Give me forever, love you forever. Still no one's filling your shoes. There are some things you should do for yourself now. Rotten hearts will decay at the end of the day. Hang the cowards, hang the DJs. There are some things they've done for themselves now. Entombed in ice, the center of the inferno. There are some things they've done for themselves now. Entombed in ice, the center of the inferno. Oh, you know. Another open
yourself now. There's some things you can do for yourself now. There's some things you can do for yourself now. There's something, there's something, there's something, there's something. There's some things they've done for themselves now, and turned an ice the center of the inferno. There's some things they've done for themselves now, and turned an ice the center of the inferno. Oh, you know. You're
Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette conférence. Une conférence sur le thème « Comment repenser la relation client-OEM-fournisseur » pour relever le challenge de l'électrification. Et à mes côtés, pour en parler, Guillaume Salvo, qui est le vice-président Sales et Programme de Hyundai Mobis. Bonjour Guillaume, bienvenue. Bonjour Claire, merci. Ravi de vous avoir à mes côtés pour parler de ce thème. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de nous parler de vos missions, de périmètre de vos missions, et puis vous nous parlerez également de l'ADN de Mobis. Très bien, merci. Bon, tout d'abord, merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis Guillaume Salvo, je suis le vice-président Sales and Programme chez Mobis, donc en charge de la relation client avec nos grands clients automobiles en Europe, tels que Stellantis, Volkswagen et d'autres. Donc ça, c'est pour ma personne. Pour Mobis, qui est Mobis? Mobis est un grand équipementier coréen, un équipementier qui est aujourd'hui le 6e équipementier mondial en termes de chiffre d'affaires, qui a une présence globale et qui a une ambition de croissance forte. Donc historiquement, il faut savoir, Mobis a été fondé il y a à peu près 50 ans. C'est une entreprise qui a fait partie de la galaxie Hyundai, de ce gros conglomérat Hyundai, et donc qui a connu une forte croissance main dans la main avec Hyundai pendant les derniers 45 ans. Et ce que l'on souhaite maintenant, c'est continuer cette croissance évidemment avec Hyundai Kia, mais surtout avec les autres acteurs automobiles tels que je mentionnais Stellantis, Volkswagen, General Motors, etc. Et je suis convaincu que nous avons des atouts pour réaliser cette stratégie. Un premier atout, c'est notre portefeuille produit. Alors je ne sais pas, il y a un slide, je ne sais pas si on peut le voir. On va y venir pour présenter notamment Mobis. On va mettre la slide de présentation. Voilà. Donc plusieurs atouts, comme je mentionnais. Il y a un premier atout, c'est le portefeuille produit. Donc portefeuille produit qui est à mes yeux très adapté à la transition que vit l'industrie automobile aujourd'hui. Donc plusieurs business. Je vais commencer par le business électrification, donc ce qu'on appelle e-powertrain chez nous. On fabrique des packs batteries, on fabrique des moteurs, on fabrique toute l'électronique de puissance, l'électronique de contrôle batterie, donc tout l'ensemble des produits nécessaires à la mobilité électrique. On a une division électronique qui regroupe deux grandes lignes de produits, ce qu'on appelle AV, c'est-à-dire Autonomous Vehicle, véhicule autonome, donc tout l'ADAS, à la fois les capteurs, caméras, radars, etc., et les calculateurs et le software. Donc on développe des offres ADAS pour nos clients, et une partie infotainment, donc tout ce qui est ce que vous avez à l'intérieur du véhicule, c'est-à-dire les écrans, les calculateurs pour tout ce qui est infotainment, les systèmes de vision tête haute, etc. Donc ça, c'est la partie software, la partie électronique. Oui. Et pour cette partie électronique, on développe aussi des offres. On entend beaucoup parler sur le salon, mais telles que Software Defined Vehicle, donc des offres pour nos clients, des outils pour suivre cette transformation, cette révolution du Software Defined Vehicle. Autre business, le business châssis, qui regroupe les activités freinage, donc les étriers de frein, les systèmes de contrôle de trajectoire tels que ESC, des systèmes des colonnes de direction et aussi des suspensions. Un business safety, ce qui est airbag et les calculateurs de contrôle airbag. Et enfin, le business module, ce qu'on appelle module, qui est en fait de l'assemblage de train avant, train arrière, cockpit, qui est le business historique de Mobis. C'est comme ça qu'on a commencé il y a 47 ans. Et on est aujourd'hui leader mondial sur ce business-là, et c'est un business qu'on continue de développer. Donc, grande ambition, un atout fort qui est l'atout produit, et vous noterez qu'on n'a pas de produits liés au moteur à combustion, donc on n'a pas à gérer cette transition. La transition électrique pour nous est vraiment un pure upside en anglais, donc on a tout à y gagner.
Un deuxième, à mon sens, une deuxième force de Mobis, Oui. c'est sa culture. D'accord. Donc entreprise coréenne et une culture forte, culture d'entreprise forte. Je vais citer juste 2 valeurs, on a plusieurs valeurs dans l'entreprise, mais juste 2 valeurs. Il y en a une qui est Customer First et l'autre qui est Go Global. Right? Customer First, c'est-à-dire le client d'abord. Et c'est quelque chose qui est très fort, c'est quelque chose qui est vraiment commun un ADN fort. C'est un ADN fort. Ouais. C'est un ADN de la culture coréenne et c'est un ADN qu'on retrouve chez Mobis. Et Go Global, c'est effectivement la volonté de se développer à l'international. Et donc, développement à l'international, troisième atout pour ce développement à l'international, notre empreinte, je dirais. On est présent aujourd'hui dans tous les grands marchés automobiles. On a 44 usines dans le monde. On a des centres de développement dans toutes les grandes régions. On en a en Europe, on en a évidemment en Corée, en Chine, aux États-Unis. Et donc avec ça, on est capable de servir les besoins des clients, les clients qui sont pour la plupart, enfin qui sont quasiment tous des clients globaux, servir leurs besoins et croître avec eux. On va voir comment tous ces points s'installent et en font une véritable force, notamment dans le sujet qu'on va aborder au travers de la relation client OEM-fournisseur. Guillaume, merci pour cette présentation. Je vous propose à présent d'entrer dans le vif du sujet. J'aimerais que vous nous parliez, vous qui avez une vision, je dirais presque, qui avait un peu cette prise de hauteur, j'aimerais que vous nous parliez du contexte dans lequel évolue aujourd'hui le paysage, je dirais même le marché automobile. Et j'aimerais que vous nous disiez quels sont pour vous les principaux enjeux. Oui, écoutez, le contexte, on parlait de défis dans le titre, c'est un contexte de transition. C'est un contexte de transition où on a, et c'est la volonté de l'Europe, la volonté des citoyens européens, une transition entre une technologie que les entreprises européennes ont très bien maîtrisée, qui est la technologie du moteur à combustion interne, vers la technologie du véhicule électrique. Et ça, c'est quelque chose qui est réglé dès aujourd'hui, on le sait. 2035, tout nouveau véhicule vendu en Europe devra être zéro émission, c'est-à-dire électrique. 2030, il y a déjà des étapes intermédiaires. Donc 2030, la flotte moyenne vendue devra avoir des niveaux d'émissions CO2 55% plus bas que ce qu'ils étaient en 2021. Et 2025, c'est-à-dire demain, en 2025 déjà, la moyenne des flottes des constructeurs doit être à 95 grammes de CO2 par kilomètre. 95 grammes de CO2 par kilomètre, c'est ambitieux. C'est ambitieux et c'est quelque chose qui ne sera faisable qu'avec une part significative de véhicules purement électriques, donc dans ce qu'on appelle des véhicules à batterie, dans le mix des constructeurs. Et une part plus importante que ce qu'on a pu voir aujourd'hui en 2024. Et c'est très important parce que outre le fait que c'est une ambition et que c'est une ambition louable de décarboner, il y a des risques de pénalité pour les constructeurs qui n'arrivent pas à se conformer à ces demandes. Il y a des risques, mais aussi des impacts, Guillaume, par rapport à cette législation. Oui, il y a des impacts et j'en vois 3. Moi, je vois 3 impacts liés à cette législation, à cette transition. 3 impacts majeurs. Le premier impact, on voit une compétition qui s'intensifie. Donc on a des nouveaux entrants, et là je parle des fabricants de véhicules, on a des nouveaux entrants, notamment américains, et je pense que tout le monde voit auxquels je pense, mais aussi chinois. Je pense que tous ceux d'entre nous qui sont allés sur le salon, qui ont visité le hall numéro 6, ont bien vu ce que je veux dire, des nouveaux entrants qui arrivent avec des produits qui sont bons, qui sont objectivement bons, qui sont compétitifs. Et donc, ça veut dire une compétition plus forte. Il y a un deuxième point, un deuxième impact, et ça a été discuté régulièrement, ça a été discuté par notre ministre de l'Industrie, c'est un point qu'avait fait aussi Carlos Tavares, c'est l'accessibilité à la mobilité. Donc, l'accessibilité à la mobilité, c'est quelque chose qui est devenu quelque chose d'évident, quelque chose comme un droit aujourd'hui. En Europe de l'Ouest, sur les 50 dernières années, il est normal pour les classes moyennes de pouvoir se payer des véhicules neufs. Demain, on ne sait pas si on va pouvoir continuer comme ça.
Donc on ne sait pas si cette accessibilité restera. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les véhicules électriques sont plus chers que leur équivalent à combustion interne. Et quand vous avez un budget défini, vous ne pouvez pas payer plus que vous pouvez payer pour acheter un véhicule. Ça, c'est un problème, c'est un problème social, c'est un problème politique, évidemment. Et c'est un problème pour l'industrie, parce qu'on ne peut pas se permettre, dans une industrie de volume telle que l'automobile, on ne peut pas se permettre d'avoir une baisse de volume à long terme. Voilà. Et troisième impact que je vois avec cette transition vers le véhicule électrique, c'est que les axes de différenciation entre les constructeurs automobiles changent. Je pense qu'on est tous ici amateurs d'automobile. Historiquement, il y avait certains constructeurs, on savait qu'ils avaient des très bons moteurs. On savait que quand on montait dans ce type de véhicule, on allait avoir une expérience de conduite particulièrement excitante. Aujourd'hui, avec un véhicule électrique, l'expérience excitante, elle est là. Elle est là par défaut, c'est un moteur électrique, vous appuyez sur l'accélérateur, vous avez le couple. Donc c'est quelque chose qui est donné. Donc comment se différencier? Comment se différencier les uns par rapport aux autres? On voit que la différenciation, elle va de plus en plus vers l'expérience avec l'infotainment, par exemple, avec les commandes vocales du système infotainment, avec toutes les fonctions d'aide à la conduite. Donc on a une différenciation qui était basée, et on en reparlera tout à l'heure sur les compétences. On en reparlera après, mais je voudrais vraiment que vous m'expliquiez, que vous reveniez, Guillaume, sur cette notion de compétition qui s'intensifie. Oui. Parce que je pense que c'est un point vraiment majeur aujourd'hui. Tout à fait. Oui, la compétition s'intensifie. Et pourquoi est-ce qu'elle s'intensifie? Je vois deux raisons principales. La première, ce sont les barrières à l'entrée. Si on avait dit il y a 20 ans qu'un fabricant de magnétoscope allait faire des voitures, tout le monde aurait ri. Aujourd'hui, quand un fabricant de smartphone dit je vais faire des voitures, c'est une réalité. C'est une réalité. Pourquoi? Parce que les compétences qui étaient nécessaires pour faire un véhicule avec un moteur à combustion interne étaient très pointues. Quand vous pensez à un moteur, c'est de la thermodynamique, c'est de l'usinage de précision, que ce soit pour les culasses, que ce soit pour les injecteurs. Donc c'est de la mécanique, de la thermodynamique, des compétences très fines, qui ne sont pas des compétences qu'on peut acquérir rapidement, et sont des compétences que l'industrie européenne et américaine a acquis sur 50 ans, une technologie que ces acteurs ont améliorée sur une cinquantaine d'années. Et donc ça, naturellement, c'était une grande barrière à l'entrée. Vous éliminez le moteur à combustion, cette barrière à l'entrée tombe. Donc ça, c'est un grand changement. Ouais. Un deuxième grand changement qui fait que la compétition s'intensifie, c'est la vitesse. Peut-être que certains d'entre nous étaient au salon de Shanghai en 2023, mais au salon de Shanghai en 2023, les Européens et les Américains se sont rendus compte que les constructeurs chinois avaient travaillé durant la Covid, ils avaient travaillé dur, ils arrivaient avec des produits qui étaient, on peut dire, bons, très bons, impressionnants, surprenants, et ils avaient réussi à développer ces produits sur des cycles de développement beaucoup plus courts que ce à quoi on était habitué. Donc on parle de maintenant 24 mois pour développer des nouveaux véhicules. Historiquement, dans l'industrie automobile, moi j'y ai travaillé pendant les 20 dernières années, c'était plutôt 48 mois. On parlait plutôt de 4 à 5 ans pour développer un nouveau véhicule. Maintenant, il y a des acteurs qui arrivent à le faire en 24 mois et tout le monde maintenant vise à aller vers 36 mois, voire moins. Donc vous avez un contexte où vous avez des nouveaux compétiteurs, vous vous battez sur un terrain un peu nouveau parce que les technologies électriques, ce n'est pas les technologies auxquelles on était tous habitués et qu'on maîtrisait tous. Et en plus, la vitesse du jeu augmente. Un double challenge. Donc c'est un double challenge, c'est tout à fait ça. Vous le résumez très bien, c'est un double challenge. Vous avez à la fois être un peu dans un mode catch-up qu'on doit rattraper, et en plus, à un moment où tout s'accélère. Voilà. Donc c'est un double challenge pour notre industrie. Alors vous parliez aussi d'accessibilité tout à l'heure, mais aussi de contrôle des coûts. En quoi finalement ces éléments sont-ils véritablement liés ? Ils sont liés. Alors je parlais tout à l'heure de l'accessibilité. Je disais en quoi, d'un point de vue social et politique, il est important de maintenir cette accessibilité. Et cette accessibilité, elle est aussi importante. Pourquoi ? Parce que
si certains constructeurs peuvent se permettre de se focaliser sur les segments luxe et délaisser le cœur de marché, tout le monde ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est une industrie de volume, donc il est important de maintenir des volumes. Si les gens ne peuvent pas s'acheter des voitures neuves, ils iront acheter des voitures d'occasion. Je me souviens de quelqu'un disait on risque de voir l'Europe devenir comme Cuba. Je ne pense pas qu'on en arrivera là, mais le risque est effectivement d'avoir un parc vieillissant, d'avoir moins de ventes de voitures neuves, et moins de ventes de voitures neuves, ça veut dire moins de volume. Et nous sommes dans une industrie de volume. L'échelle est importante dans l'automobile, et donc il est important qu'on s'assure de maintenir ces volumes. D'où l'importance du coût. Parce que l'accessibilité est liée au prix des véhicules, le prix est lié au coût, qu'on le veuille ou non, et donc il est important d'avoir une approche nouvelle, une approche différente sur le coût. Donc il y a une approche classique, et Denis Levotte en parlerait mieux que moi, il en parlait lundi lors de sa conférence de presse pour Dacia, une approche design to cost, qui est de dire j'ai telle fonctionnalité, mon véhicule doit coûter tant, je sépare ça en différentes fonctionnalités, en différents composants, et j'assigne une valeur maximale ou un prix maximal pour chacun de ces composants. Donc ça, c'est une approche, et c'est une approche qui doit être faite systématiquement, aussi en remettant en question certains, comment dire, je dirais pas dogmes, mais certaines idées préconçues qu'on peut avoir. Ouais. Idées reçues. Je pense notamment aux technologies batterie. On a vu initialement, en Europe, on travaillait sur la technologie LMC, donc les technologies lithium. La Chine a commencé à travailler sur des technologies LFP, donc phosphate, il y a 5-6 ans de ça déjà. Et la technologie LFP a moins d'autonomie, mais un énorme avantage, c'est que c'est beaucoup moins cher. Et donc, proposer des produits qui peut-être ont moins d'autonomie, mais qui dans certains use cases répondent à la demande du client, et surtout ont l'immense avantage d'être abordables, c'est une nouvelle façon d'aborder les choses, et on voit maintenant tout le monde travailler à ce genre d'offre duale. Oui. Voilà. Et Guillaume, vous dites aussi la technologie, c'est une évolution rapide. C'est un point que nous devons apprendre, mais aussi intégrer. Oui, c'est l'évolution. On parlait tout à l'heure de vitesse. La technologie évolue rapidement. Donc la technologie évolue rapidement, et donc ça, il est important pour les équipementiers et leurs clients. Et on va en parler tout à l'heure, mais de définir comment est-ce qu'ils veulent travailler ensemble pour faire face à ce challenge. C'est non seulement les cycles de développement qui sont rapides, mais aussi les technologies on n'est pas dans de l'optimisation à la marge, on est dans certains cas dans des steps importants sur les technologies. Et en ce qui concerne donc la différenciation? Mais écoutez, la différenciation, oui, je le disais tout à l'heure, on passe d'une différenciation qui est basée sur essentiellement des composants mécaniques, quelque part, qui demandent des compétences mécaniques, à une différenciation qui est sur du soft. Et l'industrie automobile aujourd'hui a une compétence soft. On parle beaucoup de software defined vehicle, de tous les nouveaux business models que ça apporte. Mais cette compétence soft, elle est aussi chez d'autres acteurs, des acteurs qui ne sont pas des acteurs traditionnels de l'automobile. Et donc ça amène aussi à penser comment on travaille, avec qui on travaille, où est-ce qu'on va chercher ces compétences pour créer des nouvelles différenciations. Guillaume, on est ici pour parler de la relation client-fournisseur, et maintenant qu'on a vraiment dressé le décor, compris les impacts, j'aimerais que vous nous expliquiez véritablement ce qu'entraînent ces changements dans la relation client, notamment écoutez, fournisseur. Un premier point, ce que je voudrais dire, c'est qu'avec les nouvelles technologies, on voit apparaître des nouvelles chaînes de valeur. Donc il y a certaines barrières qui existaient qui tombent. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'usines d'assemblage moteur. Aujourd'hui, la technologie des moteurs électriques, c'est une technologie qui, somme toute, est maîtrisée. Donc on a des nouvelles technologies qui font que les chaînes de valeur classiques peuvent changent déjà, et ça permet aussi aux frontières de bouger. Quand je dis frontières, c'est qui fait quoi, qu'est-ce qui est fait par l'équipementier, qu'est-ce qui est fait par le constructeur. Donc ça permet de réfléchir à des nouveaux partages de la chaîne de valeur, de nouveaux rôles le long de la chaîne de valeur entre
les équipementiers traditionnels et les constructeurs. Un deuxième point qui est important dans la relation fournisseur, c'est les besoins d'investissement. On a des besoins d'investissement forts. Quand on pense par exemple aux cellules de batterie, on parle de gigafactory, on parle d'investissements de plusieurs centaines de millions, voire de milliards d'euros. Ce sont des investissements forts et sont des investissements qui sont potentiellement avec un certain risque, parce que si les technologies changent, si les volumes ne sont pas là, etc. etc. Et un troisième point qui est aussi clé dans la relation client-fournisseur sont les compétences. Donc je mentionnais tout à l'heure, on a besoin de compétences nouvelles, de compétences autour du soft, autour de l'interface utilisateur. Et ces compétences peuvent être amenées par les fournisseurs, peuvent être développées par les constructeurs, peuvent être aussi acquises ou partagées ou, chez des nouveaux acteurs, qui viennent de la tech. Voilà. Donc tout ça amène quoi ? Ça permet l'émergence de nouveaux modèles. L'émergence de mauvais modèles sur comment est-ce qu'on travaille, sur qui fait quoi entre équipementier de rang 1 et constructeur automobile. Alors on est vraiment face à un véritable changement de paradigme, si je puis dire, dans la relation client-fournisseur. Guillaume, j'aimerais que vous nous disiez comment finalement on peut y répondre, mais aussi quelle approche Mobis propose à cet égard. Écoutez, notre approche chez Mobis, c'est d'établir des relations stratégiques avec nos clients, donc avec les constructeurs automobiles. Et ça, des approches stratégiques vraiment dans l'idée d'avoir un succès ensemble, un succès commun. Qu'est-ce que vous entendez par relation stratégique ? Relation stratégique, ce que j'entends par là, c'est un contexte où l'équipementier et le constructeur automobile alignent leur stratégie, c'est-à-dire réfléchissent ensemble de façon stratégique sur de quoi a-t-on besoin sur le long terme. Ça, c'est aussi un changement, on peut le dire. C'est un changement. Je pense qu'on l'a tous fait plus ou moins, mais là, ça devient vraiment central dans cet environnement qui évolue très vite, de vraiment penser stratégie et de commencer par là, et de commencer quelle est la stratégie de mon client et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, quels sont les axes clés sur lesquels il faut qu'on travaille ensemble. Donc ça, qui dit travailler ensemble dit aussi partenariat. Et je pense à la conférence de la PFA qui était mardi. Luca Di Meo disait lui-même, le modèle classique qu'on a eu ces 20 dernières années entre équipementiers et constructeurs, ce modèle ne fonctionne plus. Le modèle ne fonctionne plus. Pourquoi ? Parce que son attente, c'est qu'il demande qu'on soit plus orienté long terme, qu'on continue à innover, qu'on continue à investir, en même temps qu'on partage les risques. Et ça peut être fait, ça doit être fait dans le cadre de partenariat. Voilà. Donc nous, Mobis, je mentionnais tout à l'heure, on a grandi avec Hyundai, on a une relation, et on travaille toujours beaucoup avec eux, donc une relation quasiment symbiotique avec eux. Donc c'est quelque chose qui nous parle, c'est quelque chose qu'on a fait, qui correspond à notre ADN, et c'est quelque chose qu'on est prêt à embrasser. Merci Guillaume. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de partenariats stratégiques auxquels vous faites référence ? Oui, alors déjà, la stratégie, un point important, la stratégie, c'est décider ce qu'on ne fait pas. C'est décider ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Si on fait tout, ce n'est pas une stratégie. Important. Donc, c'est un point important. Et donc, dans la transition dans laquelle on est aujourd'hui, il est important de repenser et de décider que veut-on faire, que laisse-t-on à d'autres. Et je dirais entre trois catégories d'acteurs, les équipementiers de rang 1, les constructeurs et les nouveaux entrants. Donc ça peut être l'un fait et les autres ne font pas, ça peut être aussi des partenariats. Et les partenariats, quand je pense partenariat, je pense trois types de partenariats auxquels on peut penser. Ça peut être quelque chose d'assez, je ne dirais pas que c'est basique, mais on peut parler de co-développement ou partage de technologies, donc ça c'est un modèle. Ça peut être des modèles de co-entreprise, enfin joint venture en anglais, où on investit ensemble dans une entreprise pour partager les risques et les compétences, ou bien ça peut être simplement des investissements, investir dans des sociétés de façon minoritaire pour se positionner éventuellement sur des technologies.
Alors Mobis, c'est, de par son histoire, est capable finalement de véritablement nouer de tels partenariats. Oui, tout à fait. Et pour illustrer ce que je viens de dire, je vais vous donner quelques exemples sur le co-développement de technologies. Ça peut être, à nos yeux, soit des technologies, des produits, soit des process, ce qui est aussi très important, des process de fabrication. Technologie, on voit beaucoup de partenariats qui sont annoncés, notamment et surtout sur toutes les technologies de conduite autonome, parce qu'on se rend compte qu'entre level 3, level 4, level 5, le besoin de ressources, le besoin d'investissement est exponentiel. Donc là, il y a une logique très forte à mutualiser les investissements. On voit des grands constructeurs travailler avec des grands fournisseurs sur des modèles un peu ce qu'on appelle tier 0.5. Ça peut être aussi du co-investissement, du co-développement sur des process de fabrication. Et vous me demandiez un exemple. Mobis, par exemple, est en train de construire une usine d'assemblage batterie pour Volkswagen dans le nord de l'Espagne. C'est quelque chose qu'on a annoncé l'an dernier, c'est un gros investissement. C'est pour la future Volkswagen ID2 et les modèles sœurs chez Skoda et Seat qui seront aussi fabriqués dans le nord de l'Espagne. En parallèle, Seat construit aussi une usine pour fabriquer ses batteries. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Volkswagen aurait pu tout garder en interne, aurait pu tout donner à un fournisseur tel que Mobis. Volkswagen a décidé, et nous aussi d'ailleurs, parce que c'est un gros investissement, on a décidé de se partager la charge quelque part. Donc Mobis a une usine, Seat a une usine, et dès lors que vous avez ça, vous avez une opportunité naturelle de collaborer sur le processus d'assemblage des batteries et éventuellement, si on va plus loin, sur ce qu'on appelle design for manufacturing, donc optimisation du design pour le manufacturing. Et donc ça, c'est une forme de collaboration. Voilà. Donc ça, c'est le co-développement. Je mentionnais aussi les co-entreprises, donc les joint ventures entre concurrents ou entre clients-fournisseurs. Beaucoup d'exemples. Nous, on a par exemple une joint venture avec LG. LG fait des cellules de batterie. On a une joint venture avec eux dans le cadre d'assemblage de batteries pour un de nos clients. On voit d'autres exemples qui vont un peu dans le sens d'une intégration verticale. Stellantis est ici, c'est une notoriété. Ils ont plusieurs joint ventures. Ils ont une joint venture notamment avec Total Energy, avec Mercedes sur les cellules de batterie. Ils ont une joint venture sur les moteurs électriques. Voilà, donc ça c'est dans le cadre d'intégration verticale entre soit concurrents, soit fournisseurs et clients. Et le dernier élément, je parlais d'investissement. L'investissement, éventuellement dans des jeunes pousses, c'est à mes yeux une très bonne façon dans un cadre où la technologie évolue rapidement, d'acquérir ou de faire, c'est plus que faire de la veille technologique, c'est d'acquérir de la technologie, de mettre un pied dans la porte pour des nouvelles technologies, pour pouvoir ensuite aller très vite si la technologie émerge, si la technologie est la bonne technologie. Nous, Mobis, on a fait plusieurs investissements dans des sociétés liées à la conduite autonome, aussi des sociétés liées à tout ce qui est infotainment. Je pense par exemple à une société anglaise avec laquelle on travaille, dans laquelle on a investi, qui développe des systèmes de vision tête haute à réalité augmentée. Donc je pense qu'on a tous expérimenté les systèmes de vision tête haute, ce qui est très bien. J'en ai sur ma voiture, c'est fantastique. Quand vous mettez de la réalité augmentée là-dessus, là vous avez vraiment une autre valeur ajoutée, ce qu'on peut dire un game changer en anglais. C'est-à-dire que vous avez en superposition sur ce que vous voyez. Par exemple, vous voyez, il faut tourner à droite, et ben la route pour aller à droite est surilluminée en vert ou quoi que ce soit. Donc ça donne un confort de conduite, une sécurité, et c'est quelque chose qui est lié à tous les systèmes ADAS, puisqu'il y a la reconnaissance par les caméras et la surimpression, etc. Mais ce type d'investissement, ça permet de se positionner sur une technologie, la développer avec une start-up qui n'a pas forcément disons, la taille et toute la compétence du monde automobile, et accélérer la mise sur le marché de nouvelles technologies. Alors justement, vous parliez d'accélération. On faisait un focus sur le besoin d'accélérer, notamment des cycles de développement. C'est un véritable challenge. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut parvenir à l'adresser ?
Il y a plusieurs aspects. Il y a des aspects propres à une entreprise, des aspects plus généraux. Aspects plus généraux, on peut parler de la technologie. Tout le monde parle de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un outil fantastique pour accélérer, par exemple, des validations de produits. On peut faire des simulations, on parle de digital twins, des jumeaux pour accélérer les validations, mais l'intelligence artificielle, je pense à un cas d'usage. Pour tout ce qui est conduite autonome, une des difficultés, un des challenges, c'est d'identifier les cas extrêmes. Donc quels peuvent être les cas extrêmes? Parce qu'une voiture autonome sur une autoroute, ça fonctionne. En ville, c'est plus compliqué parce qu'il peut y avoir beaucoup plus de choses. Mais ce qu'on cherche toujours, c'est quel est le cas extrême, donc le edge case, le cas auquel on ne pense jamais, qui arrive une fois sur 1 milliard, et comment s'assurer que l'algorithme va être robuste et va prendre la bonne décision dans ce contexte-là. Avec l'intelligence artificielle, on peut générer ces cas extrêmes. On n'a pas besoin d'avoir des voitures qui roulent des millions et des millions de kilomètres pour amasser de la donnée. On peut justifier ces cas extrêmes et tester les algorithmes. Ça permet d'avancer plus vite. Donc ça, c'est pour la vitesse. Il y a un aspect technologique qui permet d'avancer vite. Il y a un aspect culturel aussi, et ça, c'est propre à chaque entreprise. Nous, je le disais tout à l'heure, on est Mobis. On est une entreprise coréenne, de culture coréenne, et qui, historiquement, a fait partie du conglomérat, donc du chaebol Hyundai. En Corée, Hyundai est connu pour ce qu'on appelle le Hyundai Speed, la vitesse. Et je vais vous donner un exemple. La première autoroute en Corée a été construite en 1970. Et cette autoroute, qui va du nord au sud, dans un pays très montagneux, donc qui fait 470 km, je crois, a été construite en 2 ans et 5 mois. Ça n'a jamais été fait. On n'a jamais construit une autoroute aussi vite. Et ça c'est la culture du conglomérat, mais c'est une culture qu'on a gardée. Par exemple, on a développé avec un de nos clients un système complexe, et entre le premier coup de téléphone que j'ai reçu de l'acheteur et la mise en série, il s'est passé 2 ans. Entre l'obtention du contrat et la mise en série, 18 mois. Donc on a négocié le contrat pendant 6 mois, et on a été en série en 2 ans. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait confiance aux clients. Ils avaient un besoin très clair, et on a commencé à travailler avant d'avoir un contrat. Et ensuite, on a exécuté très rapidement. Et aujourd'hui, le véhicule est en série. Et ça a été aussi un élément clé du renforcement de la relation avec ce client. Voilà. Guillaume, il y a un point aussi important, c'est l'aspect collaboration avec le client. Oui, mais je le disais, il y a cet aspect de confiance. Cet aspect de confiance, c'est-à-dire, et ça, à nouveau, c'est spécifique à Mobis, c'est spécifique à la relation qu'on a eue avec notre client historique, mais c'est quelque chose qu'on amène dans la relation avec nos nouveaux clients, c'est travailler, c'est-à-dire cette culture le client d'abord, customer first. Quand le client demande quelque chose... Ouais, vous en parliez au tout début, voilà, ça fait vraiment partie du pilier. On avance, on sait qu'on aura des choses à négocier, qui auront des impacts économiques, etc. Mais on suit la direction du client pour avancer vite. Voilà. On va parler aussi de l'humain. Vous avez évoqué un besoin de compétences nouvelles aussi dans toute cette dynamique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors si on regarde mon domaine de compétences, qui est le domaine commercial, moi ce que je demande aux directeurs de compte que je recrute aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir cette compétence, cette capacité à travailler de façon stratégique avec le client. On a tous travaillé pendant les 20 dernières années, on sait faire des négociations, on sait travailler, répondre à des RFQ, on sait négocier des augmentations de prix pour des questions de taux de change, d'énergie, on sait faire. C'est important d'avoir ces négociations pour avoir un partage de la valeur qui est décent. Mais aujourd'hui, on a vraiment besoin d'être capable, d'avoir des gens capables, dans les discussions avec leurs clients, d'identifier quelle est la vision du client, quelle est sa stratégie, de quoi a-t-il besoin, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il n'a pas, comment est-ce que ça matche avec ce que nous, on peut apporter, comment est-ce que nous, dans le cadre d'un partenariat, on pourrait aussi générer de la valeur, que ce soit de la propriété intellectuelle ou autre, et commencer à positionner ces discussions avec le client tôt. Et ça, c'est une attente que j'ai de la fonction commerciale, parce que c'est la fonction qui est en face du client. Donc ça, c'est pour la fonction commerciale, c'est pour mon scope. De façon générale, si on réfléchit à ce qu'on doit développer, donc si on pense aux ingénieurs, on a une opportunité aujourd'hui, je pense une opportunité fantastique pour l'automobile, de
renforcer, on a l'opportunité de renforcer l'attractivité de ce secteur. C'est-à-dire que l'automobile aujourd'hui fait plus partie du problème, l'automobile fait partie de la solution quand on pense à la décarbonation. Hein. Donc on peut donner du sens, on peut donner du sens à des carrières, à des jeunes diplômés, des jeunes qui veulent entrer, qui veulent aujourd'hui du sens à ce qu'ils font. Enfin, on l'a tous voulu, mais qui encore plus fortement aujourd'hui, et qui veulent partie des facteurs d'attractivité. Tout à fait. Merci beaucoup Guillaume. Avant de conclure, j'aimerais que vous nous parliez des perspectives. Les perspectives, on a une transition, clairement. Oui. Hein, et on a une transition. Pourquoi ? Parce que l'automobile est un acteur clé de la transition énergétique. Cette transition, ça amène, comme dans toutes les phases de transition, ça amène et ça donne l'occasion de repenser la relation entre équipementiers et clients. Et moi et nous chez Mobis, nous sommes convaincus que c'est vraiment cette capacité des équipementiers et des clients à repenser leurs relations, repenser leur collaboration, agir ensemble de façon stratégique vers des objectifs communs qui sont l'accessibilité, qui sont de créer et de maintenir un avantage concurrentiel. C'est ce qui fera notre succès à l'avenir. Merci beaucoup. Merci Est-ce Claire. que vous avez des questions à poser à Guillaume ? Monsieur, bonjour, on va vous donner un micro. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour. Bonjour, je m'appelle Charles Martinet, je suis consultant en stratégie. Ma question pour monsieur, déjà merci pour votre intervention. Merci. Vous dites qu'on est dans un secteur où il y a de moins en moins de barrières à l'entrée. Du coup, il y a des cycles aussi de succès ou de défaites, on va dire, de nouveaux acteurs qui peuvent être beaucoup plus rapides. Face à ça, vous dites aussi qu'il faut des horizons d'investissement, de partenariat longs et éventuellement du volume. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous choisissez de nouer des nouveaux partenariats avec des nouveaux constructeurs alors que peut-être dans 2 ans de temps, il y a une moitié d'entre eux qui n'existeront plus? Alors, aujourd'hui, on a un constructeur qui est notre client historique, client captif. Donc ça, c'est un partenariat qui est là et qui restera. On développe notre business avec des clients qui sont nouveaux pour nous. À nouveau, c'est une question d'alignement de la stratégie. On regarde les clients aujourd'hui, il y en a certains qui sont très ambitieux, très volontaires, qui embrassent le changement, qui veulent réussir. Je pense que pour un fournisseur, je ne parle pas de nous en particulier, mais pour un fournisseur, c'est c'est un très beau challenge. C'est un très beau challenge parce que ce qu'on veut faire quand on est fournisseur, un de mes anciens CEO qui disait ça, c'est win with the winners. On veut gagner avec ceux qui gagnent. Parce que c'est là qu'on va apprendre, c'est là qu'on va se challenger, et c'est là qu'on va avoir du succès ensemble. Voilà. Donc sans dire qu'on choisit nos clients, parce que non, on ne choisit pas nos clients, mais la réflexion stratégique est vraiment importante sur ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. On a un portfolio très large, donc on ne veut pas non plus se battre sur tout chez tout le monde, mais choisir où est-ce que ça a du sens pour nous et pour le client de travailler ensemble, de collaborer. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Bon, on peut poursuivre les échanges. Ah si, monsieur, je vous en prie. On va vous apporter le micro. Je vais également vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, alors, Pierre Colliot. Moi, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans l'industrie auto, et puis j'en suis sorti là, il y a un petit moment maintenant. J'avais une question, deux questions, mais en fait, ça se rejoint. Je vois que vous avez sur la droite là, les modules. Oui. Et vous avez expliqué, alors j'étais un petit peu en retard, mais vous avez expliqué qu'avec les véhicules électriques, finalement, on simplifiait la complexité véhicule au niveau de l'ensemble des composants. Est-ce que justement cette simplification n'amène pas les constructeurs qui ont également des problématiques, des considérations sociales, de gestion d'usines, à justement se détourner de ce modèle-là des modules? Et inversement, comme il y a quand même de la complexité au niveau de tous les composants électriques, à justement déléguer plus les systèmes, mais au sens fonctionnel du terme, pas forcément au sens physique. Je ne sais pas si j'étais clair. Alors, oui. Alors sur les modules, j'aurais tendance à dire non,
Les modules, alors soit ce sont des choses que les clients internalisent ou qu'ils externalisent, mais sur des modules de train avant, sur des modules de train arrière, aujourd'hui, on voit pas, il n'y a pas un gros impact de la transition électrique. Ça reste des modules de suspension, des roues, des choses comme ça. Donc ça n'a pas beaucoup d'impact. Là où on voit un impact, où on voit un potentiel, c'est, je parlais tout à l'heure de la chaîne de valeur. Certains constructeurs, pour des questions sociales, pour des questions d'utilisation de leurs usines, de leurs anciennes usines de moteurs, et aussi pour une question de contrôle de coûts, réfléchissent à intégrer en leur sein des choses que précédemment ils laissaient aux équipementiers. Donc ça, c'est un changement, et c'est un changement qui donne des opportunités de travailler différemment. Je mentionnais tout à l'heure la joint venture que Stellantis a avec Nidec pour les moteurs électriques. C'est un exemple de collaboration, et je pense que pour le fournisseur, c'est une bonne collaboration. C'est une bonne collaboration parce que ça donne ça donne un partage de risques dans l'investissement, ça donne un co-développement de technologie, ça donne des opportunités aussi d'utiliser ça comme tremplin pour plus de croissance éventuellement. Bien. Pas d'autres questions? Merci beaucoup en tout cas. Merci pour votre participation à cette keynote. Merci. Merci Claire.
ça va, Ça va? Ouais, ça va. Ok, super, et après vous... Je me suis super loin. Tu veux pas te... Ouais. Je vais me mettre au milieu, on m'a dit de me mettre au milieu. Pas trop. Sinon, Ah non, absolument pas. Ok. Non, c'est pas écrit. C'est non. Non. J'ai pas noté ça. Ça ne veut pas du tout. Ouais. Exactement. Ah oui, oui. Non, c'est du live. Non. Heureusement que j'ai un PC souris. Le public sourit. Ah ouais, C'est bien. moi je les vois pas. J'ai peut-être même pas besoin de monter sur scène. J'ai peut-être même pas besoin de monter On sur parle, scène. on parle moins. Je vais être là pour annoncer. On parle moins. Si, tu préfères. J'ai un micro, oui. C'est pas grave, pas de problème. Je suis indépendante, mais je coordonne la partie éditoriale. Je suis la maîtresse de cérémonie et j'anime des slots en fait. Et vous vous occupez du live stream. Ouais, pour la BNP. Ouais. Ça va, c'est... Ok, on rajoute. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci d'être présents pour cette première conférence de l'après-midi dans le cadre du Mondial de l'Auto. C'est un grand plaisir d'ouvrir cet après-midi avec la BNP Paribas. On va d'ores et déjà switcher en anglais. Welcome to all, our first conference, the first conference of the afternoon. We will talk about how can we accelerate the transition to sustainable electric mobility while answering with the spread adoption with our moderator Annette Bergnoff. Thank you very much for your introduction. So yeah, hello everyone and welcome to this crucial discussion. So as you know, we stand at the crossroad of environmental necessity and technological innovation, and today's panel will explore the paths to a greener future. So our speakers who are with me, Audlan, the head of partnerships of the electric mobility division at EDF, Elise Arps, chief investment officer at Electra, and Ronny Seidel, global head of commerce at BNP Paribas Personal Finance. Hi everyone, thank you for being with us today. Thank you. Hi. So we know that the transport sector is now the top contributor to greenhouse gas emissions in Europe, and we all know that public demand for sustainable options grows and regulations tighten. So I think it's crucial to discuss how sectors can accelerate the shift to electricity, to electric mobility. So what are the key levers or the obstacles to overcome for large-scale adoption, and how each of you can contribute to this? And I would like to start with you, Ronny. Thank you, Annette. Hi, everybody. It's a pleasure to be here. First of all, I would like to mention why it's such an important topic for us. You mentioned the greenhouse gas emissions, and what I learned only on Tuesday is that now, obviously, transportation is the first emitter of greenhouse gases, and there has been no evolution of the last 20 years, which is quite impressive, because all the other industries have decreased emissions over the last 20 years. The second topic, why it's important for a bank like BNP Paribas to work on energy transition in transportation, is transport is the second household budget in Europe. So it's a very important
expense for households. So we have to find solutions to have a more sustainable mobility for consumers. And the last reason, a car in Europe on the road is in average 12 years old. So we talk a lot about new cars, electric cars, etc. But I learned, our experts tell me that even if we increase progressively BEV sales and registrations till 2030 up to 50%, only 16% of the cars on the road will be electric. So this means there remains a very old fleet on the road, and transition will be progressive. Then when we have a look at users of mobility, there are mainly two segments, and each year we have the BNP Paribas Personal Finance Observatory and the Arval Mobility Observatory. And we ask the users when and how they would like to transition to greener mobility. And we have three segments of users. The first ones are corporates using cars. Out of those users, 70% already have alternative energy vehicles or are ready to move to alternative energies. Again, corporate users, but for light commercial vehicles, the picture is quite different because the use cases are very different, and only 31% of those have alternative energy vehicles or are ready and plan to move over the next 3 years to alternative energies like electric vehicles. They know exactly, fleet managers of corporates know exactly the cost of vehicles, how much is the cost per kilometer and per engine, so they are extremely well educated, and the main barrier for those is charging infrastructure. This is very different from consumers. When we ask consumers, 1/3 of them is ready to move to battery electric vehicles, but out of 10 users who are ready to move, 8 have big questions and need advice and support. The first support is around affordability. They are looking for subsidies and attractive prices. And the second very important support they need is the advice, which is the right car for the use I would like to have and my family situation. So it's extremely important to support those users. And for consumers, the first barrier is affordability by far. So it's the price of the vehicle and the monthly installment they will have to pay for the financing. Yeah, Ronnie, we will dive deeper during this panel discussion. Thank you for tackling all these topics. So, Aude, over to you. So, how do you tackle the issues at EDF? What are the key levers, obstacles to overcome? Well, as Ronnie said, so there is also one very important question when a customer buys an electric vehicle is, how am I going to charge? So either on the road or at home. So I would say that now on the road, so we have quite a large network, so especially in France, with almost 150,000 charging points on the road. And the increase of this charging point has the increase was very important, with more than 30% growth between last year and this year. And on fast charging, so it's even faster. And so I can tell you that with our subsidiary Easivia that install fast charging stations, so since the beginning of the year, it has installed on average 100 charging points, fast charging points per month. So the rhythm is here. And now I would say at home, so individual house, no problem, but then the pain points could be collective housing. Because in collective housing, we know the delay are quite long. But the good news is that some measures have been taken to help the customer having a charger at home with, for example, help in terms of collective infrastructure. And the good thing is now when a customer wants a charger in his building, so not all the residents have to pay for the charging infrastructure, but only the one that need a charger. So a good step also. Great. And now over to you, Elise, from a startup initiative, expertise. How do you see the acceleration of the transition to electric mobility? Yeah, thanks. Thank you for the very good insight you already provided. Very nice to be here in this very musical atmosphere.
So a few words, because I don't want to throw a lot of figures. There are a lot of figures to say, but the percentage of the electric vehicle is very low in France still, compared to Norway, for example, where it's 80%, or China is more than 50%. Sweden is already very high, like more than 50%. And the more we go, you have a big share for the moment in France of hybrid vehicles, so 50-50 with the other electric vehicles. And the more we go, the more we have electric vehicles. The slowest is the share of the hybrid, because hybrid is just a way to go through a full electric, but it's just temporary. The second trend we see is that for the adoption, infrastructure is very important, of course. And so when the electric vehicle starts in a country, then there is a massive land grabbing, as we call it in our sector. Everyone wants to put chargers everywhere, but normally they start with slow chargers because they're the cheapest, they're the easiest to put on with no grid connection. And the other trend we see, so decrease of hybrid compared to electric vehicle, and the other trend is decrease of slow chargers in the public area. I mean, not at the office or at the housing, but decrease of the share of the slow chargers compared to high power chargers. And this is what people usually want. We did a due diligence and we interviewed a lot of people, especially in Norway and in the Nordics and all the countries where the adoption is very high. People want to charge very quickly. And we'll talk about this later with the professionals, but there is a need for reliable and very fast chargers for people who want to charge, not at the office and not at their home. Thank you, Elise. Shifting now from individual efforts to collective actions, let's power on the power of partnerships, because collaboration is really key to mass adoption. And Elise, so how do you integrate with traditional industries? There are a lot of synergies and connections. The first one is that our business model is we buy and we sell electricity. So we rent our locations. And so the first partners we need to have is to have the landlords alongside us with the best locations with a lot of traffic to make sure we are profitable and we can put even more chargers then. And then we have a lot of industrial partners, known and less known, which we developed new concepts with wood and so on. So industrials, OEMs, they are the key, because if you are in the car, if you can pre-charge the battery, if you can find the chargers very easy on the screen of the car, this is key for the adoption. If you have to spend hours looking at your applications, trying to find the chargers, this is a nightmare. So OEMs for sure, and there are plenty, of course, of actors. We'd like to make some alliances with other CPOs. I think we need to be very strong all together. Definitely banks, rental cars, all the professionals. These are very important for the early adoptions and for the long term. Thank you, Elise. Very interesting. Aude, how do you accelerate? How do you collaborate? So we are an energetician, so we sell electricity, of course, it's well known, but we also install chargers through our subsidiary in France and in Europe also. And you can't dissociate the charger from the electric vehicle. So that's why, of course, we have partnered with car manufacturers and also with leasers, so like Arval, the leaser of BNP Group. And the aim is to offer the best customer experience to the customers. And for example, so for fleet manager, so when Arval leases a vehicle, in addition, so it will propose the leasing of the charger.
So then the customer has the global experience, and we operate those chargers, and we can also offer additional services like reimbursement of consumption of electricity consumption at home, so that the customer, so the user, has the same experience than with a fuel card. Yeah, and Ronnie, how do you see the cross-sector collaboration? I think it's very important, and you both mentioned that there are plenty of opportunities. I feel that the energy transition is so complex that nobody can manage it by him or herself. So we have to work together, and there's not just one solution fitting everybody. So even if within BNP Paribas we do a lot of things, we finance infrastructures, we finance cars, we rent cars, we have a corporate bank, etc. We interact a lot, first of all, with manufacturers. Manufacturers and distributors are very important. And the second very important topic are the ecosystems, like EDF, like Electra. We build together financing product, packaged services, so that we can manage the monthly cost, the monthly budgets, reassure, it's what you said, on charging. Charging infrastructure is available. They can anticipate the cost, and they can anticipate also the travel. It's extremely important for the users. The second topic where we're very happy to work together is the data from our observatories I mentioned before. We share them very openly with our partners, and consumer studies and user studies are very important because this is how we can prioritize what is really important. And we feel is that rather than shine ourselves, we would like to put the sparkle into the eyes of our customers and partners together with the ecosystem. Yeah, very clear. Okay, now let's tackle another point that you mentioned already. It's all about cost, and high EV charging infrastructure costs often hinder mass adoption. And Aude, so how can we make them financially accessible? So, of course, the electric car is more expensive than the thermal car, so that's a fact. But we have to see the cost of use, and we see that it's 3 times less expensive than a thermal one. And so we have to think in terms of total cost of ownership. And that's what we have, so that's the observation we have done in our group, in EDF Group, where so we have taken the engagement to convert 100% of our fleet at the end of 2030, so which means 50,000 vehicles, and we already have converted 30% of them. And we have made this observation that electric vehicle, even with a charger, is globally less expensive than a thermal one. So, and our president is very regarding to the results. So the last thing I would say is that when a company especially choose a charger, so you really have to think about the need you will have. You don't need to put a very fast charging charger on the parking where the cars will sleep all the day. So maybe a 7-kilo charger will be enough. So it really depends on the needs, and so then you will probably avoid useless costs. Yeah, Elise, what is your point of view on the issue? Would you like to elaborate a bit more on the corporate fleets or the professionals and their needs? Yeah, definitely. When we started, we had very few chargers in France, and now we are in 9 countries, and we have more than 2,000 charging spots electrified with high power chargers. And when you start, you just want to make usual B2C consumers come to your chargers. But when you have the network, you can address the needs of the fleets, and they are the early adopters at some point, because they have the carrot and the sticks, so they are incentivized to move to electric, but they are also punished if they don't. And so when you have a VTC or taxi and they are working during the day, they can't just park for 20 hours and waiting for the battery to charge. So they really need this speed. And so these are definitely the type of partnerships we made very quickly with the professional. The rental cars, fleet management overall, and we developed our own tool for the fleet management. And so we increased the share of the professionals from 10 to 30%, and it's not finished. The more we grow, I think the more we have
professionals, especially because we focus urban and peri-urban areas. We are not on the highways, especially. And Ronnie, what financial solutions are you considering to reduce initial costs or to overcome the initial cost barriers? As Elise just mentioned, we have two customer segments. There is the well-educated ones, it's the fleet managers and corporate fleets. They have a natural motivation to move to electric vehicles, and they have the notion of total cost of ownership. So it's much easier. We can manage through attractive leasing products. And then on the other side, we have the consumers, and they are still quite worried about the purchase price. And I'm very happy to see at the motor show here that purchase prices are going down. There are a lot of new models below 30,000 euros, 20,000 euros even, which will bring acceleration to the adoption. And we can build what we call balloon products in banking terms. It's leasing products in Germany, it's PCP in the UK, LOA in France. But we have to take into account the second and third life cycle of the vehicles to be very attractive. So we need to manage residue values. What's going to happen to the vehicle once it comes back from the first financing? It will be a young, used electric vehicle. How can we make sure that the quality of the vehicle is good with battery certificates, again, reassurance with insurance products, service plans, etc., and even prepare the third one. And this is what we can do with our partners, and it's very important to reassure and have the right products for users. Elise. Yeah, I just want to mention also not to forget the last mile logistic, because we all want Paris to be more or less crowded than it is today, and all the cities in Europe, and we definitely need to increase the light mile logistic, and for that, of course, the charging, whatever the solution, is very important too. Yeah, very interesting point, I think. Yeah. Now let's shift to the backbone of electric mobility, charging infrastructure. Aude, how is EDF planning to expand the network to growing EV demand? Well, I think that if we want to expand the network, I think that the fleet manager have an important role, a key role to play. So we see that in our fleet. And of course, so we take in consideration the global subject. When we decide to move into electric and to give an electric vehicle to an employee, we have to think of the charger. And so the rule in EDF is that one electric vehicles come with one charger. It can be at home or on the parking. But if not, so it doesn't work. And the employee won't move to electric. So the fleet manager have this very important role to play. So we can, as a CPO, we can help them in doing that, but they also have to help their employees. And I would say also that one other maybe pain point for the customer for having fast charging chargers, it's the price, of course. Like a fast charger is very costs a lot of money, and our subsidiary EasyVia propose a model, what we call the third investment model, where the customer doesn't have to spend money; he just gives the place, and so we care for everything. Yeah, thank you. Elise, I think it would be interesting to have your point of view, this point of view of startups. So do you have any innovative solutions, anything you would like to share? Yeah, we have a lot, but effectively we are competitors with EasyVia, the branch from EDF. But I think we address some different markets. We really think that innovation would not come from the incumbents. This is also why we started this company 4 years ago, and it was the same like for Airbnb, for VTCs. The innovation come usually from the one who don't need to keep the market as it is to earn the money. So we first thing we did is to enable the users to book the place, the spot. So you know your ETA minus 30 minutes plus 30 minutes, it's blocked, it's for you. It says booked, and you can just park and flash.
and then all the connection with the car, you just plug, and then it's automatically recognized by the charger, and it charges alone. This type of things is very, very useful for the users. Then all the application, where you have all the customer journey, which is very special at Electra. Like 30% are using the app, which is very high in the market. You have plenty of things for the professionals. You have promo codes and a lot of things like to open the barriers, to make sure that the landlords are safe, but the user is seamless in his charging experience. So yeah, a lot of innovation, I think, because we have really infra and tech. We need to be at the edge of the cutting edge of technology in the infrastructure and in the technology. Seamless use for the user and for the clients. This is really key. So let's talk now about user experience, because technology only succeeds if it meets user expectations and improves daily life. So, Elise, what improvements do you see? What is needed in products, services, everything? Well, there is a lot. I think there is definitely something to do with the energy, electricity, because this is key. First, make sure that we optimize the consumption of the battery of the car. Make sure that the chargers and the cars are totally compatible and can be can discuss together, which is not really the case yet. And this is why we discuss with the car manufacturers. Then all the grid connection, because when you put like storage. When do you charge the car with the grid connection? When do you charge the car with what's coming from the storage? Are you charging also with solar panels? It's so technical, this electricity business. How do you optimize at the stage of the station, but at the stage of the country? So there is plenty of things to do here. AI will definitely help for sure. We are working on our side. We are working with all the partners I mentioned before, and I think all the politics are aware that this is something very important there. Yeah, Ronnie, I guess that you agree with Elise. So a lot of things to do. So how do you tackle this issue at BNP Paribas? The first objective is that we are easy to deal with. So this means the easier our products, financing, services, insurance are to subscribe, the more time users or the advisors, salesmen in the dealerships, etc., can spend with the user to recommend the right car for the right use. And we think this is very important, because if the user is disappointed with the car, we will not accelerate. So it's very important to recommend the right car for the right use. The second topic is obviously charging. I think it's in terms of user experience. If you're struggling to charge your car at home or in the office or on the road, there have been in the past some evolutions about, for example, motorway charging during summer holidays. It's like a petrol station, sometimes the price hikes. It's a disappointment for the user. And then you cannot anticipate, and during the COVID crisis, I think we have seen energy prices increasing quite a bit. So this brings uncertainty. So we need to bring more certainty to the BEV users, and charging is very important for that from my perspective. And the last point is what I would call better driving. BEVs are mostly connected, have an OS. So this means the usage of the vehicle, the use of the battery can be followed by the manufacturer with dedicated apps. We can interact with them, have a better usage of the car, a better usage of the battery, which is good for the driver, for the charging experience, but also for the battery lifetime. You know, consumption of resources, rare resources for the battery are very important and quite impactful to the environment. So if we can reduce this impact, it's a second win. Yeah, thank you. So, Aude, how does EDF improve our daily life? Yes, so I totally agree with what Ronnie is saying, and so it's important for the user experience to have the best experience with its charger, and smart chargings also plays a key role, especially when you want to reduce your electricity bill. So you're very concerned by the electricity bill, and thanks to smart charging, so it can be in a company. When your car are on the parking, so you can program the charge when the electricity is the cheapest one.
so without doing anything, so the user won't see anything. And we also have the same offer for residential users at home. So we have a smart charging application, and you also get the app, and you can see on the app how much you have saved when you charge at the right time, and how much CO2 also you have saved, which is very important. And so we do that both in company and in residential. And so I would say also that the customer experience, it's so convenient to have its charger at home, and you don't need to go back to the pump to refuel your car. Wow. That's really great. Okay, now finally let's shift to our last topic, innovation and disruption in electric mobility. So what are the most promising area? What can companies, startups, how can you collaborate to drive progress? And Aude, can you tell us about your projects? Make us dream. Well, so again, yes, it's again about smart charging. So then the technology called V2G. So it means vehicle to grid. So it means that you program the charge when the electricity is the most abundant. So it means when the wind is here, when the solar is here. And then perfect conditions. Yes, and then the electricity is very cheap, and then the electricity stored in the batteries can be restituted at the right moment, so on peak period, and it is restituted to buildings or to the grid. So that is V2G. So our subsidiary, Drive, so which is it was a JV, a joint venture between EDF and a startup called Newvi. So Drive operates V2G, and Drive has launched a program, a European program called EVE, among so with partnerships. So among them Arval and BNP. And so the objective is to install 800 chargers at the end of the year 2025, so next year. And we already have installed 200 chargers, mostly in France and in Denmark. Great, thank you. Ronnie, innovation knows no bounds at BNP Paribas? Innovation is an interesting topic. The first one, obviously, it's the F consortium. We're very excited about this, and we are keen to understand how this is going to work, because it's a starting point, it's an experiment. The second one is supporting startups like Electra and fundraising, etc. And then on BNP Paribas side, we also invest directly or through funds into innovation and into startups. And we have three objectives. The first one is basically to have an ear to the market, just understand what are the new trends, what's happening, what are the new startups, what would you like to explore. The second one is to enrich our value proposition. If there are interesting offers, interesting new products, we can combine them with our offers and propose them to our partners and our customers. And at the end of the day, most of the startups struggle at the beginning with customers. And we have plenty of them. We have plenty of corporate customers, we have plenty of consumers in our portfolio, and we can make them available to startups if we feel that the offering is right and if you want to test those new offers. So I think it's an interesting way, and we're still in a test and learn to see how we can enrich the value proposition and to work with startups and help this energy transition. Working with startups, Electra. So can you explain some breakthrough disruptive innovations? It's funny because at some point the customers, the only thing they want is simplicity. They don't even see the innovation. For them it's obvious, like, yeah, a plug and it's working and that's it. They can't even imagine the brain power and the work that is behind. So, and simplicity is one of our key words and one of our brand value. We talked about V2G, we talked about smart grid, smart pricing, a lot of things that will, for sure, the tech is important in this infrastructure world. And yeah, there will be a lot of
simplicity, a lot of complexity to make sure that the customer is make it it's the more simple possible, the most simple possible. So I don't know what's the. I think the car is definitely, the battery is something that everyone is looking at. We need batteries that are efficient, that are sustainable for the world, because a lot of people are not adopting EV cars because they say that the battery is just like rare materials that are coming from countries where it's extracted with very bad methods, so they don't want to go there because they say that's an excuse, but it's sometimes true. So we need a lot of innovation in the battery to make sure it's clean. And it's the case. I think in a few years we will not have the same batteries as we have today. So cleaner batteries with a long distance, very easy to charge very quickly, and then all the recycling of the battery. Make sure that we have a process that is fully clean, fully green, and I think that's the best thing to do. The rest is just a bit of technology and a bit of infra. We're doing it. It's not a major issue, but I think battery is key, and especially because batteries are cheap and coming from China right now. So our sovereignty is not well preserved, and we are investing a lot with Vercor and others, but it's not enough. So they have 20 years of advance compared to us, and we've been there. So we have to imagine that we are in France, but we have to look what's going overseas, and things are going there, so we need to be aware what's going there. And so, yeah, definitely I would pay for batteries. This is where everything goes. Thank you so much for this insightful discussion. Over to you. Would you like to ask questions in French or in English if you want? Thank you very much for your intervention. I have actually two questions. The first one is about battery swapping. We know that there are some use cases on motorbikes, scooters, etc. Do you see any scale possible with business models like NEO to develop? Maybe from my perspective, and what I've seen from a user and the finance side, there are. In China, there are consortiums on battery swapping, and from my perspective, it can work if there can be consortiums. It cannot work if you have one manufacturer with one technology doing battery swapping, because a battery swapping station by itself is very expensive, and you need a certain amount of traffic. For motorbikes, and even what we have seen on last mile delivery, which you mentioned, and inner city transport, it can be very interesting because the distances run are not very important. You need to be fast. You can swap, and you don't need huge batteries to swap. So from my perspective, the infrastructure impact would be much lower. That should be a priority, and it would be interesting to see in Europe when the first use cases arise. Electric motorbikes are around with swappable batteries. For motorbikes, there are consortiums already which work together. So we're just waiting for the use cases in Europe. In China, you have them already. For LCVs, if I'm not mistaken, it's mainly done by the operators of the fleets. They have their own swapping stations. So again, there might be something interesting happening there. For cars, let's see if some manufacturers can agree on a technology and on a methodology to swap and to mutualize the cost. You want me to add something? In France, especially with the bikes, you've seen all the maintenance, all the broken bikes. So as a financial, let's say professional, I'm afraid about the operations and maintenance cost afterwards. So it's costly when you expense the capex and you have to buy the materials and the hardware. It's costly to build. And then you have a lot of operations and maintenance costs afterwards. So definitely, it's a very interesting technology. Also, like the induction charge, we've seen some open charge there. We know them, but they can charge only with slow charging, so not fast. And on the swappable batteries, if it's always broken, people are coming and
breaking things, and you always have to repair. I think it's more long term for sure. And before that, we need to move quickly, and there are technologies that are ready. Then we have to use these ones. Thank you very much. And the second is about lease duration. Basically, we know that with EVs and the trajectory of maintenance cost, it's possible to extend the leasing term. What would be the optimal time frame and duration for a lease in the coming years? I don't know if there's an optimum, but I would say even from a combustion engine vehicle, in principle, from a technology point of view, you could do longer lease durations. What is important is the user. The user needs to be ready to accept them, and it will be a balance to be found between user acceptance and monthly price. We think that we can easily extend lease durations, financing durations, and provide options to easy exit financing. You can do a longer duration, I don't know, 4, 5, 6 years, and you give an option to a user. Okay, if you want, you can move to another vehicle after 3 years. So it's the, let's say, the old-fashioned leasing duration. You can do it after 4 years if you're still comfortable with your car, or 5 years, or 6 years, or even later, as you wish. But this is something, I mentioned residual values before. The market has been moving very fast. The market is quite tough because the market for used BEVs is still difficult, and it's still creating itself in Europe, and the new car prices are moving very fast, so it's a balance to be found. So I think we have to work together, especially with manufacturers and distributors, to find continuous test and learn what is acceptable in terms of user experience and price. Thank you. Thank you for your questions. Yes, we have here the next one. Thank you very much. Just a question as regards the speed of connection to the grid. We know it's typically lengthy. I was just wondering, first question, if you see a speedening of the connection to the grid in France? And second question, what about the typical time frame in the other EU countries? Is it as long as in France, or where do we stand? Thank you. This is a very good question, the grid connection, because in France we are lucky, we have Enedis, and it's working very well, so we have to say it out loud. There are countries where it's very long and very difficult. So Enedis, if you used to work with them, it's usually, I don't know, less than 3 months. So overall, for the construction, it takes 6 months to make the legal contracts and so on, and 6 months to build and have it ready. So in less than 1 year, it could be done. In Switzerland, we open in less than 1 year already 2 stations. Austria also. Spain, we have already 10 stations ready to open, but not connected yet. So Spain is definitely difficult. Italy is okay. Belgium is okay. Germany, we need to experience already because there are a lot of DNOs and DNSOs. So Enedis-like. In France, we have 1. In some countries, there are 700, like in Switzerland, in Germany, so it's a nightmare. And sometimes there are CPOs too, so they don't want us to be connected to the grid because we're competitors. The other questions on, is it increasing? Definitely. We are using Alpitronic chargers. Alpitronic, when we started 3 years ago, they sold 150 and 300 kilowatt chargers, and now they moved from minimum 200 and maximum 400. So each 2 years we are increasing the power of the chargers, and definitely we increase the grid connection for that. And we are using transformers. It's a 32 tons big box, so it's not like light work. It's heavy work. And as I said in introduction, the more you grow, the more the consumers are willing to charge fast and are asking for this power. It's so in the chargers, in the cars, in what people are expecting for us. Definitely this is the trend. Merci. J'ai une question qui nous provient du chat, une question sur les pertes à charge, une question qui est adressée à Electra et EDF. Alors, si on parle de recharge à la maison,
effectivement, une borne de recharge finalement a très peu de pertes comparé à des prises renforcées, par exemple, et à la prise classique, qui est absolument pas conseillée en maison. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, à la maison, on ne conseillera jamais d'utiliser une prise simple. La prise renforcée, certes est plus adaptée, mais offre un rendement qui n'est pas optimal, et donc c'est la raison pour laquelle on propose définitivement une borne de recharge à la maison. Je te laisse répondre peut-être. You're lucky if you have no losses, but we are for two reasons, and the customers is not paying that, so we are taking that in charge. It's not the customers who's paying. So we have some losses because we put the electricity into the transformer and back to the charger. So there is a bit of loss there, but that we put in our business plan. And the second thing is that we are using a lot of amenities, roofs, lights for the comfort of the customers, and they want this. And this is costly too. And so we have a bit of electricity that are called like annex consumption, and that we have to cover too. And this is also why solar panels are interesting to cover these. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yes, hello. Thank you for all this. I'm consultant and trainer about sustainable mobility, animator of the Fresque de la Mobilité, maybe you know that, and I'm always afraid of the number of people who have fake news, fake beliefs, wrong beliefs about electric cars. As Elise, you quoted about recycling, impossible materials, and even people thinking that thermal cars are better in terms of emissions as electric cars. So my question here is, maybe, Ronnie, did you do some research about the amount of wrong beliefs that even are propagated by TF1? Maybe some of you saw what TF1 said and wrong about e-cars. And how do you address that issue of mental barriers, wrong beliefs, fake news about EVs? It's a big topic. It's a very important topic, and it's not going to disappear. I think the first one is to support those who would like to understand. On the fleet business, it's quite easy. We have a consulting team. So the consulting team has the right information, is helping fleet managers to understand what is the right choice for the use, including what kind of public charging, home charging solutions, what kind of charging needs to be installed in office buildings. That's quite easy. I think the difficult topic we have today in Europe, and I had yesterday evening an interesting online discussion on this, is PHEVs. It's, PHEVs, if they are wrongly used, it's a catastrophe. PHEVs, if they are correctly used, and if it's bought by the right person, it is, from my perspective, a very good transitional technology. And there has been, obviously, in the past, and it's probably the difficulty we have, whenever you have subsidies, there is abuse. So there have been, PHEVs have been heavily subsidized in the past, so they have been bought more for subsidy reasons than for their ecologic impact. So they have been wrongly used, it's true. But it's also true for BEVs. If the battery electric vehicle is wrongly used, battery lifetime will decrease very quickly. The cost of use will be much higher than anticipated. So collectively, we try to do it with the ecosystem. We do it with manufacturers, with the dealers. And we have somebody in the room who is in charge of the Fresque de la Mobilité in our company. So we do awareness sessions with dealers as well, just to start helping. It will be a continuous process, and things change. About recycling, a couple of years ago, recycling was still difficult. It's progressing fast, as you mentioned, with the startups, there are new ideas, etc. It's work in progress, so you invest quite a bit of time, and collectively we need to continue to invest time. Yes, I would say also that there is a lot of pedagogy to do. And for example, few people know that
when charging. So the best is that the battery stay between the barrier 20% to 80%, and then of course it will increase the lifetime of the car, and through programs like smart charging, so we can optimize the length, the time life. I don't know if you saw the YouTubers and the influencers who answered to TF1. They did the exact same trip and said, "What did you do? There's a nonsense. You just lied on TV, on TF1. It's a lie, and we are showing you why, and we're used to use car." And so we didn't say anything. We say, like, the YouTubers and the influencers are gonna destroy that, and that's what they did. They are always there. They're here every day. They do this pedagogy that we try to do also. We are here today. We try to talk a lot. We try to talk and explain. But I personally, and I think at Electra, we don't want to force people. Some people are not ready, and I think we have to respect that. There are some questions of costs, like residual costs. It's also something we need to address. We can't just say, you have to adopt, I don't care about your arguments. No, we have to listen to that and try to address at some point with subsidies, with other measures. But we can't force. Like, if it's like the topics you don't want to talk about with your family. I never forced my family to move to electric car. And I truly understand that. But you need to test. And usually when you test, you don't go back. That's what's interesting. You need to test one. And one day my brother said, I bought a Tesla. I said, we never discussed that. When did you decide that? And so people just need to test, make their view, and then they come back and say, wow, that's fantastic. This car is amazing. I don't want to go back. The comfort is amazing. It's not so complicated to go to see my family. I found some chargers. I think it's fun. So I'm not here to force people. I fully understand their arguments. I was also afraid to move to electric car, and I didn't know anything about electric cars 3 years ago. So we just need to explain people. There are reasons. I might be afraid. Some people are older and will never move to electric car, and it's okay. It will take time. Thank you. I think time is running up, and I think this last question, your answers were great. And what I can say, I drive an electric car, and as you said, once you experience, you never want to go back. So thank you so much. I hope you found this panel hopeful for shaping a bright future for electric mobility. Thank you very much for attending, and thank you very much for sharing all your experience. Thank you, Annette. Thank you so much. Thank you, Ronnie, Elise, and Aude. Thank you so much. Thank you. Je vais repasser en français puisqu'on va parler de l'automobile et notamment des Français, une histoire de passion. On se retrouve dans 5 minutes. À tout de suite.
Bien, rebonjour à toutes et à tous. Alors, comme je venais de vous le dire, on va parler de l'automobile, mais surtout des Français et du lien qu'ils entretiennent avec l'automobile. C'est une histoire de passion, car s'il est certain que les Français ne trouvent toujours pas de désamour pour l'automobile, on peut constater quand même que cette relation, elle a profondément évolué, voire muté. Alors IPSOS va vous inviter à découvrir les résultats inédits d'une étude exclusive qui révèle les critères de choix, mais aussi les attentes réelles des Français en matière de plaisir automobile, mais aussi de recherche d'expérience. Une occasion unique de comprendre les nouvelles singularités de cette relation, mais aussi d'anticiper les attentes de demain. Et pour en parler, j'appelle Guillaume Saint, expert automotif d'IPSOS, Charbel Farha, expert communauté IPSOS, et François Thibault, expert social IPSOS. La scène est à vous. Merci. Alors, c'est cette machine, c'est ça? Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. On est ravis d'être ici pour vous parler de plaisir automobile. Alors, je ne sais pas si vous avez eu la même expérience que nous quand on a parcouru les allées, mais on trouve que cette année, on ressent vraiment bien en fait cet enthousiasme par rapport en fait aux nouveaux véhicules, par rapport à un certain nombre en fait de repères qui sont fortement ancrés en nous, et on retrouve plein de choses qui stimulent un peu nos émotions, en plus de stimuler en fait notre intérêt plus fonctionnel et rationnel pour la voiture. Donc aujourd'hui, on est là pour parler plaisir automobile et pour se dire où en est la love story entre les Français, parce qu'on a vraiment travaillé sur des répondants en France, entre les Français et l'automobile. Alors, la question principale, c'était pas tant de se dire est-ce qu'il existe un plaisir automobile, puisque effectivement on sait qu'il existe un plaisir très clair pour les conducteurs pour conduire, mais notre idée principale c'était plus de se dire comment est-ce que ce plaisir est vécu, est-ce qu'il y a différents aspects en fait de ce plaisir automobile et quels sont les leviers de ce plaisir. Et donc c'est en travaillant vraiment sur le thème en fait du mondial de l'auto, avec le mondial de l'auto, qu'on s'est dit on va monter en fait une étude avec du coup comme objectif se poser la question où en est l'attachement des Français par rapport à l'automobile, quels types de plaisirs automobiles sont associés aujourd'hui à cette catégorie et quels sont les drivers de ces différentes formes de plaisir. Donc, pour ce faire, on a travaillé avec des experts. Donc, moi, je suis responsable, je m'appelle Guillaume, et je suis responsable de toute la pratique automobile et mobilité au sein d'IPSOS. Je suis accompagné de Charbel, qui est ici et qui est un expert en fait des online community. Donc, pour aller comprendre dans une démarche quali-digitale, j'ai envie de dire, quelle est la profondeur, quel type de profondeur en fait il y a dans cette relation entre l'automobile et les Français. Pour ce faire, on y reviendra, mais Charbel et son équipe ont modéré une communauté en fait d'auto-enthousiastes pendant une semaine, et il y avait une 40aine de personnes dans cette communauté. Et puis on a également François qui est là. Donc François qui travaille au sein de l'entité IPSOS Synthesio, et la spécialité de François et de l'équipe Synthesio, c'est vraiment d'aller rechercher dans les conversations sociales, les conversations spontanées qui se passent sur les réseaux sociaux, des éléments spécifiques pour bien comprendre la manière dont les gens, d'une manière générale, vont parler, vont s'exprimer par rapport à un sujet particulier. Et donc là, en l'occurrence, on a pris les insights qui venait de chez Charbel, et on a essayé de regarder plus en profondeur qu'est-ce que ça donnait par rapport aux discussions spontanées que les gens avaient dans les conversations. Alors le premier point, pour démarrer, on pensait que c'était important quand même de remettre toute cette logique de plaisir automobile au sein d'un contexte plus large. Donc le contexte qui a été décrit par beaucoup de sociologues, par beaucoup notamment de nos collègues en fait de IPSOS Public Affaires. Le contexte est de dire finalement on vit dans un monde qui est anxiogène, on vit dans un monde multicrise, on vit dans un monde qui a été secoué par la crise climatique, par une crise sanitaire, par une crise économique, financière, sociale, et tout ça concourt à créer en fait un sentiment à la fois un peu de peur et une volonté de repli sur soi. Donc dans ce contexte-là, il est clair que c'est un contexte plutôt anxiogène où les gens se disent finalement on vit dans un monde un peu dangereux et on vit dans un monde en fait qui est avec un avenir incertain. Alors, on a posé des questions dans une étude que IPSOS fait au niveau global, qui est une étude sur qu'est-ce qui inquiète le monde.
Et dans la vague de septembre 2024, vous voyez qu'il y a encore, en France, 70% des Français qui jugent que la situation actuelle de la France n'est pas très bonne et surtout qu'elle ne va pas aller en s'améliorant. Donc quand je vous dis que l'avenir est incertain et la perception de cet avenir est incertain, c'est vraiment un fait très marquant. Alors par rapport à ça, ce qui est assez intéressant, c'est que les gens ont plusieurs stratégies d'adaptation par rapport à ce concept, par rapport à cet état de fait d'un monde incertain et d'un monde où ils vont se sentir vulnérables. Un des éléments clés qu'on retrouve très fortement en France, c'est que les gens se disent on a besoin d'immédiateté. Vous voyez ici, il y a 78% des Français qui disent « Je vais vivre pleinement aujourd'hui parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait ». Et il y a également 60% des gens qui disent « Je souhaite ralentir aussi mon rythme, et notamment mon rythme professionnel, pour avoir plus de temps, pour pouvoir profiter des moments en famille, des moments avec les amis et des moments de loisirs ». Donc on voit bien qu'il y a une quête de plaisir, et de plaisir un peu immédiat. Et alors, au-delà du plaisir et de ces dimensions de prendre soin de soi, prendre soin de soi, de son corps, de son esprit, des siens, il y a une autre dimension qui est intéressante, c'est qu'on retrouve un appétit pour les choses un petit peu light, pour les choses un petit peu fun, pour les choses un petit peu légères. Et on le voit par exemple dans le palmarès, dans les vainqueurs du palmarès de la publicité 2024, qu'IPSOS a publié. Vous voyez ici deux campagnes, alors je suis un peu devant, mais bon, vous les voyez, deux campagnes qui sont extrêmement colorful, qui sont vraiment axées sur des dimensions de ok, je me lâche, je me fais plaisir, je ne me donne pas de limites et j'en profite aujourd'hui. Donc vous voyez la campagne en fait, la campagne McDonald's et puis également la campagne pour Nestlé Extrême, les glaces, où on peut tout à fait, on a le droit de se faire plaisir et c'est pas mal, ça n'est pas péché de se faire plaisir. Alors pourquoi cette petite introduction? Parce que si on regarde comment ça se passe au niveau de tous les secteurs, au niveau de la société en France, et qu'on essaie de faire un parallèle avec l'automobile. L'automobile aujourd'hui est clairement au cœur d'une tension assez importante. Une tension entre des enjeux écologiques forts, légitimes, et puis une population en France qui a besoin de la voiture et qui a envie de continuer à aimer la voiture. Donc on est vraiment au sein en fait, de cette tension-là. Vous voyez ici 3 exemples qui sont aujourd'hui des sujets qui, vraiment, pour les conducteurs, et alors peut-être plus pour les conducteurs des zones urbaines, non pas urbaines, mais périurbaines et des zones rurales, qui sont des vrais soucis et des vrais obstacles. La première, c'est qu'il y a dans évidemment les technologies des véhicules, de plus en plus besoin d'intégrer en fait des fonctionnalités pour réduire la pollution, que ce soit les moteurs électriques ou d'autres éléments. Et ça, évidemment, ça va avoir un coût sur le prix des voitures. Deuxième exemple, la réduction de l'usage. Donc l'usage, on va le voir ici avec les zones à faible émission. On le voit par exemple, pour être tout à fait dans l'actualité, le passage par exemple du périphérique à 50 à l'heure. Donc des complications ou des contraintes, encore une fois, qui sont légitimes et qui ne sont pas contestables, mais d'un point de vue technique et d'un point de vue usage. Et puis, il y a également, en fait, la volonté de modifier les comportements. Et on le voit, par exemple, avec, dans les publicités pour les voitures, systématiquement, les mentions pour les trajets courts, préférer le vélo ou la marche. Donc, on voit qu'il y a quand même une espèce de pression. Et donc, première question qu'on s'est posée, c'est comment les Français réagissent par rapport à ça. Alors, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que les Français, dans leur ensemble, ils n'opposent pas directement l'automobile avec les problématiques écologiques. Ça ne veut pas dire qu'ils s'en fichent, pas du tout, puisqu'il y a 80% sur le premier chiffre que vous voyez là, 80% des personnes qu'on a interrogées qui disent on adhère complètement avec le fait que si on ne change rien, eh ben on court à la catastrophe écologique. Donc il y a une vraie prise de conscience. Et cette prise de conscience, il ne faut pas la négliger, parce que ça veut dire que les automobilistes sont prêts à modifier un petit peu la manière dont ils utilisent leur véhicule. Mais la deuxième chose, et je trouve ça très intéressant, c'est qu'ils disent ok, la voiture, c'est polluant, c'est pas écologiquement, ou en tout cas ça n'était pas écologiquement viable. En revanche, ils disent l'industrie a déjà fait énormément et continue à faire des choses qui vont dans le bon sens. On voit 73% des répondants nous ont dit l'impact environnemental des voitures s'améliore constamment. Donc il y a la conscience qu'on est sur une trajectoire positive. Et puis le dernier point qui nous a, pour être tout à fait honnête, assez surpris, c'est qu'il y a 78% des Français qui ont répondu d'accord, tout à fait d'accord ou plutôt d'accord, avec l'item « Il est possible de concilier le plaisir automobile et le respect de l'environnement ».
Et donc je crois que ça veut dire deux choses. Ça veut dire que à la fois les conducteurs et les Français sont prêts à modifier d'une certaine manière leur comportement pour avoir un comportement automobile plus vertueux, mais ça veut dire aussi que finalement, ils ne sont pas si négatifs que ça par rapport à la trajectoire que prend l'industrie automobile pour le futur. Et de toute façon, j'ai envie de dire, pour une grande partie des Français, il va bien falloir qu'ils fassent avec cette équation un peu compliquée entre j'ai besoin de ma voiture tous les jours. Vous voyez qu'il y a 80% des Français qui disent qu'aujourd'hui, ils ne pourraient pas faire sans voiture. Il y en a 76% qui disent que ça reste leur moyen de transport principal. Et alors, je n'ai pas les chiffres là sur l'utilisation quotidienne, mais on est à peu près à 50% des gens qui utilisent quotidiennement leur voiture, qui en ont besoin quotidiennement. Donc, dans ce contexte-là, ils sont évidemment dépendants de leur voiture, mais ils sont prêts à participer à la trajectoire positive du secteur. Au final, avant de rentrer plus dans les détails en fait, de l'étude sur l'aspect vraiment plaisir, deux chiffres qui nous paraissent très importants. Le premier, 81% des Français se disent encore aujourd'hui, en 2024, engagés émotionnellement vis-à-vis de leur voiture. Ils sont 95% à dire qu'ils sont engagés rationnellement, c'est-à-dire que je ne peux pas faire sans, c'est vraiment un outil de mobilité qui me correspond bien, mais ils sont 81% à dire qu'ils se sentent engagés émotionnellement avec leur voiture, qui les accompagne dans leur vie, dans les différentes étapes de leur vie. Et puis le deuxième chiffre qu'on a trouvé également très intéressant, c'est qu'il y a 2 Français sur 3. Alors, je ne sais plus, l'un d'eux m'a dit, mais non, ça ne fait pas 2 Français sur 3, parce que 2 Français sur 3, c'est 66,6. Mais on n'est pas loin de ça. Il y a 65% des Français qui disent, qui sont d'accord avec le fait que la voiture est une source de plaisir. Donc, pour aller plus loin, comme je vous le disais, nous avons construit cette étude avec 3 niveaux. Le premier niveau, pour comprendre la manière dont les passionnés de l'automobile, alors on avait vraiment réduit aux gens qui sont passionnés ou enthousiastes, d'accord, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui les motivait, quelles sont les sources de plaisir qu'ils peuvent mentionner. Donc on a fait cette online community, donc ce sont les équipes de Charbel qui ont travaillé sur ce sujet. Ensuite, à partir de ces enseignements, on a transféré tout ça à l'équipe IPSOS Synthésio de François pour essayer de regarder comment les gens verbalisaient toutes ces notions de plaisir et puis essayer de commencer à identifier quels sont les leviers, à quel type de levier ils associent à tel type de plaisir. Et puis la troisième chose, c'est qu'on a quand même voulu savoir, non pas au niveau uniquement des enthousiastes automobiles, mais de l'ensemble de la population française, qu'est-ce qu'il en était, comment les Français se positionnaient par rapport à toutes ces sources de plaisir qu'on avait identifiées dans les 2 premières phases. Et pour ça, on a utilisé le Ipsos Knowledge Panel et on a interrogé 1000 Français représentatifs de la population, âgés de 18 à 75 ans. Donc on n'a vraiment pas exclu grand monde. Ça nous a permis de récupérer un certain nombre de chiffres qui vont être partagés aujourd'hui et pour lesquels il pourrait y avoir en fait d'autres exploitations pour la suite si vous le souhaitez. Sur ce, je passe la parole à Charbel qui va commencer à rentrer plus dans le détail de ces résultats. Merci beaucoup Guillaume, super. Alors pour commencer, bonjour à tous et à toutes, je m'autodénonce, c'est moi qui t'ai dit. Sur 2 Français sur 3, c'est pas 64%. Alors le premier enseignement, on va se plonger directement dans les enseignements. Le premier, c'est qu'on a pour 2 Français sur 3, la voiture est et reste quand même synonyme de plaisir. On a c'est pas surprenant, mais parmi les jeunes, nous avons 22% aussi qui sont passionnés chez les moins de 35 ans. Nous avons trouvé 4 profils pour ces Français. Nous avons les passionnés, qui sont à 18%. Ce sont les personnes qui ont répondu, qui sont tout à fait d'accord avec l'item que l'automobile est une source de plaisir. 46% d'enthousiastes, 24% de pragmatiques et seulement 12% de réfractaires. Parmi les 64% d'enthousiastes, nous avons quand même 70% qui ont acheté leur véhicule entre 2021 et 2024. Cette relation s'inscrit dans un registre assez structurant qui s'articule entre la liberté, le plaisir et le reflet de qui je suis. La liberté, nous avons 90% des Français qui jugent que le véhicule leur procure un sentiment de liberté et d'indépendance. Nous allons voir tout à l'heure comment ça se traduit. Et 89% qui ne pourraient pas faire sans voiture. Sur la dimension plutôt hédoniste, sur le plaisir, on a 64%
qui considèrent que la voiture est une source de plaisir, ce qu'on a vu juste dans la slide précédente. Et sur un registre plus personnel, la voiture reflète qui je suis. 62% jugent que leur choix automobile reflète leur personnalité et à peu près 80% estiment que le véhicule les accompagne dans les étapes de leur vie. C'est un triptyque qui perdure. On va aller un peu plus dans les détails des 3 dimensions sur la liberté et l'indépendance, qui est associée souvent, et c'est très important, à la nostalgie de leur premier véhicule. Le premier véhicule, c'est un signe d'émancipation, de liberté. Ils peuvent aller où ils veulent, quand ils veulent. Et c'est très important pour la marque de vraiment s'instaurer et s'installer dès le premier véhicule, parce que souvent, la marque de notre premier véhicule est la marque qu'on retient tout le temps, et on essaye de s'acheter le même véhicule de la même marque pendant plusieurs années plus tard. Il y a aussi la dimension de la voiture qui reflète qui je suis. La voiture, ça peut être via la marque, la couleur, le style de la voiture, l'esthétique. Tout simplement, si on a une voiture électrique, les personnes peuvent être jugées qu'ils sont soucieux de l'environnement. Ils sont aussi dans l'innovation. Une voiture plutôt avec des lignes sportives, c'est des gens qui sont dynamiques. Des personnes qui ont des SUV, ça peut être une vie familiale assez forte. Du coup, la voiture reflète vraiment qui je suis. C'est un moyen de locomotion, mais aussi ça reflète la personnalité. Et il y a également la dimension du plaisir de conduire. C'est plus axé sur le confort, le sentiment de maîtriser son environnement au-delà des sensations, des pures sensations de conduite. On verra ça aussi plus tard en détail. Alors, le plaisir automobile est ancré dans le quotidien au travers de plusieurs moments. Il y a les moments de convivialité. On a 79% des Français qui font des trajets à deux, 73% qui font des trajets avec des amis, de la famille, et 65% qui font des trajets avec un bon moment d'échange avec les autres passagers. Il y a également une dimension de plaisir. On voit qu'il y a 84% qui écoutent de la musique. Et le chiffre qui nous a surpris à tous ici, c'est qu'on a 23% qui chantent. Un Français sur 4 chante dans leur véhicule en conduisant ou en tant que passager. Je ne sais pas vous comment vous faites en voiture, mais... Ah Tu chantes ? Pour le plaisir. Et il y a également une dimension plutôt festive des occasions. On a 74% qui voyagent pour les vacances et aussi 74% qui font des trajets que pour les week-ends. Alors, le plaisir auto, c'est aussi un sentiment d'autonomie, de liberté, de bien-être. Et tous ces items-là viennent vraiment loin devant les sensations de conduite pure. C'est ce qu'on a vu aussi juste avant. Pour l'item me procure un sentiment d'autonomie et de liberté, on a 90%. 87% apprécient particulièrement le confort de l'habitacle. Et 78% conduire la voiture avec ma musique radio me procure un sentiment de bien-être. Sur les conduites pures, on a à peu près dans les 49%. On va plonger directement dans les 5 thématiques clés discutées et échangées sur les réseaux et sur les online community et creusées après dans l'IPSOS Knowledge Panel. On a l'autonomie et la liberté, le confort, la conduite plaisir, l'esthétique et la technologie. Pour l'autonomie et la liberté, ce qu'on avait dit auparavant, c'est que la liberté vient surtout via l'émancipation individuelle au tout début, la première voiture. On a 48% parmi les 90 qui sont tout à fait d'accord que le véhicule leur procure un sentiment d'autonomie et de liberté, et 42% qui sont plutôt d'accord. Les marqueurs d'autonomie viennent à travers la première voiture comme rite de passage. Il y a l'autonomie personnelle et professionnelle. Professionnelle parce que le véhicule peut nous amener à trouver un travail pour aller faire un entretien ou autre. Et aussi la liberté à travers quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Je suis dans ma voiture, je fais comme je veux. Il y a toujours un mais qui va venir, même si on a 90% qui sont d'accord. Mais le mais aujourd'hui, c'est sur le véhicule jugé par certains comme limiteur d'autonomie et de liberté. L'autonomie limitée des voitures électriques, ça a été jugé comme une liberté surveillée parmi les participants ou sur Internet.
Et pour les autres usagers de la route, pour les plus vulnérables aussi qui sont sur la route, le véhicule peut être considéré comme un danger. On voit un verbatim, le troisième en bas, qui parle de la voiture est synonyme de liberté. 130 km d'autonomie, voiture électrique, c'est une liberté surveillée. Alors 130 km, ça peut être une voiture qui date d'autonomie un peu de plus de 10 ans, mais c'était un verbatim qui a été sur les réseaux sociaux, je pense, qu'on a trouvé. La deuxième dimension, on parle du confort, une dimension plaisir qui est multisensorielle, a été vraiment très sollicitée. On a 87% qui sont d'accord sur le fait qu'ils apprécient particulièrement le confort de leur habitacle, 35% tout à fait d'accord et 52% plutôt d'accord. Quels sont les leviers du confort? Ça passe à travers la personnalisation, notamment les modes de conduite qui s'adaptent selon le trajet, un trajet long, un trajet court, une conduite sportive, qu'on peut l'adapter comme on le souhaite. Et à travers les sièges et leurs options sur le confort, sur le massant, ventilé, chauffant, ça dépend vraiment de l'humeur et de l'envie de chacun. Et on parle aussi de l'intérieur, des matériaux, de l'espace et aussi de l'insonorisation de l'habitacle. C'est-à-dire on est bien dans une bulle, dans notre bulle, on est bien. On touche aussi un peu au bien-être qui va être évoqué plus tard. Et également, il y a les matériaux du véhicule à travers les suspensions et la tenue de route, à travers les amortisseurs aussi. Je laisse la parole à François. Merci Charbel. Alors c'est lequel pour passer? Ok. Merci Charbel. Alors du plaisir, toujours du plaisir, et on va parler de la conduite plaisir. Alors la conduite plaisir, quand on regarde en fait les retours de la communauté en ligne, on voit que les gens font vraiment le distinguo entre la conduite plaisir type bien-être et le plaisir de conduire de façon dynamique. Et donc, quand il en vient de bien-être, on voit qu'ici, par exemple, on a 78%, donc c'est assez marquant comme chiffre, de personnes qui disent ressentir un sentiment de plaisir ou de bien-être quand ils conduisent tout en écoutant la radio ou de la musique. Et alors évidemment, chacun va y associer des sentiments ou des bénéfices différents. Les autres leviers de cette conduite bien-être, ça va notamment être la tenue de route, ça va être la maniabilité en général du véhicule, ça va être le silence de roulage, ou alors d'autres choses qui ont vraiment attrait, je dirais, à tout ce qui est à l'intérieur, donc l'espace disponible, la facilité d'accès, ou encore l'intuitivité des commandes. Ensuite, il y a la conduite dynamique. Et ici, il y a un Français sur deux qui, effectivement, est d'accord que la conduite dynamique lui procure une sensation de plaisir. Ce qui, moi, en tout cas, m'a marqué, c'est vrai qu'il y a un chiffre qui est relativement bas ici, c'est qu'il y a uniquement 10% de ceux qu'on pourrait qualifier d'aficionados de la sensation de conduite dynamique. Et puis sur les leviers de cette conduite dynamique, là, c'est relativement sans détour. On va parler puissance, on va parler chevaux sous le capot, on va parler d'accélération, notamment l'accélération du véhicule électrique. C'est vrai que sur les réseaux, il y a énormément de partages qui sont faits sur cette sensation d'accélération avec un couple sans fin que procure le véhicule électrique. Et encore une fois, les plus passionnés d'entre eux vont jusqu'à mentionner le bruit. Et donc ce bruit qui est quasi jouissif pour eux quand on passe les vitesses. Ensuite, une autre dimension du plaisir, ça va être le plaisir des yeux, à savoir le plaisir esthétique. Et donc ça reste évidemment une dimension prépondérante pour les Français, avec 73% qui sont d'accord avec le fait que l'esthétique de la voiture vont leur procurer du plaisir. Mais il y a clairement un shift entre l'esthétique extérieure et vraiment les regards sont plutôt tournés vers l'esthétique intérieure. Le style extérieur aujourd'hui va effectivement définir le type de voiture, SUV, familiale, routière et j'en passe, mais plus vraiment représenter la personnalité de la voiture.
Alors qu'à l'intérieur, les gens et la communauté, et aussi à travers le questionnaire quanti, on a vu qu'il y avait vraiment voilà, des attentes et du plaisir qui était procuré par l'espace, par l'équilibre entre fonctionnalité et design, par les formes, les matériaux qui peuvent être utilisés, etc., etc. Et puis c'est vrai, une chose à noter, il n'y a plus vraiment d'intérêt pour la personnalisation de l'esthétique extérieure des voitures. Alors, est-ce que c'est dû à des régulations de plus en plus importantes? C'est vrai qu'on en rigolait hier avec Charbel, hein, mais c'est vrai qu'à l'époque, on faisait un peu ce qu'on voulait, hein, entre rajouter un aileron, mettre des néons sous la voiture et autres. Aujourd'hui, on est un peu limité à ce niveau-là. Ou alors, est-ce que c'est tout simplement que l'engouement autour de l'esthétique s'est retourné vers l'habitacle, où là, effectivement, voilà, on aime bien avoir une bulle, comme expliquait Charbel, qui est spacieuse et qui procure du plaisir à travers ces équipements. Et puis, une dimension très importante aussi, au niveau du plaisir, ça va être la dimension technologique. Alors, les avantages recherchés par les gens technologiquement dans une voiture, ça va être une simplification de la complexité des tâches qui peuvent être un peu rébarbatives ou un peu ennuyante. Ça, clairement, je pense que tout le monde s'accorde pour dire que le parc assist, donc les bip-bip de recul, etc., sont des choses qui sont très appréciées et on s'en remet à la voiture pour accomplir ces tâches, en fait, tout simplement pour nous. Après, il faut toujours faire attention parce que le rythme des développements technologiques est parfois tellement rapide que les consommateurs ils ne suivent pas. Okay, et puis il faut se rappeler que l'âge moyen de l'acheteur de voitures neuves, il est plutôt autour de 60 ans. À 60 ans, on n'est pas spécialement digital native, et donc il y a effectivement attention à ce mismatch potentiel entre les développements technologiques proposés et l'utilisation que peuvent en faire les conducteurs. Ensuite, les limites de la technologie, effectivement, il ne faut pas aller trop vers la complexité, il faut vraiment penser simplification. Les gens apprécient aussi la technologie parce qu'il y a un côté sécurisant. C'est vrai que la voiture freine, le line assist, etc., toute seule, c'est des choses qui sont très, très appréciées. Mais attention à la surenchère onéreuse technologique, parce que c'est vrai que assez rapidement, si on va pour acheter une voiture et qu'on considère une technologie comme non essentielle ou qu'elle va ne me servir à rien, en fait, l'acheteur va de facto définir une valeur monétaire derrière cet objet technologique. Et en fait, lui, son raisonnement, ce sera « j'ai pas envie de payer pour quelque chose qui ne me sert à rien ». Et en fait, donc, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, en tout cas pour le côté technologique. C'est vrai que sur le réseau, il y avait un verbatim qui m'avait assez amusé, qui dit « j'ai réussi à utiliser le parc assist une fois sans faire exprès, maintenant, plus moyen ». Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Effectivement, pas y aller trop fort sur la technologie. Et puis concrètement, demain, dans le parcours et dans le processus d'achat, qu'est-ce que ça veut dire ces leviers et comment est-ce qu'on peut les utiliser? Donc quelques chiffres. Alors le confort, c'est le premier critère émotionnel d'un achat automobile. Alors avant, sans surprise, il y a le prix d'achat, surtout dans un contexte de pression autour du pouvoir d'achat, c'est plutôt logique. Vient en second la motorisation, qui peut être évidemment quelque chose qui va faire parler. En tout cas, on va se poser des questions sur la motorisation à choisir. Aussi dans un contexte où on a une incertitude quant au futur. Est-ce qu'on va pour un modèle hybride et est-ce que ce modèle hybride, dans quelques années, je pourrais rentrer dans les ZFE ou est-ce que non, finalement, je ne pourrais pas? Est-ce que le prix de l'essence va, lui, augmenter? Et donc, si je m'engage sur une essence, est-ce que c'est la bonne chose à faire, etc. Donc, effectivement, il y a pas mal de choses qui doivent... Enfin, c'est difficile, en fait, tout simplement pour les consommateurs d'arbitrer dans ce contexte-là. Ensuite, il y a le confort, hein, je vous le disais. Donc le confort, c'est ce qui est marquant quand on voit ces critères d'achat, c'est qu'il est avant la marque. Alors qu'il soit passé avant la marque, on a trouvé ça assez remarquable avec mes comparses. Et voilà, donc il faut vraiment effectivement avoir ça en tête. La marque vient en 4e critère d'achat. Et ensuite, on va avoir la dimension de l'espace intérieur qui est en fait tout à fait connectable au confort aussi. Donc il y a 2 des 5 premiers critères d'achat d'une voiture
qui sont reliés au confort de celle-ci. Et d'ailleurs, dans les premières attentes des voitures idéales, que ce soit pour les trajets du quotidien ou pour les longs trajets occasionnels, on a, encore une fois, l'aspect confort. Donc les gens, leur voiture idéale, elle doit être confortable pour les trajets du quotidien et confortable encore pour les longs trajets occasionnels. Et finalement, ce confort, on va aussi pouvoir le mettre en avant via les concessionnaires. Je pense que c'est important aussi de garder en tête qu'il y a plus d'un Français sur deux qui va effectivement se rendre dans une concession pour s'informer sur la voiture et donc effectivement garder en tête pour les constructeurs, je dirais, de pousser tout ça et tous les leviers qu'on vient d'évoquer ensemble à travers les concessionnaires. C'est vrai que c'est assez, j'imagine, différent d'autres industries, hein, parce qu'à l'heure du tout connecté et du tout digital, voilà, ici les gens ont besoin encore de parler à des professionnels de l'automobile avant de prendre leurs décisions. Et sur ce, je vais repasser le micro à Guillaume qui va vous donner quelques pistes pour la suite. Merci beaucoup, je vais reprendre également ça. Alors je voulais juste mentionner également quelque chose, c'est que demain on va repartager quelques enseignements supplémentaires sur des sous-cibles et notamment sur les cibles des moins de 35 ans. Parce que si l'acheteur automobile, l'âge moyen de l'acheteur automobile aujourd'hui en France c'est 60, un peu aux alentours de 60 ans, c'est vrai que ça nous paraissait intéressant de voir la génération plus digital native, plus connectée. Est-ce qu'il y a des choses en fait qui sont différentes? Est-ce que l'attitude vis-à-vis de l'automobile est différente ou pas? Et il y a quelques surprises intéressantes. Alors, moi je voudrais juste revenir sur quelques pistes pour continuer à nourrir ce plaisir automobile. Et on s'est dit, en écoutant en fait tout ce qui a été dit à la fois sur les réseaux sociaux, dans la communauté, en regardant les résultats de l'étude Quanti, on s'est dit il y a probablement 5 leviers. Alors c'est pas du tout exhaustif et ça se veut pas être rocket science, mais c'est à la fois un peu du bon sens et de l'interprétation de tout ce qu'on a pu entendre. La première chose, c'est que un grand nombre en fait de gens qui restent attachés, qui restent attachés à l'automobile, nous ont parlé de moments magiques qu'ils avaient vécus avec leur voiture. La majorité de ces moments magiques, c'est des moments magiques avec leur premier véhicule, avec le premier véhicule. Et du coup, on se dit, c'est particulièrement important d'être là à ce moment-là et d'accompagner ou d'être au moins apporter quelques éléments de contenu, peut-être du confort, peut-être un esprit de liberté, des choses qui permettent aux jeunes de se sentir effectivement en autonomie, pour que ces moments en fait vécus avec leur premier véhicule deviennent des moments ancrés en fait dans leur tête pour la suite. Il est clair, on a entendu parler beaucoup dans les online community des gens qui nous parlaient de la méhari de leur grand-mère avec les brûlures qu'ils avaient sur les jambes quand ils étaient assis en short dedans, la couleur jaune, le fait qu'on pouvait balancer des seaux d'eau sur la voiture et ça leur allait bien. Il y a des gens qui nous ont parlé de leur première Clio 3 et la première Clio 3 elle est restée dans leur cœur pour toute la vie. Donc il y a vraiment des moments magiques comme ça et on se dit probablement ça peut être une opportunité pour les marques d'aller essayer de voir comment est-ce qu'on peut créer ces moments-là. La deuxième chose qui nous a paru extrêmement importante et qui résonne énormément avec le premier point qu'on a mentionné tout à l'heure, un besoin de réassurance de manière générale dans la société, un besoin de repère, et un besoin de plaisir exprimé par beaucoup de différents aspects, c'est que les gens, quand ils parlent de leur voiture, quand ils parlent de l'intérieur, ils utilisent les 5 sens. Ils utilisent la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, non, le goût peut-être pas, mais tout le reste, oui. On a vu des véhicules ici, là, dans le salon, avec en fait un petit endroit pour mettre en fait des diffuseurs de bonnes odeurs. Il y avait les fameux sapins là qu'on avait dans les voitures il y a quelques temps et qui contribuaient à apporter aussi en fait une dimension olfactive à l'expérience de voiture. Mais je crois que c'est très important. Les gens continuent à nous parler énormément en fait de tout ça, de l'odeur, du bruit, du toucher, de la manière dont ils reçoivent effectivement en fait la lumière dans la voiture. Il y a des gens qui nous ont dit voilà les toits ouvrants. C'est génial parce que ça fait rentrer beaucoup plus de lumière et ça redonne en fait à l'intérieur de la voiture une autre atmosphère. Donc il y a vraiment cette logique de se dire il ne faut pas négliger aucun des sens. Le troisième point, et je crois que François t'en a beaucoup parlé avec la technologie, c'est une quête de simplicité.
on est globalement dans un monde complexe. Il y a plein de repères, on ne sait plus. On est dans des véhicules qui peuvent être perçus comme étant un peu complexes. Simplifions. Délivrons une expérience client qui soit la plus fluide possible. Parce qu'à la première difficulté d'utilisation de telle ou telle technologie, on perd l'adhésion en fait, de la personne sur cette technologie. Je vais juste vous parler d'une expérience perso. Mon beau-père, la première fois qu'il a eu un écran dans sa voiture, il ne savait pas réduire l'intensité de l'écran. Il conduisait pas mal de nuit et du coup, il a pris un carton qu'il a développé et qu'il a découpé. Il a mis du scotch et il a bloqué en fait l'écran. Et ça l'énervait horriblement d'avoir en fait cette technologie qui pour lui était intrusive et très distractive par rapport à la vision qu'il avait de la route. Donc simplicité. Libérer la charge mentale. C'est très à la mode la charge mentale, c'est pour ça que je l'ai mis dans le slide. Parce que libérer la charge mentale du conducteur, c'est extrêmement important. Le quatrième point qui est également important selon nous, c'est cette notion de contrôle. Encore une fois, et je reviens, alors peut-être c'est des raccourcis qui vous allez vous dire, mais il n'y a rien à voir. Mais dans la vie, on a l'impression qu'on contrôle de moins en moins de choses. Et on le voit bien avec les mouvements sociaux, avec les gilets jaunes, avec cette défiance vis-à-vis de l'Europe, de la globalisation, qui fait qu'ils nous imposent des choses et on ne contrôle pas. Dans la voiture, c'est pareil. Les gens ont besoin de contrôler. Donc, encore une fois, tout ce qui va permettre en fait, de donner le contrôle, de rendre le contrôle du conducteur à la voiture, c'est super important. Et puis le dernier point, et moi j'avoue que j'ai été un peu marqué par ça, c'est sur l'esthétique et l'évolution de l'approche esthétique vis-à-vis de la voiture et de l'automobile. On a vraiment vu dans les discussions sociales que l'extérieur de la voiture n'est plus un marqueur, n'est plus un identifiant spécifique aujourd'hui de la personnalité de la voiture. C'est un marqueur de quel type de voiture c'est. C'est du SUV, c'est toi qui l'as dit, je ne sais plus qui l'a dit, mais c'est du SUV ou c'est une voiture familiale, c'est une voiture sportive, c'est une voiture statutaire. Mais il y a assez peu du coup d'emballement émotionnel vis-à-vis en fait, de la ligne extérieure de la voiture. Peut-être évidemment sur des voitures très typées comme les voitures de sport, mais autrement pour le reste assez peu. Parce qu'il y a une certaine... Les gens jugent qu'il y a une certaine uniformité dans le design extérieur. Ils ont probablement, c'est probablement lié aussi à des contraintes techniques, tout à fait d'accord, mais en tout cas, les gens ont besoin, disent, l'esthétique de la voiture extérieure, c'est quand même beaucoup moins différenciant qu'avant, et c'est beaucoup moins excitant. Il y en a un qui nous a dit, il faut vraiment que les designers, entre guillemets, se remettent sur le drawing board pour recréer en fait des véhicules qui font waouh à l'extérieur. Et du coup, l'esthétique aujourd'hui, elle est vraiment rentrer à l'intérieur de l'habitacle, et c'est là où il y a des attentes fortes, et c'est là où il y a la possibilité de se sentir complètement en fit avec ce que l'esthétique de l'intérieur propose et projette comme image. Donc voilà, donc c'était cinq idées pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire de cette étude, qu'est-ce qu'on peut faire de ces enseignements, et comment ça peut être utile pour la suite. Donc je vous dis, demain, si vous êtes là, ou si vous avez l'occasion, revenez nous voir, on va parler plus spécifiquement en fait, des moins de 35 ans. Et sur ce, je pense qu'il nous reste 4 minutes. Si vous avez des questions ou des commentaires, eh bien, nous serons très heureux d'y répondre. Pas de questions? Ah si. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, vous nous montrez une picture très détaillée de la situation aujourd'hui. Est-ce que c'est une étude que vous avez eu l'occasion déjà de faire par le passé? Et est-ce que vous avez vu des évolutions fortes? Après, une autre manière de répondre, c'est... Enfin, je vous laisse, allez-y. Alors non, c'est la première fois qu'on fait cette étude-là et on l'a faite parce que effectivement le thème du Mondial de l'Auto c'était Let's Celebrate, donc renouveler, remettre en route la passion automobile. Donc c'est la première fois qu'on le fait. Pour autant, il y a effectivement certains éléments, et je pense qu'on en a parlé un petit peu, qui nous semblent être des éléments un peu nouveaux. Cette logique sur l'esthétique, l'amplification en fait de la notion de confort, qui nous semblait aussi être quelque chose de nouveau. Et puis ce qui nous a quand même surpris, c'est qu'on a vraiment vu que les gens n'opposaient pas conscience écologique et plaisir automobile. Et que pour les conducteurs, ils sont prêts à se dire... les deux peuvent avancer, les deux peuvent être conciliables. Et ça, c'était honnêtement en fait, quelque chose qui nous a un peu surpris, même si on ne l'avait pas forcément mesuré avant. Donc, Merci.
Bonjour, merci pour votre présentation, c'était très intéressant. Je trouvais que la dernière slide avec les 5 zones d'opportunité était un bon résumé de ce qui pourrait être des lendemains qui chantent. Moi, je trouvais que c'était intéressant de voir cette première étape, et je pense que ce serait intéressant de continuer cette approche, cette analyse de l'évolution du plaisir dans l'automobile dans les années qui viennent, parce que moi, il y a un truc qui m'a beaucoup impressionné aujourd'hui, c'est l'irruption de l'industrie automobile chinoise, qui apporte quelque chose qui est culturellement très différent de ce qu'on connaît nous en Europe et ce qu'on avait l'habitude de conduire jusqu'à maintenant. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, et l'impact que ces nouvelles propositions esthétiques vont apporter par rapport à notre environnement connu jusqu'à maintenant. Écoutez, moi, je suis tout à fait d'accord. Et effectivement, il y a beaucoup de choses en fait qu'on voit arriver, que ce soit d'ailleurs de l'Asie ou même des États-Unis, avec en fait, notamment quand on pense à la marque Tesla, on voit que Tesla a réinstallé en fait des codes esthétiques, notamment extérieurs, des codes esthétiques intérieurs, avec un certain nombre en fait de simplifications. Donc, il y a effectivement en fait ces nouveaux acteurs en fait de l'industrie automobile, et je suis tout à fait d'accord, on sera ravis de refaire en fait cette étude dans 2 ans par exemple, à la prochaine édition, pour voir un peu comment les choses changent. Et juste un petit point, ce que je trouve intéressant quand on regarde en fait les marques américaines et notamment les marques chinoises, on voit une attention particulière des marques chinoises sur l'intérieur, sur le confort, sur une technologie qui soit une technologie orientée utilisateur. J'ai eu la chance d'aller il y a quelques mois en fait en Chine, et j'ai vu des véhicules qui étaient par exemple designés uniquement pour les jeunes parents, avec l'intérieur de la voiture qui est organisé pour pouvoir surveiller le bébé, pour pouvoir installer facilement en fait le siège à l'intérieur du bébé. Et donc il y a vraiment des, j'ai envie de dire, functionally designed type of vehicle qui viennent d'Asie, qui sont effectivement très intéressants parce qu'ils peuvent effectivement redéfinir un peu les codes de ce que sera l'offre automobile demain. Mais ravi de refaire l'étude dans 2 ans, il n'y a aucun problème. Vous êtes d'accord, vous, pour refaire? Ouais. Okay. Je me lance. Bonjour, merci pour votre conférence, qui est assez rassurante. En fait, j'ai été très très surpris par dans l'étude le rapport que les gens ont d'un point de vue émotionnel à la voiture, et qui est favorable. Du point de vue pragmatique, ça, c'est pas très surprenant. Je voulais vous redemander un petit peu quel est le panel qui vous a servi, vous en avez parlé, pour faire cette étude, parce qu'elle semble a priori contredire un sentiment qu'on a. Si on dit j'aime ma voiture, on vous regarde parfois avec un air assez condescendant. Donc, en tout cas, ça m'a un peu rassuré. Voilà, si vous pouvez revenir sur la base qui vous a servi pour établir ces données. Merci. Alors, je vais parler de la partie quantitative. Donc, la partie quantitative nous a permis d'avoir les chiffres que vous avez vus. D'accord. Ensuite, les éléments plus détaillés, plus de la granularité pour comprendre ce qui était derrière les chiffres, viennent viennent en partie de certaines questions qu'on avait posées en plus, mais également viennent en fait des discussions sur les réseaux sociaux et puis des discussions dans la online community. Je me permets de répondre à votre place. D'accord. Mais donc sur la partie quantitative, on a interrogé vraiment des gens qui sont des Français nationaux représentatifs, donc avec aucun prérequis par rapport à leur attachement automobile. On n'a même pas demandé au départ, enfin tout le monde était éligible. On a mesuré combien de ces personnes avaient une voiture. On est retombé sur les taux de motorisation qu'on peut connaître par ailleurs. Donc on est vraiment sur une population large, monsieur et madame tout le monde. Et on a voulu volontairement ne pas s'arrêter à 65, aller aussi plus loin pour essayer aussi de comprendre ce qui se passait sur les plus seniors. Et notamment pourquoi? Parce qu'on sait que les plus seniors sont ceux qui sont à la fois acheteurs de véhicules neufs, mais aussi les plus éloignés en fait, de la logique de connectivité et de digitalisation. C'est pour ça qu'on a voulu les intégrer aussi. Sur la partie réseaux sociaux, je pense que c'est toutes les discussions qui... Oui, tout à fait. Après, je voulais juste dire que tous les chiffres qu'on a montrés aujourd'hui viennent du quanti. D'accord? Et donc, c'est plus pour le côté expérience, d'aller derrière qualitativement, où là, effectivement, on a utilisé la nature spontanée des discussions en ligne et la communauté aussi, où peut-être, Charbel, tu peux... Non, mais tout à fait, ce que vous disiez là. Et la communauté, on s'est concentré sur les passionnés,
mais il n'y a que 35. On n'a pas quantifié les réponses des 35 passionnés. On les a recrutés sur la base de critères attitudinaux. Et après, on a illustré les résultats qui sont du quanti avec ce qu'on a trouvé dans la communauté en ligne. Mais je suis d'accord avec vous, c'est intéressant de voir qu'au-delà en fait, du débat un peu public, et qui pour autant reste quand même relativement, alors sans aucun aspect négatif, mais qui reste quand même très parisien et très centre-ville des grandes villes. C'est vrai qu'on a vu en fait c'était pas une grande surprise parce qu'on travaille sur les problématiques automobiles avec pas mal de clients depuis longtemps, mais on a vu là vraiment des chiffres en fait très tangibles sur le fait que effectivement il n'y a pas ce désamour, le lien émotionnel n'est pas cassé, et il y a encore en fait une manière de combiner les contraintes qui sont légitimes et qui sont évidemment très importantes liées à l'environnement et une certaine forme en fait de plaisir automobile. Donc mais je suis d'accord avec vous, c'est intéressant. Il nous reste 0 minutes, donc si vous avez des questions, on peut les prendre par ailleurs. On sera ravis de poursuivre la discussion si vous le souhaitez. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre attention et merci au Mondial. Merci beaucoup, merci pour cette intervention. On marque quelques minutes de pause et on se retrouve vers 15h30 sur le thème décarboner les mobilités, comment accélérer. À tout de suite. Merci à vous. Très intéressant.
Bien, rebonjour à toutes et à tous. On va continuer cet après-midi de conférence avec un thème, décarboner les mobilités, comment accélérer, une table ronde qui va être animée par Dorothée Dérault-Julien, directrice des affaires publiques et de la communication de Mobilians. À ses côtés, Thomas Hutta-Yakumar, directeur des programmes et du plaidoyer Fondation pour la nature et l'homme. Timothée Kellar, qui est le cofondateur d'EcoDev. Jean-Luc Fugit, qui est le député du Rhône et président du Conseil supérieur de l'énergie, Éric Girard, président Movom, et il nous rejoindra un peu plus tardivement Francis Bartholomé, président de Mobilians. Donc je vous invite à me rejoindre sur scène pour cette très belle table ronde. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour parler décarbonation des mobilités. C'est vrai qu'on est au Mondial de l'automobile et on pense que c'est aussi important de parler des sujets de transition écologique et de transformation de l'automobile. Je vous laisse vous installer. Donc on est tout à fait ravis aujourd'hui d'accueillir nos intervenants pour parler d'un sujet décarboné des mobilités, comment accélérer, quels sont les vecteurs d'accélération de la décarbonation dans les transports. Et pour évoquer ce sujet aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir tout d'abord Jean-Luc Fugit, qui est député du Rhône, ancien président du Conseil supérieur de l'énergie et vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Autour de cette table ronde également Timothée Kellar, qui est cofondateur du cabinet EcoDev, cabinet de conseil qui travaille notamment sur l'impact carbone des mobilités et dans ce cadre-là accompagne un certain nombre d'entreprises. Et c'est cela qu'on abordera avec Timothée, c'est comment les acteurs, entreprises et branches professionnelles s'engagent sur les sujets de la décarbonation. Nous avons également Thomas Hutta-Yakumar, directeur des programmes et du plaidoyer pour la Fondation pour la nature et l'homme. Bonjour Thomas. Et enfin, Éric Girard, président du Movom, le fonds de dotation créé à l'initiative de Mobilians. Et donc là, on parlera effectivement de toutes les problématiques d'intérêt général et comment les fondations se mobilisent sur des problématiques d'intérêt général. Et évidemment, le sujet de la transformation écologique des mobilités, évidemment, est au centre de ces enjeux. Donc si on pose un petit peu le cadre de cette table ronde, donc ce qu'on voit depuis ces dernières années, c'est que l'offre effectivement de transport s'est considérablement développée, qu'elle s'est améliorée, qu'aujourd'hui on donne accès à tous à un maximum de ressources en faisant le plus de distance dans un minimum de temps. Donc c'est vrai que tout va très vite aujourd'hui. Mais que depuis quelques années, cette tendance a été complètement bousculée par la nécessité de réduction des émissions de gaz à effet de serre et que ça provoque évidemment un changement de paradigme et de transformation un petit peu de ce secteur où on passe de l'ère de la toute mobilité à une ère plus sobre, où peut-être le mot sobriété est plus à la mode et on va en reparler juste après, et où il y a une véritable volonté d'optimiser chaque trajet selon un ensemble de critères, évidemment l'impact environnemental, mais on parlera aussi du coût et de l'accessibilité, puisque évidemment le sujet social dans cette offre de mobilité est évidemment un sujet tout à fait central. On l'a vu au cours de ces dernières années, il y a eu beaucoup de politiques publiques qui ont été développées sur le plan européen, tout d'abord avec le Green Deal. On y reviendra tout à l'heure. Quels sont les effets qui sont provoqués aujourd'hui par ces politiques publiques? Et puis sur le plan national, là on est à l'aube d'une séquence budgétaire assez active, notamment dans le secteur automobile. On en a notamment parlé avec la ministre Olga Givernet ce matin. Mais effectivement, ce sujet vraiment de fiscalité automobile et d'incitation aussi, évidemment complètement au centre des enjeux. Et puis plus globalement, les lois qui ont été votées depuis ces 4 ou 5 dernières années, la loi d'orientation des mobilités et la loi climat, qui ont fait effectivement avancer ces sujets. Donc on voit effectivement cette ère de la neutralité carbone. Et
peut-être ma première question qui va à Jean-Luc Fugy, puisque vous avez participé à l'élaboration d'un certain nombre de politiques publiques en France sur ces sujets. On pense important effectivement de regarder quelles sont les mesures un peu les plus emblématiques finalement de ces politiques publiques. Quels effets finalement ont-elles produit ? Et est-ce qu'il existe encore des freins aujourd'hui qu'il faut lever sur ces prochaines années ? Bonjour à tous et à tous. Alors, merci de me donner la parole. Peut-être que, si vous me permettez, je vais quand même prendre 1 minute ou 2 pour resituer le pourquoi on fait tout ça. Parce qu'en fait, là, on est déjà, là, votre question, elle est sur le comment, et c'est très bien, mais moi, je voudrais un instant qu'on s'arrête sur le pourquoi. Le pourquoi, vous l'avez dit, c'est, entre autres, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais pas que. C'est pas pour ça qu'on a fait la loi d'orientation des mobilités. On l'a fait parce qu'il fallait réorganiser les mobilités. Ça faisait 37 ans à l'époque qu'il n'y avait pas eu de grande loi sur les transports, etc. Mais on l'a fait aussi parce qu'il y a un autre sujet. C'est améliorer la santé respiratoire de nos concitoyens. On en parle beaucoup moins. C'est moins vendeur, ça fait peur. C'est pas bien. Mais c'est important, c'est aussi important. Et donc, en fait, à l'époque, on a travaillé la loi d'orientation des mobilités, dont moi j'ai été l'un des rapporteurs, et le rapporteur de cette partie-là, justement, à la fois pour réduire les émissions de CO2, à la fois pour réduire les oxydes d'azote, notamment les dioxydes d'azote et les particules fines qu'on peut respirer dans les milieux urbains denses. Et donc il y avait une double motivation. Et cette double motivation, ça rejoint ceux dont moi je m'occupe au Conseil supérieur de l'énergie, dont j'étais le président, mais donc je vais redevenir d'ici 2 ou 3 semaines, parce qu'entre-temps il y a eu ce qui s'appelle la dissolution, et donc il faut remettre la mécanique en route. Bon bref. Et donc moi j'ai eu la chance de revenir en saison 3 à l'Assemblée nationale, même si les saisons sont de plus en plus courtes. Bah oui, c'est comme ça qu'il faut le voir. Hein. Donc quand on a compris ça, après on est tranquille. Bon bref, mais à l'époque, quand j'étais en saison 1, que j'étais rapporteur à la loi des mobilités, en effet on a travaillé là-dessus. Et moi j'ai toujours voulu travailler sur l'idée de on réduit les émissions de CO2 et on améliore aussi la qualité de l'air qu'on respire en milieu urbain dense. Et c'est la raison pour laquelle ça fait sourire et tout le monde l'a oublié. Mais dans la loi d'orientation des mobilités, j'ai souhaité que les zones à faible émission s'appellent des zones à faible émission mobilité. Parce qu'en fait, on joue sur le levier mobilité pour améliorer la qualité de l'air. Il y a aussi d'autres leviers sur lesquels il faut jouer. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous avez autre chose à faire, vous allez me dire. Mais ça, c'est très important. Et tout ça, c'est en lien avec la stratégie énergétique aussi, puisque évidemment, quand vous jouez sur le CO2, vous jouez sur la disparition des fossiles. Et d'ailleurs, moi, la table ronde, personnellement, désolé de vous le dire, je ne l'aurais pas appelé décarboner les mobilités. Je l'aurais appelé défossiliser les mobilités. Parce que le sujet, c'est la défossilisation. C'est ça, le sujet. C'est sortir des fossiles. Et d'ailleurs, si vous voulez entraîner nos concitoyens, si on veut avoir que le grand public comprenne, moi, mes concitoyens, ils comprennent quand je leur parle. Parce que je leur parle de défossilisation. Si je leur parle de décarbonation, ils ne campent pas 2000. On est entre nous, là, la décarbonation, on se fait plaisir dans les apéros du samedi soir. Là. Mais dans les apéros du samedi soir, si vous recevez les gens qui ne travaillent pas dans la décarbonation, ils ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire. Vous leur parlez de défossilisation, ils comprendront. Et donc, vous parlez de nucléaire, de renouvelable, de fossiles, vous expliquez les enjeux de tout le monde. Il n'y a pas d'énergie propre, vous choisissez le plus mauvais. Donc, c'est ça. Donc, c'est pourquoi on fait, c'est pour ça. Alors, comment ? On a fait la loi d'orientation des mobilités. Alors, évidemment, n'inquiétez pas, je connais par cœur. À partir du moment où on a fait quelque chose, ça ne va pas assez loin, ça va pas assez vite, ça va pas. Voilà. Et parfois même, les quelques avancées qu'il y a à l'intérieur, celles et ceux qui disent que ça ne va pas assez vite, ils ne les ont même pas votées. Donc ça, c'est un autre sujet. Ça s'appelle le comportement politique, la cohérence. Bon, voilà. Et après, il y a eu la loi climat-résilience. Et dans ces 2 lois, on a donc mis en place les ZFE, etc. Et on a inscrit dans la loi, par voie d'amendement que j'ai porté, la fin de la vente des véhicules qui utilisent des énergies fossiles d'ici à 2040. C'est ça qui est écrit dans la loi française. On n'a pas dit on va mettre fin aux véhicules thermiques. Ça n'a pas de sens de mettre fin aux véhicules thermiques. Parce que si vous mettez fin aux véhicules thermiques, je le dis avec une certaine conviction là, ben ça veut dire que vous mettrez fin aux solutions biogaz, vous allez mettre fin à la possibilité d'utiliser l'hydrogène dans un moteur thermique. Allez discuter sur les stands, vous verrez que ça existe. Et c'est en train de se développer. Et donc, ce n'est pas la technologie le problème, c'est les fossiles. Voilà pourquoi, dans la loi française, nous avons inscrit la fin de la vente des véhicules qui utilisent des énergies fossiles. Donc voilà, donc on a fait ça. Avec les ZFE, le verdissement des flottes, etc. Puis ensuite, il y a évidemment, on a donné donc, aux collectivités la possibilité de mettre en œuvre donc, les ZFE mobilité pour améliorer donc, la qualité de l'air qu'on respire. Au passage, il reste pas mal de travail. Vous avez vu cette semaine, assise de la qualité de l'air ? Vous avez vu ? Il y a encore un tiers des agglomérations françaises où la qualité de l'air est mauvaise, encore.
en termes d'oxyde d'azote. Donc on a bien fait d'avancer à l'époque. Ça s'améliore globalement. Le tendanciel est bon. Mais la valeur absolue n'est pas encore bonne. On n'est pas arrivé aux objectifs qualité. On est en train de faire ça. Mais si on regarde les nouvelles normes qu'on va mettre en place pour 2030 en Europe, je ne parle même pas des guidelines OMS, qui sont encore plus lointaines. Mais on a franchi des étapes, mais on n'y est pas. Donc il faut continuer. Alors on a fait, donc évidemment, on a fait aussi du réglementaire à l'époque, dans ce qui a été fait, dans le comment on fait. Le réglementaire sur le rétrofit. Intéressant. Moi je veux rendre hommage à Elisabeth Borne, qui était ministre des Transports à l'époque. Heureusement qu'elle était là. Parce qu'elle a cru aux quelques députés qui s'intéressaient au sujet. On était plusieurs, mais on n'était pas nombreux, mais on était quelques-uns. Je pense à Damien Pichereau, par exemple, qui était quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le sujet, parce qu'il ne faut pas s'approprier les sujets, on était une équipe. Voilà. Eh bien, on a eu la chance d'avoir une ministre des Transports qui comprenait tout. Déjà parce que c'est une scientifique, et puis surtout parce que c'est quelqu'un d'intelligent, tout simplement, qui cherche à faire les choses bien. Et donc, on a amélioré, là aussi, la question réglementaire sur le rétrofit. Et puis ensuite, il y a eu ce qu'il y a de l'accompagnement social. On va me dire que ça ne suffit pas, vous inquiétez pas, je le sais. Prime à la conversion, les bonus, je dirais, donc pour essayer de baisser le prix, parce que je sais très bien que ça coûte cher. Et puis le leasing social qu'on a lancé l'année dernière, qui est intéressant, qui est peut-être pas assez. Pourtant en volume, c'est 50 000 seulement véhicules qui ont été accompagnés, et c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est déjà pas si mal. Point positif, j'ai été surpris tout à l'heure, j'ai accompagné sur une de séquences le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci. Et j'ai été surpris d'aller sur le stand entre autres, je ne veux pas faire de pub, j'ai même pas de voiture de cette marque-là, Peugeot en l'occurrence, qui a fait le choix sur ce salon de l'auto de ne présenter que des véhicules électriques. Alors je ne leur ai pas dit sur place, mais je le dis là, je me suis souvenu à ce moment-là des auditions que je conduisais en tant que rapporteur de la loi avec ce groupe-là en 2019. Que de chemin parcouru. Parce que je me souviens que l'échange avait été correct. Mais parfois, il était un petit peu viril. Vous voyez ce que je veux dire? En 2019, je sentais que, waouh, c'était difficile d'y aller. Eh bien, maintenant, quand je vois ça, je me dis, on a franchi des étapes. Alors, si vous me dites qu'il en reste beaucoup, on va sûrement en parler, il en reste beaucoup. Mais en tout cas, il y a des trajectoires. Autre chose qu'on a fait dans les deux lois, c'est qu'on a mis ces trajectoires de verdissement des flottes, des grandes entreprises, des administrations, etc., etc. Je ne sais pas si ça a bien marché, je ne suis pas certain. Mais ce qui est sûr, c'est que ça donne de la lisibilité aux constructeurs. On voit que tout le monde est en train de basculer. Mais encore une fois, on le fait pour une raison principale. C'est parce que les énergies fossiles, il y a un double handicap, le CO2 et la problématique de la santé respiratoire. Moi, ce que je fais modestement dans mon action publique, c'est que je mets toujours la science avant les croyances. Et donc, c'est basé uniquement sur des faits scientifiques, ce qu'on a essayé de faire. Donc, c'est pour améliorer tout ça. Voilà, j'étais un peu long, mais je voulais resituer les choses. Il y a le pourquoi et il y a le comment. Et donc, il faut toujours bien se souvenir pourquoi on fait ça. Merci beaucoup, monsieur le député. Timothée Kellar, alors, vous avez cofondé le cabinet EcoDev. Vous accompagnez les entreprises dans leur décarbonation et dans le calcul de leur impact carbone. Alors, déjà, quel état des lieux vous dressez aujourd'hui par rapport à la temporalité depuis ces 5 dernières années? Comment les sujets ont évolué et surtout comment ces acteurs-là embarquent les sujets de décarbonation? Est-ce que vous avez vu que le sujet a évolué? Une branche professionnelle, par exemple, comme la nôtre, les services de l'automobile, c'est vrai, s'embarquent de plus en plus sur ces sujets. Comment les acteurs, en fait, ont un peu transformé leurs pratiques? Alors, merci pour l'invitation, Dorothée et Mobilians. Toujours très dur de passer après un député ou un ministre en termes de prise de parole, mais on va tenter. Soyez vous-même, moi j'ai été moi-même. C'est ce que je vais faire, merci du conseil, c'est ce que j'essaie de m'appliquer effectivement depuis 15 ans. Ne vous posez pas de questions. Mais globalement, alors moi j'ai peut-être une vision très effectivement fossile carbone au départ, parce que je suis ingénieur et mon métier c'est de calculer l'empreinte carbone. Et moi aussi je suis ingénieur au départ. Et donc ce qui est hyper intéressant, c'est de voir à quel point effectivement aujourd'hui on a un retard sur les objectifs. Effectivement, on a au niveau européen des objectifs assez ambitieux de moins de 55% de CO2 jusqu'à 2030. Et donc pour répondre à la question, nous on essaye finalement autant que possible de donner des outils aux entreprises pour qu'elles fixent cette trajectoire et qu'elles s'alignent avec finalement ces objectifs. Bon, clairement, on est en retard. Si on prend les retours là, du Haut Conseil pour le climat, on nous dit qu'on est en moyenne, il faudra aller 1,3 fois plus vite. Mais sur la mobilité, il faut même aller plus de 3 fois encore et accélérer 3 fois plus qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a un décalage entre les annonces, les trajectoires qui sont définies et les moyens qu'on met en œuvre.
Le rythme, il a été bon en fait ces dernières années pour faire le recul de 2019 à 2023, parce qu'il s'améliore. Effectivement, il y a des progressions. Là, l'homme était une super. Mais la meilleure année, effectivement, c'est celle du Covid. Donc, effectivement, pour finir sur ce point-là, on voit bien qu'il y a un vrai décalage entre les annonces de neutralité carbone à horizon 2030 pour beaucoup d'entreprises et la réalité opérationnelle. Donc ça, c'est un premier point. Et pour finir sur ce petit intro, le Haut Conseil pour le climat, effectivement, nous dit on est dans les risques hauts ou élevés sur le fait de pouvoir continuer ou pas. Si je prends la raison, tu l'as introduit déjà, mais le fait de vouloir aller toujours plus vite, toujours plus loin, et de ne pas accepter de réduire notre mobilité, je pense que c'est une des causes. Clairement, si on veut toujours aller plus vite, toujours plus loin, si vous prenez au début du siècle dernier, on faisait quelques kilomètres à pied pour aller au travail. Aujourd'hui, on en fait plutôt une vingtaine et en voiture pour aller au travail. Les 3/4 des Français sortent de leur commune pour aller travailler, ce qui n'était pas le cas il y a une centaine d'années. Et dans les années 60, par exemple, la part modale pour aller au travail, c'était de l'ordre de 20%. Donc on avait vraiment une mobilité complètement différente qui s'est accélérée. Et derrière ça, en fait, aujourd'hui, il y a plein de difficultés. Et on le voit sur le salon de l'automobile comme aujourd'hui. Le véhicule moyen, alors j'ai essayé de reprendre des chiffres, parce qu'en tant qu'ingénieur, j'aime bien, mais depuis les années 2000 à aujourd'hui, on a augmenté de 30% le parc automobile. À peu près 30% le poids des véhicules, alors qu'en France, la démocratie, finalement, a pris 10% de population maximum. Donc on voit qu'en fait, on est dans une espèce de fuite vers l'avant avec vouloir aller toujours plus vite, toujours plus loin, avec des véhicules toujours plus gros. Et si je reprends mon prisme qui est l'entreprise, on voit que les entreprises maîtrisent à peu près les voitures de fonction. Mais là, il y a un sujet de contraction. C'était très bien depuis 5 ans avec une accélération de l'électrification. Et là, il y a une contraction depuis 1 an. Et la mobilité des salariés lambda, qui est extrêmement compliquée à maîtriser, puisque vous ne pouvez pas imposer à un salarié de changer son mode de transport ou finalement de lui imposer un autre lieu d'habitation, par exemple, pour réduire sa vitesse. Donc voilà, donc nous on est vraiment dans cette difficulté d'avoir des objectifs extrêmement ambitieux et des moyens qui ne suivent pas, parce que, et je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça a été une introduction un peu longue et je n'ai pas envie d'être aussi long pour ne pas plomber la suite, mais globalement on a un sujet de covoiture. Je m'excuse. Hein. Non, mais comme on m'avait dit, c'est 10 minutes, ouais, j'essaie de faire très, très express. Mais tout ça pour dire que si on prend le sujet du covoiturage, il y a un ralentissement des difficultés. Si on prend le sujet de l'électrification, c'est pareil. Si on prend le sujet de l'autopartage, le vélo, on voit bien que sur tous ces moyens, les entreprises ont peu de moyens finalement pour arriver à atteindre leurs objectifs. Même si, encore une fois, quand on commence à essayer d'objectiver, on s'aperçoit qu'effectivement au niveau sanitaire, et ça c'est un point qu'on insiste beaucoup, et économique, on a tous à y gagner de basculer, quoi. Mais la réglementation est aussi un frein pour certains, parce que c'est pas si simple que ça, et je reviendrai dessus sur les différents mécanismes qui ont été portés ces dernières années par la suite. Voilà pour ma petite intro. Alors juste, on va revenir aussi sur les enjeux un petit peu de précarité sociale dans les mobilités. Thomas Outaya Kumar, vous représentez donc la Fondation pour la Nature et l'Homme, et vous avez publié il y a quelques mois une étude sur la précarité dans les mobilités, et donc notamment un peu une étude sur les zones peu denses, où la dépendance forcément à l'automobile est plus grande. Qu'est-ce que vous tirez de cette étude et quelles sont un petit peu vos recommandations ? Alors effectivement, il y a quelques mois, on a publié un rapport sur le baromètre des mobilités qui permettait en fait d'évaluer les enjeux de précarité. Alors ce qu'on appelle la précarité mobilité, ça se définit sur plusieurs facteurs qui vont contraindre les déplacements. Donc on parle de personnes qui ont des bas revenus, qui ont un budget carburant élevé, qui sont coincés dans un système voiture, qui ont peu d'équipements individuels et même très souvent qui n'ont même pas un abonnement au transport public. Aujourd'hui, l'estimation qui est faite, c'est près de 13 millions à 15 millions de personnes, puisque les chiffres ont été mis à jour par WeMove. 15 millions de personnes à l'échelle nationale qui sont dans cette situation de précarité mobilité, dont plus de 5 millions dans les zones périurbaines peu denses, intermédiaires et peu denses, c'est-à-dire les zones qui sont excentrées des communes-centres. Donc face à ce constat, il y a deux choses qui viennent à l'esprit. Dans le périurbain, selon le sondage qui a été fait, 1 personne sur 4 estime qu'il n'a pas d'autre choix que la voiture. Et ça touche davantage les classes ouvrières. Ça, c'est un fait qui est très intéressant puisque, comme tu le disais tout à l'heure, on a aujourd'hui un parc de véhicules qui va davantage vers les gros véhicules. Et ça, on en reparlera tout à l'heure puisque je vous partagerai d'autres travaux qu'on a fait sur les enjeux de compétitivité de la filière française à développer des petits véhicules électriques et de la possibilité de le faire. Et ça, si on a le temps, parce que le temps file, on en parlera juste après. Pour finir sur ces enjeux de précarité, il est urgent de mettre en place les conditions d'une mobilité plus juste
et qui puisse proposer des alternatives à la voiture. Donc là, je ne m'épanche pas, mais on a tous en tête ces alternatives, que ce soit la densification du ferroviaire, que ce soit le transport à la demande, l'autopartage, les lignes de covoiturage, les services express régionaux et métropolitains, avec les bus express, qui sont aussi une solution intéressante. Strasbourg est en train de la mettre en place. Et puis sans oublier la mobilité douce, avec un plan vélo qui doit être à la hauteur. On parlait de Elisabeth Borne tout à l'heure, qui avait fait beaucoup d'annonces il y a quelques temps, notamment sur le ferroviaire, avec près de 100 milliards d'euros d'argent supplémentaire et un plan vélo aussi, avec de l'argent sur la table. La question est de savoir, avec le contexte actuel et la contraction budgétaire qui fait l'objet de l'actualité politique, il va falloir voir un petit peu quels sont les financements qui vont être mis sur la table pour justement développer ces alternatives à la voiture. Donc l'enjeu, c'est bien de décarboner le secteur des transports, et l'électrification ne sera pas la seule solution. Ça fait partie des batteries de solutions. À côté de ça, il y a vraiment le développement de toutes ces alternatives à l'autosolisme. Sur l'électrification, on en viendra tout à l'heure, on pourra parler des enjeux de compétitivité. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il faut garder quand même en tête deux choses. L'électrification des mobilités, ce n'est pas le remplacement du parc thermique actuel à un parc électrique au temps pour temps. Et en tout cas, ça, c'est notre vision à la FNH. Ce serait une proposition hors sol, puisque aller dans cette direction, ça ne laissera pas assez de place en fait, à toutes les autres alternatives aux véhicules. Et le deuxième enjeu à garder en tête, plus de 50% des déplacements de moins de 10 km sont faits en voiture. Ça correspond à 12% des kilomètres parcourus et près de 15% des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a beaucoup d'efforts à fournir là-dessus sur la manière de voir autrement nos mobilités. Et sur l'électrification, je vous propose d'en parler tout à l'heure, Dorothée. Alors aussi, tout à l'heure, on avait évoqué les sujets de financement, de budget. Peut-être j'en reviens à vous, Jean-Luc Fugy. On a vu effectivement, on analyse un peu l'actualité sur la loi de finances, et c'est vrai qu'on a vu que l'enveloppe, notamment sur le verdissement des flottes, a été beaucoup réduite. Donc comment vous analysez cela aujourd'hui? Est-ce que c'est aussi un manque peut-être encore d'ambition sur ce verdissement? Comment vous prenez le sujet aujourd'hui du sujet budgétaire? Parce que c'est vrai que pour avancer, il y a aussi le sujet du fonds vert d'ailleurs, qui a aussi été assez considérablement réduit. On sait que les finances publiques se portent globalement mal. Comment vous voyez ce sujet? Deux, trois choses. Le forfait mobilité durable, c'est qu'on avait créé la loi LOM, on ne l'a pas évoqué ni vous ni moi, mais on peut le rappeler, il existe. Et c'était aussi quelque chose d'intéressant. Et puis sur le plan vélo, au passage, rappelons-nous que Elisabeth Borne, quand elle était devenue Première ministre, elle a multiplié ses crédits par 5. Donc c'est quelque chose il faut le dire aussi, parce qu'il faut aussi dire les choses positives. Je sais que le journal des bonnes nouvelles, c'est quelque chose qu'on ne pratique jamais en France. Mais il y a aussi des fois des choses qui fonctionnent. Et donc le covoiturage favorisé par un certain nombre de démarches aussi grâce à la loi LOM. Peut-être dire que la contrainte budgétaire qui existe aujourd'hui, elle est forte. Moi, je suis un député qui, par rapport au nouveau gouvernement, va se comporter de manière exigeante et bienveillante. Ou bienveillante et exigeante, ça dépendra des moments. Et donc, je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout. Voilà. Il y a un effort partagé, c'est une évidence, mais il y a un certain nombre de mesures que je soutiens. Désolé de le dire, le malus sur le CO2, le malus au poids, moi, ça ne me pose pas de problème. L'augmentation du coût de l'électricité avec l'histoire de l'assise qui augmenterait fortement, ça me gêne. Et d'ailleurs, je porte des amendements avec mon groupe. Moi, j'appartiens au groupe qui s'appelle Ensemble pour la République. Je rassure tout le monde, ce n'est pas contagieux. Donc, le président est Gabriel Attal. Et nous ne sommes pas d'accord, en phase avec tout ce qui est proposé par le gouvernement. Et donc, nous déposons des amendements pour corriger. Et le débat budgétaire, parlementaire, il est aussi là pour ça. Et même s'il venait à se finir par un 49.3, je rappelle qu'à chaque fois qu'il y a eu un 49.3 ces 2 dernières années, il y a des amendements des députés qui ont été intégrés, y compris des députés d'opposition. Je le dis parce que là aussi, l'année dernière, par exemple, il y a 418 amendements qui ont été pris, et donc des députés qui ont été mis dans la loi de finances. Aucun journaliste n'a eu l'honnêteté intellectuelle de le rappeler. Évidemment, du coup, nos concitoyens pensent que nous n'avons strictement rien fait. Voilà. Donc il faut aussi à un moment donné dire les choses. Et tout ce que je dis, l'avantage que moi j'ai, c'est que vous pouvez aller le vérifier. Alors, donc je vais me battre moi sur l'assise d'électricité parce que c'est un enjeu. Il y a un enjeu évidemment social derrière, pouvoir d'achat des concitoyens, c'est une évidence. Et puis aussi l'accès à l'électricité. En revanche, vous avez dit, le fonds vert est réduit, notamment pour les collectivités. Petite remarque,
ceux qui se battent énormément en disant que c'est pas bien de le diminuer, et moi je fais partie de cela. Il y a aussi des parlementaires qui disent aujourd'hui c'est pas bien de diminuer le fonds vert, ont refusé de le voter quand c'était proposé. Ils sont opposés au budget qui le proposait. C'est une petite remarque intellectuellement, moi ça me pose toujours un problème. Et la deuxième remarque, c'est que le fonds vert, ça n'existait pas avant. Donc là, il est diminué, mais ça reste un plus par rapport à ce qu'il y avait encore il y a 2 ans quand il n'y avait pas de fonds vert. Je ne sais pas si vous me suivez. Bon, bref. Deuxième chose, en revanche, les primes à la conversion, bonus, le package avec les sociales, on passe d'1,5 milliard à 1 milliard, mais en réalité 970 millions dans le projet de budget. Ben là, moi non plus, je ne suis pas d'accord. Je le dis. Pour le répéter, je ne suis pas d'accord. Et d'ailleurs, nous proposerons dans le débat budgétaire des amendements pour revenir dessus. On va se battre. Et notamment avec mon collègue David Amiel qui est à la commission des finances et qui se bat au sein du groupe Ensemble pour la République pour ça. Nous ne sommes pas en phase donc, avec le gouvernement dessus, donc on va se battre. Et puis on va voir ce qui ressort du débat budgétaire. Et le débat budgétaire, encore une fois, l'idée c'est aussi que des amendements des parlementaires soient poussés et pris dans le cadre d'un éventuel 49.3 si jamais le débat n'allait pas au bout parce qu'il n'y avait pas la possibilité de le faire adopter. Au passage, je pense que nos concitoyens, ils attendent quand même qu'on fasse quelque chose. Donc ce serait bien qu'on bouge et qu'on arrive tous à se mettre autour de la table, à se dire « Allez, on fait ça pour les Français ». Notamment, effectivement, on a vu hier un article dans Les Échos sur la suppression de la prime à la conversion, qui est un dispositif assez social avec la mise au rebut d'un véhicule. Qu'est-ce que vous en pensez finalement Moi, je trouve que c'est pas une bonne idée, et donc on va s'opposer à toutes ces évolutions. En fait, en gros, vous avez 1,5 milliard, donc on passe de 1,5 milliard à 1 milliard, encore une fois, sur le package, prime à la conversion, bonus, leasing social. Leasing social, c'est très bien. Peut-être que le leasing social, on peut peut-être le revoir, le cibler différemment. J'imagine que la ministre ce matin vous a donné des éléments, mais en tout cas la position d'un parlementaire comme moi, c'est de dire que amputer cette enveloppe d'1,5 milliard d'un tiers, puisque c'est 500 millions de moins, c'est beaucoup trop. Et donc, on va là aussi se battre. Et ensuite, au sein de l'enveloppe, est-ce qu'il vaut mieux favoriser le bonus, etc. L'idée, c'est de regarder l'impact et de regarder au sein de l'enveloppe comment on peut d'un point de vue réglementaire, ensuite décider que ça va plutôt sur tel ou tel volet. Il me semble qu'il faut agir sur tous les leviers. Et encore une fois, les contraintes budgétaires, elles sont là, je l'admets, il n'y a pas de problème, je ne les nie pas. Mais je trouve que sur certains sujets, il faut faire quand même particulièrement attention au signal qu'on envoie sur le plan du pouvoir d'achat, sur le plan social et sur le plan climatique aussi, bien entendu. Et donc, et puis aussi pour les filières, on a embarqué tout le monde dans une transition. Moi, je pense qu'on ne doit jamais opposer écologie et économie. C'est tellement stupide d'opposer les deux que je ne vois pas pourquoi encore il y en a qui le font. En revanche, on doit faire cette fameuse transition de l'économie, la transition écologique de l'économie, c'est comme ça. Et ça se fait avec un accompagnement, et notamment un accompagnement social. Et si on n'est pas bienveillant avec celles et ceux qui ont les revenus les plus modestes, on n'arrivera pas à les embarquer et on n'y arrivera pas tout simplement. Bien sûr. Et juste pour rebondir sur l'échange juste précédent, sur le forfait mobilité durable, Timothée, alors Ecodev a lancé il y a 2 ou 3 ans un baromètre sur le forfait mobilité durable. Ce baromètre, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Est-ce que le FMD est en essor sur la mobilité domicile-travail et sur les nouvelles mobilités? Alors oui, on a la chance de faire pour le ministère des Transports et l'ADEME le baromètre officiel des suivis du forfait mobilité durable, puisque du coup, effectivement, j'avais suivi effectivement la LOM avec attention et j'étais ravi de voir un certain nombre de ces nouveaux outils pour les entreprises. Quand on a été effectivement voir le ministère 18 mois après le décret, il n'y avait pas de suivi et une des lignes que j'avais retenues dans cette LOM, c'était si c'est pas assez bien déployé au sein des entreprises, on pourrait l'imposer. Bon, il se trouve que le Covid est passé par là et que la vision, on va dire, a changé. Mais bon, tout ça pour répondre quand même à la question. Aujourd'hui, il y a à peu près un tiers des entreprises qui, sur les 2 premières années après le forfait mobilité durable, l'ont déployé. Donc c'est quand même un gros succès, on va dire, d'avoir embarqué un tiers des employeurs. Mais sur les 2 premières années, et là on sent qu'il y a un petit ralentissement. Alors j'ai les chiffres clés, hein, si vous voulez les avoir, mais globalement, on sent que la tendance elle est plutôt bonne. Après, elle ne touche pas malheureusement tous les salariés, puisque vous avez 15, 20, 30% dans le meilleur des cas des salariés qui peuvent en bénéficier ou qui lèvent la main pour pouvoir bénéficier de ces avantages. Donc c'est des avantages financiers qui vont jusqu'à 800 € en cas de cumul pour les transports en commun, le vélo, l'autopartage et un certain nombre de modes de transport comme les engins de déplacement personnalisés, enfin tout ce qui est finalement faible en émissions carbone et sobre de manière générale, puisque on peut être aussi bon en électrique, mais si on se pose d'autres problèmes de résilience, on va dire,
de souveraineté par exemple et d'énergie qui ne sont pas des énergies fossiles directes mais qui sont par exemple des énergies on va dire finales parce qu'à un moment donné ce lithium et toutes ces on va dire matières qu'il faut pour l'électrique coûtent en termes de dépendance et de coûts en euros aussi. Donc voilà, bon, tout ça pour dire que je ne veux pas sortir trop du débat, mais je suis un peu challengé par mon collègue à côté. Et sur le sujet de la raison, aujourd'hui, la plupart des employeurs le font pour aider les salariés. Donc ça, c'est quand même un premier bon signal, c'est qu'ils le font vraiment pour tendre une main auprès des collaborateurs et les remercier. Deuxième raison, c'est pour des raisons de pouvoir d'achat, qui revient de plus en plus, qui était un peu sous les radars et qui revient. Aujourd'hui, on rencontre des DRH qui nous disent, mais aujourd'hui, vous savez, le 25 du mois, on a des problématiques d'absentéisme parce que tout simplement les salariés ont une problématique d'essence. Alors un peu moins en ce moment parce que c'est un peu détendu, mais l'année dernière c'était très notable. Troisième raison, les raisons environnementales. Quatrième raison, les enjeux d'image. Et puis derrière, l'incitation à des nouveaux modes comme les véhicules électriques. Les difficultés, je finirai là-dessus sur ce FMD, c'est principalement des difficultés de lisibilité. Enjeux administratifs, risques URSSAF, capacité à avoir un contrôle de preuve de l'usage. Voilà, donc tout ça c'est un peu lourd pour les entreprises. Et le deuxième, c'est la raison budgétaire. C'est-à-dire que beaucoup disent, finalement, même si c'est hors charge, et c'est un budget que je n'avais pas prévu, parce que quand mon salarié se déplace en vélo, mais que je ne le finance pas, c'est zéro coût, alors que quand je le finance, forcément, même si c'est un coût symbolique, ça reste un coût. Donc là, il y a besoin de pédagogie, besoin d'un cadre fiscal peut-être encore un peu plus intensifié. Et moi, j'irais même au-delà. Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'imposer ces mécanismes plutôt que de les rendre volontaires? Parce qu'on voit bien que même si on embarque beaucoup de monde, on n'embarque pas la majorité. Et moi, je peux constater qu'on embarque souvent les bons élèves qui ont dans leur effectif des gens qui ont plutôt la chance de pouvoir avoir des alternatives. Et souvent, on oublie, et tu l'as dit Thomas, mais une certaine population qui est en précarité, qui est en vraie difficulté, qui du coup, quand elle travaille dans des entreprises qui sont comme dans le retail, avec des marges très faibles, vont moins sur ces sujets, ce qui est effectivement assez dommageable. Voilà. Thomas, on revient peut-être vers cette étude de la FNH sur les sujets de compétitivité. Vous avez produit une étude il y a un an sur la compétitivité de la France et le fait qu'elle pouvait produire des petites voitures électriques et qu'elle pouvait être compétitive sur ce segment. Qu'est-ce que recommande cette étude? Quel état des lieux dressez-vous dans cette étude sur l'électrification et sur, quelque part, la compétitivité de nos entreprises en Europe et en France? Alors, avec le temps imparti, il y a 2 points. Donc, tout à l'heure, je vous ai partagé les enjeux de précarité mobilité, c'est-à-dire toutes les alternatives à la voiture. Et donc ça s'inscrit un peu dans une vision de durabilité de la mobilité. Mais on est quand même au mondial de l'automobile, donc là, on va parler effectivement voiture. L'électrification, elle ne pourra pas se faire à n'importe quel prix. Je rappelle juste qu'aujourd'hui, la relocalisation d'une production de véhicules électriques en France est possible, mais sous conditions. On entend beaucoup l'électrification est à l'origine de tous les maux du secteur de l'automobile. Il faut quand même rappeler que depuis 2 décennies, c'est 60% de la production en moins. Depuis 10 ans, c'est 100 000 emplois perdus. Et d'ici 2035, c'est près de 100 000 emplois perdus supplémentaires en prévision. Et ça, c'est dû aussi à ce que évoquait mon collègue tout à l'heure sur une production, on va dire, plus importante de gros véhicules et notamment de SUV, qui ont permis aussi à des constructeurs de dégager beaucoup de marge. Et dans cette stratégie, on voit qu'elle s'est faite au détriment de la filière et aussi d'une érosion du savoir-faire technique sur les petits segments, notamment A et B, et que la France a une opportunité aujourd'hui à relocaliser des petits véhicules électriques et de les assembler en France. On entend beaucoup de constructeurs, et c'est là on va parler de la partie positive, comme le disait Jean-Luc tout à l'heure. La partie positive, c'est qu'il est possible, selon nos travaux, de relocaliser une production française de petits véhicules électriques, contrairement à ce que certains constructeurs nous disent. Selon eux et selon leurs prévisions, dont on n'a pas les calculs, on serait autour d'un différentiel, un delta compétitivité de 25% entre des véhicules chinois et des véhicules français. Selon nos calculs, on serait davantage sur une différence de compétitivité de 6% entre des petits véhicules français et des petits véhicules chinois, donc pas 25%. Et on serait sur une différence de compétitivité de 2-3% entre des véhicules français et des véhicules espagnols et slovaques. Notre étude, je n'entrerai pas dans la méthodologie, mais c'est des calculs de structure de coûts classiques dans laquelle on a mis en regard les OPEX, les CAPEX, la main-d'œuvre, les marges aussi des équipementiers. Et puis on a essayé de voir un petit peu comment on pouvait reconstruire le prix de revient de fabrication. Et vous pourrez vous référer à notre étude là-dessus. Sur ce point, cette réindustrialisation, comme je le disais, elle est possible et elle répondrait aux enjeux que vous avez cités tout à l'heure, c'est-à-dire
des mesures en faveur de l'écologie et du pouvoir d'achat. Puisque aujourd'hui, les ménages, et notamment les plus modestes, ne peuvent pas s'acheter des voitures qui sont aujourd'hui majoritairement produites, en tout cas de plus en plus, c'est-à-dire les fameux SUV dont tu parlais. Ça devient de plus en plus compliqué. Donc des petits véhicules électriques peuvent répondre en tout cas à cette précarité pour des personnes qui en ont besoin. Sur le volet des emplois, d'après nos modélisations, on pourrait créer, si en tout cas on prend au mot Emmanuel Macron qui avait évoqué une relocalisation de 700 000 véhicules supplémentaires en 2030. Si on prend cette estimation-là, selon nos modélisations, on pourrait créer 25 000 emplois, dont 7 000 emplois nets. Donc on serait sur une création d'emplois en regard du scénario tendanciel qui nous amènerait justement à en détruire. Et donc on aurait un double bénéfice. Des petits véhicules électriques qui permettraient de créer de l'emploi en France et d'être compétitifs face à d'autres pays, notamment la Chine. Dernier point, si j'ai encore 30 secondes, évidemment, vous me direz, le delta de compétitivité est encore présent. Donc il est toujours de 6% par rapport à la Chine. Et c'est là qu'il existe différents leviers, notamment l'augmentation des droits de douane. Et l'Union européenne a tranché là-dessus, sur l'augmentation des droits de douane, notamment autour de 17% sur des petits véhicules. Et c'est exactement l'estimation qu'on a faite dans nos travaux antérieurs à l'annonce de la Commission européenne à ce sujet-là. Et puis bien sûr, le bonus écologique, dont on pourrait aussi étendre la performance environnementale à d'autres outils, que ce soit sur les véhicules de société, que ce soit sur le leasing social en termes de conditionnalité. Et ça permettrait encore de réduire cet écart de compétitivité. Donc selon nous, oui, il est possible de le faire. Maintenant, on parlera très prochainement à des constructeurs pour comparer un peu nos travaux. Très bien, merci beaucoup Thomas. Alors je me tourne vers vous, Éric Girard. Vous présidez le fonds de dotation MoveHome, qui est à l'initiative de Mobilians. Alors, quelle est l'action en fait du MoveHome? Présentez-nous un petit peu cette initiative, cette démarche, et évidemment sur les sujets de décarbonation, comment le MoveHome engage ce mouvement? Alors, pas que sur les sujets de décarbonation. En fait, la raison d'être du MoveHome, donc fonds de dotation qui a été créé par Mobilians, c'est de façon très simple de supporter l'ensemble des initiatives qui peuvent être imaginées, initiées par la filière de l'affrèvente automobile. Et ça, dans un cadre responsable et pour une mobilité qui soit la plus durable possible. Alors bon, c'est bien entendu une raison d'être très générale et elle nous amène sur tout un tas de sujets. Et dans nos actions aujourd'hui au sein de MoveHome, il y en a deux principales. Alors il y a bien entendu un certain nombre de sujets en portefeuille, mais les deux plus importantes sont très directement associé à la décarbonation de la filière, je vais en dire un mot, et puis sur quelque chose qui peut vous paraître assez éloigné du sujet qui nous occupe là, qui est le sujet des garages-écoles. Vous savez pourquoi parler des garages-écoles alors qu'on est en train de parler de décarbonation, et pourtant vous verrez que ce n'est pas si neutre que ça. Alors, pourquoi je vous parle de la décarbonation? Tout simplement parce que MoveHome a financé une initiative de Mobilians de faire une grande étude sur la décarbonation de la filière. Alors, je dis bien une grande étude sur la décarbonation. Elle a été conduite avec Ecodev, avec vous, avec Carbon 4. Et l'objectif de cette étude, dont on a désormais les résultats qu'il va falloir exploiter, a été conduite avec l'ensemble des métiers. Donc, je ne sais pas si vous imaginez emmener 21, 22, 23 métiers à se poser les bonnes questions sur leur impact dans notre environnement. C'est pas si simple. Et on a aujourd'hui, je crois, une vision relativement claire de nos impacts, de nos opportunités, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de voir ce qui est négatif, mais aussi ce que nous pouvons faire ensemble, collectivement, pour effectivement nourrir cet objectif, cette ambition de décarbonation, ou pour reprendre votre expression, effectivement, d'aller vers une réduction très forte de tout ce qui est énergie fossile. Et là, aujourd'hui, on va pouvoir travailler avec l'ensemble des métiers. Encore une fois, beaucoup de lucidité, beaucoup de responsabilité, beaucoup de courage. Ça n'a pas été simple, je crois, de conduire cette étude. Il y a toujours des réactions, bien entendu, selon les métiers. Mais on sait dès à présent qu'on peut avoir quelques pistes très intéressantes, concrètes pour les métiers de l'aftermarket, pour effectivement être un acteur positif. Alors je pense que MoveHome probablement sera un fer de lance, ou en tout cas un bras armé pour pouvoir conduire un certain nombre de projets. Et moi je pense à quelque chose, alors peut-être que je dévoile déjà certains aspects de cette étude, mais on s'aperçoit que ça a été compliqué, que c'est compliqué aussi de pouvoir comparer réellement les impacts des différents métiers
métier. Et on aurait probablement besoin d'avoir un référentiel commun et de travailler. Alors, il existe des référentiels communs, bien entendu, mais de pouvoir avoir une espèce de collective sur un référentiel qui nous permette de comprendre tous, autant que nous sommes au sein de Mobilians, quels sont réellement nos impacts et comment collectivement on peut y travailler. Peut-être que ça fera l'objet d'un futur sujet pour Movom. Alors ça, je vous parle de la décarbonation et de ce que l'on a financé. Et il y a autre chose qui est extrêmement important, en tout cas qui nous tient très à cœur, c'est l'association des garages-écoles et notre engagement auprès des garages-écoles. Alors vous allez me dire, c'est quoi les garages-écoles ? Juste deux choses. Une chose, avant de vous donner l'explication de ce que nous faisons. Aujourd'hui, en France, globalement, vous avez entre 80 000 à 100 000 jeunes qui décrochent du système scolaire. Ces 80 000 à 100 000 jeunes qui décrochent chaque année nourrissent pas loin de 2 millions de NEETs. Alors les NEETs, c'est un acronyme, ça veut dire des jeunes ou des moins jeunes, mais surtout des jeunes qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas d'emploi et qui sont en totale déshérence dans notre environnement. L'objectif des garages-écoles, c'est de pouvoir s'adresser à des jeunes entre 15 et 18 ans qui sont en déshérence, qui sont sortis du système scolaire pour leur offrir une formation professionnalisante dans les métiers de l'automobile. Vous allez toujours me dire, pourquoi ? Quel lien avec la décarbonation ? C'est qu'aujourd'hui, tous ces jeunes que nous prenons dans nos garages-écoles, ce sont des jeunes à qui nous donnons, bien entendu, des compétences, une expertise sur la réparation automobile. Et la réparation, on n'en a pas parlé, mais on a un parc qui est extrêmement ancien. On a parlé de cohésion sociale, on a parlé de précarité économique. Aujourd'hui, il y a dans notre pays des milliers de gens qui vivent avec peu et de vieilles voitures et qui ne peuvent pas aujourd'hui se séparer de ces vieilles voitures. Il faut les entretenir. Alors vous allez me dire, effectivement, quand on entretient une vieille voiture, elle n'est pas électrique. De toute façon, mais on ne peut pas la mettre à la casse. On va pas la mettre. Il faut amener en fait toutes ces populations, tous ces gens qui sont en difficulté, il faut leur donner la possibilité de pouvoir avoir une mobilité douce, une mobilité qui soit plus durable. On a parlé de cohésion sociale, on a parlé de précarité. Je trouve que c'est extrêmement important. Et ces jeunes que nous avons au sein de ces garages-écoles, bien entendu, on leur donne une formation. Et je vais revenir sur la pédagogie de cette formation. C'est assez intéressant. Ils ont une pédagogie qui les amène à un diplôme comme exactement n'importe quel autre jeune pourrait avoir un diplôme dans les métiers de la réparation automobile. Et ce que nous allons faire à travers l'objectif qui est le nôtre de développer les garages-écoles, c'est bien entendu de donner une formation professionnalisante à ces jeunes, de leur donner dès à présent des compétences pour être alignés avec l'évolution des métiers de la réparation automobile, et Dieu sait que ceux d'aujourd'hui ne sont pas ceux de demain, on en est tous bien conscients, de les sensibiliser terriblement justement à cette transition écologique et à la décarbonation que nous devons tous bien sûr travailler et se sentir totalement associés. On va, à travers l'objectif des garages-écoles et le développement du nombre d'élèves que nous voulons avoir, non seulement avoir cette formation professionnalisante, mais nous allons aussi pouvoir recréer du lien social. Il y a quelque chose de très important qui, grâce au fait que ces jeunes sont remis dans un environnement positif où ils regagnent de la dignité, de la fierté pour ce qu'ils font. On travaille aussi sur les bassins d'emploi pour moins de chômage. Et puis, bien entendu, ça permet de valoriser nos métiers. Alors, notre objectif au sein de Movom, pour ces garages-écoles, il y en a 8 aujourd'hui. Vous allez me dire, c'est complètement marginal. Il y a 8 garages-écoles sur l'ensemble du territoire. Il doit y avoir 400 élèves qui sortent à la fin du cursus. 400. Je vais y revenir. Notre objectif, nous, c'est d'ouvrir une dizaine de garages-écoles d'ici 2025, d'aller chercher à horizon 2030, pas loin de 1500 jeunes. Et si vous revenez à ce que je vous ai présenté tout à l'heure, si vous prenez les 80 000 jeunes qui sortent du système scolaire chaque année, les métiers de l'automobile, globalement, représentent 10%, 15% de cette population qui sort du système scolaire. Si on a 1500 jeunes que nous formons chaque année qui sortent des garages-écoles, en fait, on sera peu ou prou exactement dans la même proportion que ce qu'ils représentent par rapport à nos métiers. Donc, on est extrêmement engagé, extrêmement volontaire pour développer ce projet. Et ce projet participe, alors peut-être indirectement, mais quand même de façon forte, aux problématiques de décarbonation et de transition
qu'elles soient écologiques, économiques, sociales, auxquelles nous sommes confrontés. J'ai essayé de faire très vite parce que je vois que on a dépassé. Vous voulez réagir sur ce sujet de transformation des compétences, peut-être? Alors, je trouve ça très bien parce que ce que dit monsieur, ça s'inscrit finalement dans la grande démarche de la défossilisation qu'il faut expliquer à nos jeunes. J'en reviens moi toujours au mot défossilisation. On me demande parfois d'aller présenter la stratégie énergétique française dans des grandes écoles, des écoles d'ingénieurs ou autres, etc. Il n'y a pas que les écoles d'ingénieurs qui m'intéressent. Moi, je vais là où on m'invite. Voilà, évidemment. Et en fait, j'explique toujours aussi aux jeunes que dans les métiers du nucléaire, parce que ça fait partie de la solution à la décarbonation, on peut être contre, mais n'empêche que pour l'instant, on en a besoin. Il y a 100 000 emplois dans les 10 ans qui viennent. Et dans tout ce qui est transition écologique, d'une manière très large, c'est 500 000. Et je pense que à notre jeunesse, qui est parfois un peu stressée, à qui on met beaucoup de pression, la pression sociale, etc., et qui a aussi pas mal de gens qui excitent à travers TikTok, eh bien, on ferait mieux de leur expliquer que s'ils s'engagent, quelle que soit la voie qu'ils choisissent, études courtes, longues, etc., ils ont un potentiel d'emploi qui est très intéressant dans la transition en général, et en particulier dans vous l'avez très bien évoqué, le cadre de la mobilité. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à expliquer à notre jeunesse, et aussi à leurs parents, parce que c'est peut-être une occasion pour eux de trouver le fameux sens dont on parle de plus en plus au travail. On dit, voilà, je veux faire un métier qui a du sens. Je pense que la transition écologique, elle offre ça. Elle offre donc, d'une manière générale, la possibilité de mettre du sens dans ce que l'on fait. Et donc, c'est peut-être une bonne occasion. Et ce que vous faites, sincèrement, je n'étais pas au courant, je ne connaissais pas. Je trouve ça assez remarquable et je trouve qu'il faut que ça se développe parce que c'est une belle initiative, tout simplement. Et c'est une initiative qui réussit. Juste pour vous donner cette information, quasi 100% des élèves qui rentrent dans les garages écoles vont au bout du cursus. Bien entendu, 100% trouvent un emploi immédiatement à la sortie. Et la pédagogie employée, elle est quand même très intéressante. 2/3 du temps, c'est dans l'atelier. Ils produisent, 1/3 du temps, c'est de la théorie. Et surtout, ils vendent leurs prestations. C'est-à-dire que c'est un garage école. Il a un chiffre d'affaires. Il vend, en fait, le travail, la formation qu'ils ont. Le développement de leurs compétences se fait est aussi valorisé par le chiffre d'affaires qu'ils réalisent. Donc oui, il faudra juste nous dire où ils sont les 8 là. Alors j'en ai 8 et notre objectif c'est effectivement d'en avoir 10 de plus. Le but du jeu c'est d'en avoir le plus possible sur le territoire pour répondre aux bassins d'emploi où on a des besoins, c'est-à-dire là où on a des needs principalement, beaucoup de gens qui décrochent et où bien entendu on a des problèmes sociaux et des besoins des entreprises. En tout cas, merci à tous pour ces échanges. Alors vraiment remettre du sens, c'est un peu l'expression que je garderai aussi sur cette table ronde. Et je vous propose de laisser le petit mot de conclusion à Francis Bartholomé, qui vient juste de nous rejoindre, pour en tant que président de l'OPCO Mobilité et de Mobilians, pour aussi peut-être ce petit mot de conclusion à la fois sur ces sujets aussi de formation, d'emploi. Je pense que sur le sujet de la décarbonation, c'est un enjeu central. Merci Dorothée. Bien, écoutez, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les interventions des uns ou des autres. Peut-être, moi, je prendrais 3 points pour aller assez vite. Le premier, c'est effectivement ce sujet de la décarbonation. Alors, Mobilians a pris comme effet pour l'ensemble de ces 23 métiers une trajectoire de décarbonation. C'est-à-dire qu'on l'a inscrit pratiquement dans nos statuts. Aujourd'hui, il n'y a pas un métier qui n'est pas, à la limite, chargé d'aller chercher effectivement où il peut trouver les CO2. Parce que pourquoi on le fait? Alors bien sûr qu'on a utilisé des gens comme vous parce qu'on n'a pas la compétence pour le faire, mais l'idée c'est globalement de montrer que tout ensemble de tous nos métiers, on peut à un moment donné économiser un certain nombre de tonnes de CO2. Et vous savez quand même que l'automobile, de manière générale, était plutôt considérée en carbachime comme des pollueurs, comme ceux qui tuent, comme ceux qui écrasent et ceux qui polluent. Donc de toute façon, on va montrer tout à fait l'inverse, c'est que dans nos métiers de demain, on est capable d'être des leaders incontestés sur la décarbonation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention sur le budget et sur le 1,5 milliard. Écoutez, on est en train de faire notre job. C'est-à-dire, j'ai rencontré moi aussi le Premier ministre, j'ai rencontré les ministres aussi. On essaie de défendre un peu notre structure. Je sais qu'inévitablement, on doit participer, les uns ou les autres, il n'y a pas de sujet. Moi, je voudrais quand même qu'il
il y a un point qui nous a beaucoup gêné, il faut quand même se le dire, c'est le leasing social. Alors, le leasing social, c'est embêtant parce qu'on n'est pas contre du tout aller vers les classes les plus difficiles pour accéder à la voiture. Mais on est surtout contre le gaspillage d'argent financier complètement stupide. Et le leasing social, c'est un gaspillage financier énorme. On a mis de l'argent. Imaginez quand même que pour 100 euros, l'État met 13 000 euros et au bout des 3 ans, il faudra remettre 4 000 ou 5 000 euros au pot pour vendre la voiture. C'est un gâchis total. Là, clairement, sur ce sujet-là, utilisé comme ça aujourd'hui, les professionnels diront non au leasing social. Je l'ai dit au Premier ministre, je l'ai dit clairement. Alors maintenant, réfléchissons comment on peut le faire. Moi, ce que je proposerais éventuellement, c'est que si on veut utiliser 650 millions dans le leasing social, mettons 650 millions dans les bonus et faisons en sorte que l'ensemble des gens puissent en bénéficier. Ce qui ne retire rien, éventuellement, à réfléchir à une approche de bonus différenciés par rapport éventuellement aux classes sociales. Ça ne me pose pas de problème. Mais évitons de gaspiller de l'argent pour dire on fait du social pour du social, ce qui est complètement stupide parce que ça coûtera beaucoup plus cher à tout le monde. Sur le troisième point, et j'ai écouté monsieur là-bas, alors les Chinois, ça fait, je vais en Chine 2-3 fois par an régulièrement. J'espère que vous ne vous trompez pas. Je pense que je vais suivre votre voie, mais j'aurai l'occasion d'échanger avec vous sur ces points-là. À mon avis, on n'a pas intérêt à se battre avec les Chinois. On n'a surtout pas intérêt, on a surtout intérêt à collaborer avec eux. On a essayé à trouver des solutions pour qu'effectivement, on continue à développer d'une manière pas trop chère et intelligente notre parc électrique en France. Les constructeurs l'ont compris. Les segments A et les segments B, on est en train d'y revenir. Regardez le salon. Renault est revenu. On va avoir des prix beaucoup plus atteignants et beaucoup plus intéressants. Donc je pense qu'il faut faire un peu confiance à ce qui est en train de se passer. Je pense qu'il y a un petit virage qui est en train de se faire. Il ne faut surtout pas, ce matin, je crois qu'on a parlé des voitures, des microcars. Je crois qu'on a parlé des petites voitures électriques. Et là, dans ce sens-là, je vous rejoins. Mais on a besoin de tout. On a besoin qu'un constructeur aussi fasse des résultats et des bénéfices pour pouvoir investir dans les plus petites voitures. Ça, c'est un tout. On ne pourra pas y arriver autrement. Donc moi, je prends bonne note de ce que vous nous avez dit. D'ailleurs, je pense qu'on aura l'occasion d'en échanger. Mais soyons prudents par rapport à ça. Privilégions quand même l'ensemble de ce problème économique qu'il faut respecter. En tout cas, merci moi pour cette participation. J'assure que Mobilians a compris que c'est notre enjeu à nous. C'est un enjeu global et vous l'avez dit pratiquement tous les trois. C'est un jeu de RSE. C'est la RSE. Une fois que nos entreprises auront compris que la RSE, c'est quelque part qui leur donne un avantage vis-à-vis de leurs clients parce qu'ils apportent quelque chose de supplémentaire, le social, l'environnemental, l'économie, c'est quelque chose qui nous fera reconnaître. Et moi, je dis avec Eric, il le sait, on engage clairement toutes nos entreprises, quelles qu'elles soient de l'aval ou de l'amont, à travailler sur ce plan-là parce que pour nous, c'est un plan d'avenir qui doit nous aider. En tout cas, merci de votre participation et à très bientôt, messieurs. Merci.
Non, oui, c'est bon. Bien, merci beaucoup. Au nom du Mondial de l'automobile, de l'auto, je suis ravie de vous accueillir pour ce dernier temps fort, une très belle conférence sur la stratégie des compétences et des programmes d'attractivité de la filière automobile organisée par la PFA. J'accueille sur scène pour animer cette conférence Catherine Leroy, qui est la directrice des rédactions, le journal de l'automobile. Merci Catherine. Merci. Merci beaucoup, je suis ravie. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un sujet majeur, encore un, concernant la filière automobile, celui de l'attractivité des métiers de l'industrie, qui nous concernent tous bien évidemment, et de leur promotion également, puisqu'il s'agit d'attirer et de faire venir en fait des jeunes dans ces métiers de l'industrie automobile, qui est un secteur qui a démarré sa révolution électrique depuis déjà quelques temps. Mais j'appelle tout de suite Luc Châtel, président de la plateforme de la filière de l'automobile et des mobilités, qui va vous présenter justement ces enjeux sur l'emploi et les compétences dans l'industrie automobile. Luc Châtel. Bien, bonjour à toutes et à tous, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Je voudrais saluer l'ensemble des membres de la filière automobile, le président Francis Bartholomé, puisque nous travaillons de concert entre l'industrie et les services qu'il représente. Et encore une fois, merci d'avoir organisé cette conférence qui est très importante pour nous. Je ne vais pas être long, moi je voudrais juste vous partager quelques réflexions. Nous avons effectivement engagé, non pas une révolution, mais 3 révolutions en même temps. La première révolution, c'est celle de la propulsion, puisque nous voulons être exemplaires et être apporteurs de solutions sur le changement climatique, qui est le principal défi qui est aujourd'hui celui de l'humanité. Et donc l'industrie automobile apporte une solution en passant du thermique à l'électrique. Le deuxième défi, c'est celui du software, c'est-à-dire que nos voitures progressivement évoluent du hardware vers le software. Puis le troisième défi, c'est celui des services, c'est-à-dire que progressivement, nous allons passer d'un monde où les constructeurs vendaient des voitures à leurs clients vers des prestations de services de mobilité. Et chez les constructeurs, cette partie-là va représenter, dans les années qui viennent, 20, 25, 30% de leur activité. Donc ça fait 3 révolutions en même temps. Et ça veut dire que les profils, les compétences dont on a besoin sont en train d'être complètement chamboulés. Complètement chamboulés. Et donc nous avons à gérer une mutation historique au moment où on a besoin d'énormément de compétences. Voilà. Donc on va avoir besoin d'abord d'accompagner les entreprises et les salariés dont les métiers vont disparaître, parce que dans un moteur électrique, il y a 30% de composants en moins que dans un moteur thermique. Il y a des pièces qui disparaissent, il y a des métiers auxquels on ne fait plus appel. On était tout à l'heure avec Marc Ferracci, avec le président par exemple de la fédération Forge-Fonderie, tous les sujets de la mécanique. Ben là, vous avez des métiers entiers qui vont disparaître, donc des entreprises qui doivent se reconvertir et des salariés qu'il faut accompagner. Et donc ça, c'est un des premiers sujets absolument majeurs qui est le nôtre, celui de la filière. Et nous travaillons, Madame la Ministre, avec vos services, avec vos équipes, avec les régions, évidemment toutes les entreprises, pour accompagner nos entreprises et les salariés face à cette mutation. Et nous faisons d'autant plus qu'on traverse des moments difficiles, que vous avez vu un certain nombre d'annonces de suppression de postes dans notre filière, qui a déjà perdu 50 000 emplois, qui pourrait en perdre davantage. Donc ce premier volet est essentiel. On a ensuite un deuxième sujet, c'est d'accompagner dans la transition, c'est-à-dire des salariés qu'on leur propose d'évoluer vers les nouveaux métiers de l'automobile. Je prends un exemple, lorsqu'on décide d'ouvrir une usine de batterie dans les Hauts-de-France, la batterie pour l'automobile, ça n'a rien à voir, c'est un nouveau métier, c'est de la chimie. Donc ça veut dire qu'il nous faut les compétences. Au moment où on a des emplois dans l'automobile, dans l'assemblage de véhicules qui vont disparaître, ben on propose une transition, un parcours de formation aux salariés pour les aider à devenir opérateurs dans des gigafactories. C'est ce que nous avons créé dans les Hauts-de-France, avec le Conseil régional des Hauts-de-France, avec l'État, avec Electromob, qui est l'exemple de l'école de formation de la batterie, l'école de la batterie, pour s'assurer cette transition. Et puis enfin, on a un troisième sujet, qui est celui de l'attractivité de notre filière. C'est le thème de votre conférence.
l'attractivité de notre filière. D'abord, la bonne nouvelle, je vais vous dire, c'est que les Français aiment l'automobile. Vous avez vu l'affluence sur le salon? Vous avez vu la diversité? Vous avez vu les jeunes? Vous avez vu les femmes? Vous avez vu les hommes? Vous avez vu toutes les différences sociologiques? Les Français aiment l'automobile. Et d'ailleurs, on vient de le voir dans une enquête que nous avons menée à la PFA, puisque 80% des Français réaffirment leur amour de l'automobile. 75% ne peuvent pas s'en passer. Les 2/3 des jeunes, 2 jeunes sur 3, sont intéressés par la filière automobile. Ça va parfois à rebours de l'image qu'on peut avoir dans certains cénacles, qui est totalement brouillée. Donc nous sommes là pour réaffirmer finalement cet amour de l'automobile et d'expliquer qu'il y a des parcours, des carrières absolument magnifiques dans l'automobile. Et moi j'ai envie de dire aux jeunes, et je terminerai par là, quel est finalement le plus grand défi de votre génération? C'est le changement climatique. Et c'est une mission qui est la nôtre aujourd'hui, de trouver des solutions face à cela. Eh bien ça tombe bien, c'est chez nous que ça se passe. C'est dans l'automobile. Venez dans l'automobile parce que vous contribuerez à trouver les solutions pour décarboner l'industrie et donc pour trouver les solutions au plus grand défi de l'humanité qui est le réchauffement climatique. Voilà, quoi de plus de sens que cette mission et donc d'aller travailler dans l'automobile. Voilà, je ne veux pas être plus long, mais je veux vraiment vous remercier parce qu'on a vraiment besoin de toutes vos mobilisations pour rendre notre filière encore plus attractive et pour relever ces nombreux défis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luc Châtel. Merci infiniment. Alors, nous venons de le voir, en fait, l'attractivité, le sujet majeur, en fait, puisque la transformation des compétences est déjà en route, que ce soit dans l'industrie. Il faut attirer aujourd'hui des jeunes et toute la difficulté, justement, est d'attirer des jeunes talents. Une étude réalisée par la PFA, notamment en 2022, montrait que 75% des Français avaient une bonne image de l'industrie automobile, mais 41% d'entre eux évoquaient au moins un élément négatif dans le secteur, comme la répétition des tâches, leur pénibilité, en fait, des sujets qui sont ancrés, en fait, j'allais dire, dans les esprits, en fait, des jeunes en formation. Pour les jeunes, justement, les résultats tombent avec seulement 66% des jeunes de 15 à 17 ans qui ont une bonne image de l'industrie, mais avec des parents qui sont encore réticents parfois à diriger leurs enfants dans la filière. L'industrie automobile souffre donc d'une méconnaissance de ses métiers, de ses développements, et il faut donc redorer son blason pour la faire connaître. Il s'agit donc de créer, et c'est notre sujet du jour, une véritable marque employeur, et nous allons tout de suite la découvrir avec Éric Bonnet, qui est directeur général adjoint de l'agence Inside. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Bonnet, enchanté. Effectivement, alors on va découvrir dans quelques temps effectivement cette nouvelle marque employeur de l'industrie automobile. Merci d'être avec nous. Vous êtes à l'origine de cette marque employeur. Et ce qui est intéressant justement, c'est que plutôt que de parler de marque employeur, vous préférez parler justement de marketing RH. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que vous entendez par ce sujet? Alors, la notion de marketing RH vient du fait qu'il faut autant d'énergie maintenant pour aller chercher des candidats que d'aller chercher des clients. Donc, et évidemment, c'est le même mindset. C'est-à-dire que globalement, quand on fait du business, on sait très bien que c'est plus facile de fidéliser que d'aller chercher des nouveaux. Et donc, des fois, dans la marque employeur, on a toujours un réflexe d'aller chercher des nouveaux candidats. J'ai envie de dire, le premier objectif d'une marque employeur, c'est déjà de les garder. Donc, de conserver et de nourrir cette fierté d'appartenance pour gagner en fait des points d'attractivité et évidemment pour avancer. Chercher des nouveaux candidats, ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment attirer, rendre désirables les choses, communiquer, et puis de se dire lutter contre les stéréotypes qu'on peut avoir, comme venait juste de dire le président Luc Châtel, parce qu'on a beaucoup de stéréotypes, et je ne vous inquiétez pas, tout le monde a des stéréotypes de pensée. Tous les secteurs d'activité sont concernés par la marque employeur. On travaille sur le nucléaire, vous ne connaissez peut-être pas, mais Insign accompagne depuis 10 ans l'armée de terre, donc avec s'engager.fr, vous voyez qu'il faut 8 ans, 10 ans, pour changer l'image de marque et aussi travailler sur un secteur d'activité, il faut du temps. Et donc il faut travailler sur cette marque employeur, travailler sur la visibilité de la marque, trouver des aspérités qui sont fortes, gagner en clarté, et puis travailler aussi sur la désirabilité en ayant le marketing de la preuve. La communication d'aujourd'hui, c'est plus la communication d'il y a 10 ans où il suffisait de raconter des belles histoires et puis on y arrivait. Bien non, aujourd'hui il faut du marketing de la preuve, il faut avoir une vision stratégique et donc une vision stratégique qui s'appuie sur
évidemment une promesse qui est permettre à tous et à chacun de changer les choses de l'intérieur, parce que c'est ça que promet la filière automobile, c'est globalement venez, et vous qui voulez changer le monde, et vous qui cherchez du sens, vous allez pouvoir changer de l'intérieur des choses qui sont encore plus fortes que ce que vous connaissez aujourd'hui. Donc il y a plein de métiers, évidemment, il y a plein de formations, évidemment, mais il y a quelque chose qui est fondamental et qui est un premier réflexe qu'il faut avoir. Dans tous les secteurs d'activité, vous avez un réflexe dans la marque employeur, c'est de faire un focus sur les métiers, c'est-à-dire ce qu'on appelle en marketing de la conversion. Il faut travailler en premier sur la notoriété. Ça veut dire quoi? C'est que ne croyez pas que les jeunes sachent exactement ce que c'est que le secteur de l'automobile. Quand on sait que, globalement, 78% des Français ont besoin d'une voiture pour aller chez le médecin, que 68% des Français ont besoin d'une voiture pour aller travailler, ça, on est loin de la liberté, des émotions, etc. On est dans le réalisme et on est dans la preuve. Et donc le marketing de la preuve, il est fondamental pour créer une marque employeur vraiment forte et travailler sur ce marketing RH. Et vous en avez plein de preuves. Quand on a fait des interviews sur cette filière automobile, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses à raconter. Quand je vois pour une société inclusive, le mot inclusion est un mot, c'est un mot concept, sauf que marque par marque, entreprise par entreprise, vous avez des preuves, et je pense à des interviews où j'entendais des accompagnements, par exemple, dans la transformation, dans l'inclusion des communautés, etc. Donc il y a plein de choses à raconter. Et donc votre mission, en tout cas en tant que marque employeur, c'est d'offrir des opportunités pour révéler chaque potentiel, ainsi que des vraies possibilités de carrière, parce qu'il y a des vraies possibilités de carrière. Effectivement, ce problème de notoriété, le marketing de la preuve, être mémorisable, une expérience RH également. Oui, parce qu'une expérience RH, c'est-à-dire que c'est pas, la communication, elle ne fera pas tout. Il ne suffit pas d'avoir une campagne. C'est-à-dire que le marketing RH passe aussi par comment vous allez accueillir les candidats. De ma génération, quand on ne recevait pas de réponse à un CV, on se disait « bon, j'ai pas reçu de réponse ». Aujourd'hui, c'est fatal. Aujourd'hui, le poids des réseaux sociaux font que vous ne répondez pas à un candidat, vous perdez des points en termes d'affectivité, de désirabilité sur les réseaux sociaux. Donc le marketing RH, c'est comment vous répondez à un CV, comment vous accueillez un candidat, dans quelles sont les questions que vous lui posez, vous l'acceptez, ok, c'est quoi son parcours RH et après c'est quoi sa vie dans l'entreprise avec ses programmes de formation, etc. Mais aussi, vous ne l'acceptez pas ou vous ne le prenez pas dans l'entreprise, comment vous lui dites qu'il n'est pas pris, et toute cette expérience de marketing RH, elle doit être présente. Alors, je pense qu'il est temps aujourd'hui de découvrir effectivement cette marque employeur. Avec l'industrie automobile, on a un avenir à fabriquer. Alors, on a capitalisé en effet sur Avec l'industrie, la campagne Avec l'industrie. C'est évidemment une capitalisation, on va dire, sur des budgets d'achat d'espace qui sont extrêmement forts et où aussi vous rassemblez toute l'industrie, j'ai envie de dire, autour de ces valeurs communes. On va passer tout de suite le petit teaser qui va bien. Donc on voit qu'on a une charte graphique qui est avec le héros, avec l'industrie. Comme tout outil de communication, il faut se différencier. Globalement, il faut trouver des codes graphiques qu'on va répéter et qui vont un peu vous déranger. Pas vous, parce que vous n'êtes pas la cible. Il faut s'adresser directement aux 18 ans et aux 18-35, on va dire. Et donc, il faut trouver des codes, des mots, parce que le poids des mots sur les réseaux sociaux sont extrêmement importants. Et donc, révolutionner le candidat, le quotidien, transformer l'automobile. Et puis, vous allez voir après une série web qui va s'implanter. Très bien. Alors, on va découvrir très rapidement, en fait, ce que vous appelez, vous, le marketing de la preuve, avec Caroline Cohen, qui est directrice compétences, emploi et formation à la PFA et qui vient nous présenter justement rapidement cette série et le portail métier sur la chaîne YouTube. Merci, Caroline. Merci, bonjour à tous. La vidéo. Je m'appelle Morgane et je vous emmène avec moi à la découverte de l'industrie automobile française. Tu fais rien. T'es sûr? Oui. Mais là c'est nickel. Il y a des risques de projection. On a pu faire pénétrer nos caméras dans des lieux très secrets.
À chaque épisode, on parle d'un sujet particulier et on va chez différentes entreprises pour voir comment elles l'abordent. Du coup, c'est ici que tu travailles? Oui, voilà, exactement. Donc, du coup, moi, je travaille ici dans l'atelier formation. C'est comme des Lego, on démonte, on remonte. On réutilise soit des particules recyclées, mais ça peut aussi être des particules type bio-ingrédients. Ah mais d'accord, il se prend un coup dans la tête. C'est ça. On fait des rencontres, on fait des tests, on nous explique comment ça marche et on découvre des métiers passionnants, variés et parfois surprenants. Je suis responsable produit en micro-mobilité. Je suis chef de projet technique. Je suis opératrice au montage. Je vous retrouve sur cette chaîne une fois par semaine. N'hésitez pas à vous abonner. Mais ça va freiner tout ça? Oui, oui. Oui. Ah oui, d'accord. Voilà, la série web TV. Merci beaucoup Catherine. Donc nous avons présenté le teaser de notre série web qui a été conçue avec l'ensemble des entreprises automobiles, mais également avec l'ensemble de l'écosystème, c'est-à-dire les pôles de compétitivité, nos campus des métiers et des qualifications pour faire le lien entre l'école et l'entreprise, et également avec l'appui d'autres partenaires comme l'OPCO2I. Et donc cette série est composée de 11 épisodes qui abordent l'ensemble des nouvelles activités de la chaîne de valeur du secteur automobile, donc de la transition vers l'électrique. Et ces 11 épisodes seront diffusés à partir d'aujourd'hui, chaque jeudi, jusqu'à fin décembre, sur les réseaux sociaux, pour justement aller chercher les jeunes là où ils sont, c'est les slides précédentes, là où ils sont, pour adopter les codes des jeunes, et pour aller les chercher là où ils sont, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, etc. Nous avons également prévu, pour adopter l'ensemble de la marque employeur sur l'ensemble de nos supports, un portail emploi, métiers et formation qui est dédié au secteur automobile, qui est un véritable job board et qui permet de découvrir les métiers de l'automobile et les formations pour y accéder. Nous pouvons retrouver également directement sur cette plateforme la chaîne YouTube et les différents épisodes qui seront diffusés sur les réseaux sociaux. Les perspectives 2025 et 2026 donc seront des actions, au-delà d'actions de communication, mais des actions qui seront territoriales pour aller chercher les publics directement dans les territoires, avec un tour de France automobile, avec des véhicules électriques qui circuleront partout en France pour aller, déjà pour démystifier ce qu'est le véhicule électrique, mais aussi pour aller à la rencontre des jeunes et des moins jeunes. Donc 30 étapes organisées avec nos campus des métiers et des qualifications, composées de 2 journées, une première journée dédiée aux jeunes, pour leur faire découvrir les innovations pédagogiques, mais aussi les innovations en termes d'activité, et une deuxième journée dédiée aux demandeurs d'emploi et aux personnes en reconversion. Merci Catherine. Merci beaucoup Caroline. Alors on arrive à la partie témoignage, j'allais dire, qui est essentielle, parce qu'on n'a pas fait appel évidemment à des acteurs pour cette web série. On a surtout demandé à une youtubeuse et une instagrammeuse en fait assez célèbre qui s'appelle Morgane Quétier. Morgane, merci de me rejoindre. Mais également Rémi Lotier, qui est directeur de la société de production Inoxifilm, qui a été la société retenue justement pour la série Web Inside. Alors ce qui est très intéressant, Morgane Quétier, parce que vous êtes spécialisée dans le covering automobile. Donc moi j'ai découvert, je suis allée voir votre profil évidemment sur Instagram, vous avez un follower de plus, et en tout ça fait plus de 160 000 personnes en fait qui vous suivent et qui regardent effectivement votre métier. Juste 2 mots sur ce métier du covering automobile. C'est un petit peu finalement comme le domaine de l'industrie, c'est méconnu du grand public alors qu'il y a de belles opportunités. Donc concrètement, je personnalise les véhicules à l'aide de films adhésifs pour aussi faire passer des messages à travers la carrosserie. Donc on peut très bien habiller les véhicules et promouvoir son entreprise ou même se faire plaisir en personnalisant de fond en comble l'aspect du véhicule. Alors vous avez fait une très belle BM X2, je crois, pour le groupe Buy My Car, qui était magnifique, donc bravo pour ce que vous avez fait en tout cas. Rémi, vous avez tourné cette série Web TV. En fait, comment vous avez imaginé et comment vous avez envisagé justement d'attirer les jeunes et de rendre ces métiers de l'industrie plus attractifs? La manière dont on a travaillé, ce qui était un peu amusant, c'est que tout a commencé ici au Mondial de l'Auto en 2022. Ma société, on fait des films d'action pour Netflix. On a produit les 2 premiers balles perdues et on exposait quelques jours avant la sortie du film les 2 véhicules balles perdues. C'était une Renault 21 2 litres turbo
et une Mégane RS, puisque Renault avait été un vrai partenaire pour nous aider à faire le film. Et du coup, on s'est rencontrés avec la PFA et l'idée, c'était de réfléchir ensemble à comment rendre divertissant, amusant, ludique en tout cas, les nouveaux métiers de l'automobile. Moi, j'y étais personnellement très sensible puisque il y a 20 ans, j'ai passé un bac STI génie mécanique et j'avais commencé une filière d'automatisation industrielle et avant de devenir producteur de films au final. Et c'est vrai que les métiers sont extrêmement méconnus dans ce qu'on appelait une voie de garage il y a 20 ans, dans les métiers de l'automobile. Et aujourd'hui, l'évolution des véhicules, leur utilisation, la manière dont on les fabrique, c'était très facile finalement de rendre cette série attractive parce que dedans, il n'y a aucun acteur. Morgane n'a pas été choisie parce qu'elle est influenceuse, c'est quelqu'un qui s'est émancipé dans un des métiers de l'esthétisme automobile. Et quand elle est allée à la rencontre de tous les partenaires qui ont permis l'entrée en fait dans leurs usines, dans leurs endroits, on ne triche pas. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas d'acteurs. Les intervenants qui sont choisis et qui sont des opérateurs avec des responsabilités, des gens qui sont dans la réflexion, dans l'évolution, et ils sont de toute génération. Donc c'était assez fluide à créer en tout cas. On va tout de suite appeler justement ces salariés acteurs entre guillemets. Je demande tout de suite à Alexis Demboviac de Stellantis de venir avec nous. Bravo. Calypso de la SUS de Renault Electricity. Je crois qu'il va nous manquer une chaise. Allez-y, installez-vous. Sébastien Buffier de Renault Trucks. Et Melvina Quatch de Valeo. Installez-vous. Voilà, donc tout le monde est assis, très bien. Vous allez pouvoir vous présenter les uns après les autres. Alexis, je vais vous donner la parole en premier. Expliquez-nous ce que vous faites et comment vous avez joué justement votre propre rôle et comment vous avez essayé de démontrer votre travail et puis votre passion pour l'automobile. Donc moi c'est Alexis Demboviac, donc j'ai actuellement 19 ans, donc je suis étudiant en Bac+3 dans un bachelor universitaire de technologie dans le domaine de la qualité, la logistique industrielle et l'organisation. J'effectue cet apprentissage sur le site Stellantis de Ordin, situé dans la région des Hauts-de-France, plus exactement entre Cambrai et Valenciennes. Donc pour ma part, Stellantis c'est plus qu'une passion, c'est réellement une envie de travailler, de faire toujours plus, parce que faire un métier sa passion, c'est pas donné à tous. Pour ma part, ça l'est actuellement et j'en suis très fier. Et donc, je suis collectionneur de modèles réduits, de documents et de tout type d'objets en lien avec Peugeot et donc Stellantis de manière générale. Et donc, je me rends régulièrement sur des événements de véhicules anciens comme récents, en lien avec le groupe justement, donc très généraliste finalement. Et cette passion me provient de mon père qui a 30 ans d'expertise dans cette entreprise, qui m'a donc tout relié cette passion dont j'en suis très heureux aujourd'hui. Et donc mes missions en entreprise sont actuellement basées sur la qualité et l'organisation des processus, de la gestion des indicateurs de performance, mais également de l'animation de réunions. Et notre site, donc situé dans la région des Hauts-de-France, on est spécialisé dans la fabrication de véhicules utilitaires VU, mais également de véhicules particuliers VP, parce que notre atout aujourd'hui, c'est de faire une seule silhouette pour 6 marques et 3 énergies proposées, donc 4 marques pour la dernière que je vais citer, donc thermique, électrique et hydrogène. Et donc pour l'hydrogène, c'est pour Peugeot, Citroën, Opel et Fiat. Donc c'est des constructeurs quand même assez imposés sur le marché, des utilitaires de taille moyenne. Donc c'est un atout pour notre site. On est la première usine au monde à produire ces 3 énergies en série sur la même ligne de fabrication. Merci à vous pour votre attention. Bravo, bravo. Franchement, alors là, c'était impeccable, c'était parfait. Votre avenir, il est forcément chez Stellantis, du coup, là. Tout à fait, je l'espère fortement. Hein. Je pense que vous avez tout fait pour, là. Normalement, ça devrait marcher. Tout à fait. Calypso de la SUS, Renault Electricity. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer justement quelle est votre tâche et votre métier aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Calypso. Je travaille chez Renault Electricity en Père, du coup, à l'usine de Douai. Donc les Hauts-de-France sont fortement représentés aujourd'hui. Hein. C'est ça. Et moi, en fait, j'ai un parcours assez atypique parce que je détiens une licence d'art plastique. Oui. Et j'ai poursuivi dans un master enseignement qui, malheureusement, n'était pas fait pour moi. J'ai pas du tout aimé.
Donc par la suite, j'ai cherché à travailler et j'ai su que Renault recrutait. Donc j'ai grandi avec mon grand-père qui travaillait chez Renault. Donc j'ai toujours eu une très bonne image de l'entreprise et de la marque. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Après tout, mon grand-père a réussi, pourquoi pas moi. Et ça fait maintenant plus d'1 an que je suis embauchée. Et j'aime toujours autant ce que je fais et je ne regrette absolument pas. Et vous faites quoi exactement? Alors moi je suis opératrice au montage. Donc je fais de la chaîne. Donc c'est pas très très bien vu, mais il suffit d'être motivé, déterminé, et c'est satisfaisant quand on rentre chez soi de se dire j'ai fait plus de 300 véhicules aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes justement qui ont cette image des métiers à la chaîne qui sont trop répétitifs ou peut-être trop pénibles? Il ne faut pas avoir de préjugés parce que moi je suis formée sur 7 ou 8 postes. Donc c'est-à-dire que dans la journée je fais jamais la même chose plus de 2 heures. Et c'est toujours un plaisir. Très bien. Sébastien Buffier, Renault Trucks, bonjour. Expliquez-nous votre poste, justement. Bonjour à tout le monde. Du coup, je me présente, je suis Sébastien. Je représente les camions qui font partie également de l'industrie, mais pas forcément de l'automobile. Donc, de la marque Renault Trucks, basée sur la région Rhône-Alpes. Je fais partie des personnes, on va dire, qui ont été un petit peu en reconversion. C'est-à-dire que j'ai passé 15 ans à faire de la fiabilité moteur. Aujourd'hui, le moteur thermique, du coup, est en train de passer sur de l'électrique. J'ai dû participer, du coup, à un plan, on va dire, de restructuration dans l'entreprise Renault Trucks. Et c'est comme ça que, du coup, aujourd'hui, je me suis technicien d'essai sur les aides à la conduite. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui conduis le camion là sur la petite vidéo. Et qui fait Je crois que vous avez fait des frayeurs à Morgane. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Mais il n'y a pas de souci, on a confiance à notre système. D'autant plus que ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'on travaille toujours sur des prototypes, sur des nouvelles technologies. On est toujours en avance de phase. Et ce que disait le directeur de la PFA, on travaille aussi avec les personnes qui font le soft de ces radars, de ces capteurs. Donc tout ça fait du lien. Et je dirais juste une chose, je rajouterais juste une chose. Il ne faut pas que les personnes féminines qui aujourd'hui sont représentées hésitent à partir dans le monde. On est en parfaite parité là, tout à fait. Aujourd'hui. Hésitent à partir dans le monde de l'industrie. J'ai des collègues qui sont féminines et il n'y a pas de souci. Elles ont tout à fait leur place dans l'entreprise. C'est gentil pour elles. Cette transformation, cette révolution qu'évoquait Luc Châtel tout à l'heure, en fait, du thermique vers l'électrique, vous l'avez donc vécu pleinement. Comment aujourd'hui vous le ressentez et est-ce que vous pensez qu'effectivement cette révolution électrique peut vous aider et vous apprenez beaucoup plus de choses et c'est plus intéressant peut-être que ce que vous faisiez avant dans le thermique? Je dirais pas que c'est une révolution. Après, ce que je faisais par le passé, j'aimais vraiment ça. Aujourd'hui, du coup, je fais, je dirais, totalement autre chose. J'aime aussi ce que je fais. Ce qui me plaît, c'est que je peux partager mon temps de travail entre le terrain et le bureau. Je suis à peu près 50% sur le terrain, 50% sur le bureau, ce qui permet de faire les essais en réel sur le terrain et derrière d'analyser, qui apporte quand même une plus-value à mon travail, de faire un rapport et puis après de partager avec les différentes équipes avec qui je travaille. Merci beaucoup Sébastien. Voici Melvina Quatch, vous travaillez chez Valeo. Est-ce que vous pouvez nous décrire justement votre métier et ce que vous faites? Bonjour à tous, donc je suis Melvina, je travaille chez Valeo dans la division Light. Donc on équipe sur véhicules. Absolument, on équipe sur véhicules tout ce qui concerne donc l'éclairage extérieur et intérieur de la voiture et aussi tout ce qui est essuyage, système d'essuyage, comme par exemple les balais d'essuie-glace ou le nettoyage de capteurs. Je fais plus précisément partie du service prototype, donc dans le pôle électronique, où je gère tout ce qui est software, comme la programmation de cartes électroniques ou le développement d'applications mobiles.
Merci. Morgane, quand vous avez tourné cette web-série, vous avez donc découvert aussi des métiers de l'industrie. Qu'est-ce que vous en retirez justement de toute cette rencontre avec ces jeunes qui travaillent dans l'industrie automobile ? Ce qui m'intéressait lors des interviews, des différents échanges, c'était vraiment de comprendre ce qui les animait au quotidien. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il n'y a que du concret. On n'est pas, même si parfois certains sont derrière un bureau, au final, le lendemain, on va retrouver les optiques, les phares sur la route. Et on voit qu'ils se sont un peu chargés d'une mission et on en a besoin tous les jours de nos véhicules, on s'en sert constamment. Et c'est ce que j'ai trouvé au final très passionnant, c'est de voir qu'ils se sentaient utiles et on a besoin d'eux. Donc si je dois retenir une chose de tous ces échanges, c'est bien ça. Peut-être un dernier mot sur le plaisir de travailler dans l'automobile, l'intérêt et la passion qui vous animent ? Moi, pour Alexis, ma part, c'est toujours une fierté de travailler dans l'automobile et de croiser nos véhicules sur nos routes. Parce qu'on dit, voilà, on a quand même contribué au projet, donc c'est pas rien. Et puis moi, je reste toujours sur le principe des 3 énergies, thermique, électrique et hydrogène. On est en pleine transition énergétique. Et donc aujourd'hui, c'est intéressant de développer de nouvelles technologies de plus en plus. Très bien, merci. Vous êtes un super porte-parole, hein, franchement. Merci beaucoup. On va donc pouvoir vous découvrir sur les différents réseaux sociaux dès demain, avec des épisodes différents à chaque fois. Merci à tous de cette participation, en tout cas. Bravo pour tout ce que vous montrez et la manière dont vous donnez envie aux jeunes de travailler dans l'automobile. Merci beaucoup. Alors voici, effectivement, vous allez pouvoir découvrir dès demain ce qui va se passer sur les réseaux sociaux et ainsi que l'animation sur les différents métiers. Cette nouvelle marque employeur, j'espère, contribuera activement à l'attractivité de la filière automobile. Et je suis ravie, en tout cas, d'accueillir nos 2 ministres aujourd'hui. Monsieur le ministre Marc Ferracci, vous êtes ministre en charge de l'industrie. Nous sommes rencontrés il y a quelques temps déjà à Sochaux, donc vous étiez déjà dans le cœur de l'automobile au sein de l'usine Stellantis. Merci de me rejoindre sur scène. Bonjour à toutes et à tous. Madame la ministre, chère Astrid, Monsieur le Président, cher Luc, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement heureux non pas encore de clore cette journée, parce que quelques rendez-vous m'attendent encore sur ce salon sur lequel je suis depuis 10 heures. Cette journée, ça a été une journée de rencontres. Ces rencontres, elles vont continuer. J'ai rencontré des salariés de la filière, j'ai rencontré des employeurs de la filière, j'ai rencontré des innovateurs de la filière. On a parlé de plein de choses. On a parlé de la situation du marché de l'automobile, vous savez qu'elle est difficile. On a parlé décarbonation des mobilités, et les perspectives qui sont aujourd'hui tracées sont extrêmement enthousiasmantes. On a parlé relations entre les donneurs d'ordre et les fournisseurs. On a parlé de choses assez techniques. On a parlé d'innovation aussi beaucoup. On a parlé d'énormément de sujets. Mais j'ai bien conscience que le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est un sujet un petit peu différent, qui les englobe au fond à peu près tous. Ce sujet, c'est de faire aimer l'industrie automobile. C'est d'aimer et de faire aimer. Et ce qui me revient dans les rencontres que j'ai faites, c'est que l'industrie automobile a des atouts extraordinaires pour attirer et pour retenir les talents. Je pense qu'il y a 2 enjeux, et ça a été extrêmement bien décrit avec des mots probablement beaucoup plus passionnés et précis que les miens. Il y a l'enjeu de l'attractivité et il y a l'enjeu de la montée en compétences et des actions de formation initiale, continue. Sur le sujet de l'attractivité, je voudrais rappeler que l'industrie automobile est une industrie qui a des besoins énormes. Ça peut paraître un petit peu surprenant parce que on entend souvent parler dans les médias des difficultés, des plans sociaux, des sites qui sont en passe de fermer, et il y en a. Mais c'est là le paradoxe. Il y a aussi énormément d'emplois qui sont ou qui vont être à pourvoir dans les prochaines années. Une étude qui a été faite, je crois, par la PFA mentionne le chiffre de 75 000 emplois dans des délais brefs à pourvoir dans la filière. Et donc cette question d'attractivité, c'est une question absolument essentielle pour l'industrie automobile. Et je parle évidemment de la filière dans sa globalité. Donc cet enjeu,
doit nous insister collectivement à parler d'attractivité à destination de nouveaux publics, les jeunes des quartiers populaires, qui ne sont pas forcément de manière mécanique, spontanée, enclins à venir vers l'industrie, et vers l'industrie automobile en particulier. On se doit de parler de féminisation. J'étais tout à l'heure à l'invitation de l'association Elle Bouge, face à un public de jeunes filles qui sont ici précisément pour découvrir les métiers de l'automobile et pour comprendre ce que sont les opportunités. Elles ont participé à un concours, j'ai dû m'éclipser un peu tôt malheureusement, avant de connaître les lauréates, mais un concours justement qui visait à créer un visuel et un slogan pour faire aimer l'industrie automobile. Cet enjeu de féminisation, il est absolument majeur. Aujourd'hui, les femmes représentent 22% dans la filière des emplois. Et il est évident qu'au-delà de l'enjeu quantitatif, je pense qu'il faut se convaincre que la mixité, une démarche inclusive, eh bien, c'est aussi un facteur d'efficacité. Je pense que les sensibilités de chacun et de chacune, une fois qu'on les mêle dans un collectif de travail, que ce soit une usine, que ce soit un laboratoire de R&D, que ce soit des fonctions transverses, eh bien, ça donne de meilleurs résultats. Et il faut aussi en convaincre chacun et surmonter les stéréotypes qui ont été très bien décrits dans la table ronde précédente. Pour cet enjeu d'attractivité, rappelez qu'il y a des atouts absolument incontournables de l'industrie automobile. Des conditions de travail qui n'ont absolument plus rien à voir, si tant est qu'elles aient eu à voir, avec les temps modernes de Charlie Chaplin, avec les romans de Zola. Quand on va sur le terrain, j'y suis allé depuis 3 semaines que je suis ministre, pas mal, eh bien on voit des lieux de travail qui sont des lieux où on peut s'épanouir, où les employeurs ont une véritable réflexion sur l'ergonomie des postes pour essayer de prévenir les difficultés, les troubles, les maladies professionnelles ou les problèmes physiques. Donc les conditions de travail sont absolument pas ce que l'imagerie d'Épinal dit de la filière automobile. Les conditions de salaire, il faut le rappeler aussi, l'industrie, ça paye bien, ça paye mieux que les services en règle générale. Je ne dis pas que c'est le déterminant de chacun, mais c'est un élément important quand même. Dire aussi que dans cette filière, il y a une diversité de métiers qui permet d'évoluer. Et ça, c'est, je pense, aussi un argument important pour celles et ceux qui ne se projettent pas forcément dans le même métier toute leur vie. Dire enfin, et c'est peut-être l'élément le plus important, et c'est ce que j'ai retenu au fond de ce salon, depuis ce matin, que les métiers de la filière automobile, ce sont des métiers qui donnent du sens, ce sont des métiers de passion. Quand on va sur les stands, qu'il s'agisse des stands des constructeurs, des stands des équipementiers, des stands des spécialistes de la batterie, des stands, eh bien les gens vous parlent de leur métier, vous parlent de leur projet avec des étoiles dans les yeux. Et ça, c'est aussi un message qu'il faut faire passer. C'est qu'il y a de la passion dans cette filière. C'est aussi pour ça qu'il faut y orienter les jeunes. À côté de l'attractivité, le sujet de la montée en compétences est évidemment un sujet absolument central. Je pense ici qu'il y a 3 idées assez simples. L'idée qu'on a besoin d'être agile, c'est-à-dire de faire évoluer notre offre de formation de manière rapide en fonction des nouveaux besoins et en particulier des besoins de la transition écologique. J'étais tout à l'heure en train de discuter avec les représentants des campus des métiers qui m'expliquaient que dans des délais très brefs, ils étaient capables de monter de nouveaux modules pour s'adapter à des évolutions de certaines filières. Être capable de faire preuve de modularité ainsi, je pense que c'est un des enjeux extrêmement importants de toute l'industrie. Ce n'est pas spécifique à l'automobile, mais particulièrement de l'automobile, étant donné le poids des transitions. Deuxième principe, c'est au fond d'être au plus près des territoires. La question de la montée en compétences, elle doit évidemment tenir compte des écosystèmes locaux, et surtout quand ces écosystèmes sont construits avec des relations entre des donneurs d'ordre et des sous-traitants. Et là, je pense que la filière, qui est une filière, j'en connais un certain nombre, extrêmement bien structurée, extrêmement professionnelle, a évidemment un rôle à jouer. Et dans le cadre des contrats de filière, dans le cadre de tous les outils qui permettent le dialogue territorial, avec les élus locaux aussi, eh bien, arriver à construire l'offre de formation au plus près des territoires, en y associant notamment la question des lycées professionnels. Il y a une réforme, et je laisserai Astrid en parler bien mieux que moi, une réforme des lycées professionnels qui est en cours et dans lequel nous fondons beaucoup d'espoir pour connecter ces lycées
aux besoins du marché du travail local et en particulier aux besoins de la filière automobile. Enfin, le dernier sujet dont je souhaitais vous parler, c'est au fond l'idée de collectif. Rendre une filière attractive, construire une offre de formation, ça signifie au fond travailler ensemble. Travailler ensemble avec les élus locaux, je l'ai dit, travailler ensemble avec les campus des métiers, travailler ensemble avec l'État. Et je terminerai ici, parce que en tant que représentant du gouvernement, j'ai aussi besoin de dire ce que fait l'État. Je pense que ce sujet des compétences dans l'industrie au sens large, il a été pris à bras-le-corps ces dernières années, peut-être pas de manière suffisante, on peut toujours faire mieux, mais l'appel à manifestation d'intérêt sur les compétences des métiers qui a été lancé, par exemple, dans le cadre du plan France 2030, se fixe des objectifs très ambitieux et qui seront atteints. C'est former 400 000 personnes par an au métier de l'industrie, 1 million de diplômés à horizon 2030. Et il y a déjà des projets que vous pourrez croiser dans le cadre de ce salon qui sont sortis de terre, ou en tout cas qui ont été financés par ce programme. Je pense en particulier à l'école de batterie en région Aura, avec Vercors et ses partenaires. Je pense également au campus des métiers et des qualifications sur l'industrie circulaire, que j'ai pu rencontrer également. Bref, les choses avancent. Et c'est de ça dont je veux vous convaincre, et c'est là-dessus que je conclurai. Il y a des atouts formidables. Il ne faut pas... on en a parfois l'habitude en France. Il ne faut pas être pessimiste, il ne faut pas noircir le tableau, il faut être lucide sur les difficultés du secteur et de la filière. Et il faut aussi se dire que le cap que nous avons tracé vers la transition vers l'électrique, c'est un cap qui sera maintenu. Et c'est un cap vers lequel on peut emmener énormément de gens. Et je pense qu'on va y arriver. Je vous remercie. Merci beaucoup. Juste peut-être une petite question. Je ne peux pas m'empêcher de reprendre ma casquette de journaliste, je suis désolée. Mais en ce moment, on se discute évidemment beaucoup de choses au Parlement, que ce soit les futurs malus automobiles, mais également les soutiens à la demande qui sont essentiels effectivement pour l'électrification du secteur. Vers quoi on pourrait se diriger en fait? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, même si ce n'est pas tout à fait dans votre périmètre, j'allais dire? Ah si, c'est un peu dans mon périmètre, pour le oui, coup. Mais les finances, un peu moins. C'est pas, certes, mais vous savez, quand on est ministre, si on ne se préoccupe pas des finances, on est souvent dans la difficulté. Non, très rapidement, le sujet du soutien à la demande, il est évidemment central. On a une situation budgétaire que chacun connaît, qui ne nous permet pas de conserver les dispositifs qui existent avec un périmètre constant. Mais d'abord, on va se battre pour faire en sorte que les atténuations de dépenses ou de soutien, ou alors les amplifications du malus soient les moins impactantes possibles pour la filière. Et nous l'avons dit avec Antoine Armand, ministre de l'économie, nous allons nous impliquer avec les parlementaires sur le débat qui est à venir pour essayer d'atténuer, entre guillemets, les impacts financiers pour la filière. Et puis, quand on n'a pas de pétrole, c'est-à-dire quand on a un peu moins d'argent, il faut des idées. Et pour soutenir la demande, il y a des idées qui peuvent être mobilisées. Le verdissement des flottes professionnelles, c'est un enjeu essentiel. Il y a aujourd'hui 10% des véhicules professionnels qui sont à l'électrique, alors que c'est 18% pour le marché français. Donc il y a du progrès à avoir. Le sujet de la commande publique, comment on oriente vers les véhicules français, et en particulier vers les véhicules électriques produits en France. Donc il y a des leviers pour soutenir la demande. On va les actionner. On est en train d'y réfléchir avec tous les acteurs de la filière. Et on espère faire des annonces dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Merci. On les attend. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je suis ravie d'accueillir également Madame la Ministre du Travail et de l'Emploi, Astrid Panosyan-Bouvet. Merci beaucoup de me rejoindre. Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir. J'avais prévu en fait un discours sur ce que fait l'État. Et puis en écoutant Melvina, Alexis, je me suis dit que j'allais peut-être revenir à la question essentielle qui est l'attractivité. Qu'est-ce qui fait que finalement on rejoint une filière? Qu'est-ce qui fait qu'on se choisit un métier? Et pourquoi celui-ci en particulier? Je pense qu'on a envie d'abord de rejoindre un métier quand on a le choix de pouvoir le faire parce que c'est un métier qui a du sens. Et le président Luc Châtel l'a rappelé, l'automobile, pour une très très large majorité de nos concitoyens, a un rôle absolument essentiel dans le quotidien. Et moi je le vois même en tant que ministre du Travail et de l'Emploi, on a besoin
une large majorité de nos concitoyens, parce que les transports publics ne pourront pas tout résoudre, ils en ont besoin pour aller au travail. Et on voit aujourd'hui que les transports sont un obstacle majeur également à l'emploi. Et donc, oui, l'automobile a un sens pour répondre à ce droit élémentaire qui est le droit de pouvoir bouger et d'aller d'un point à l'autre. Et pourquoi aussi on a envie peut-être à votre âge d'aller dans ce métier, ces formidables ruptures que mentionnait Luc. C'est rare d'avoir ces 3 ruptures en même temps dans une industrie. Alors, c'est un incroyable défi. Mais la rupture technologique, la rupture numérique, avec tout ce software embarqué. Je discutais avec la directrice des ressources humaines de Stellantis qui me disait qu'elle avait maintenant créé une division software, quelque chose d'absolument inimaginable de l'automobile. Et puis cette révolution des usages, où longtemps on a pensé une voiture dont on était propriétaire. Et non, maintenant les choses changent, on utilise la voiture et ça change également considérablement aussi dans le système de financement, dans le marketing. Enfin, c'est vraiment aujourd'hui, à la fois, il y a peu d'industries qui à la fois répondent à des besoins élémentaires de nos concitoyens et qui présentent autant de challenges à la fois. Et donc l'industrie automobile en France aujourd'hui, quand on regarde la filière dans son ensemble. Et moi, je suis très sensible, on en a discuté un peu avant avec Luc Châtel, d'embarquer la filière et pas simplement Renault, Stellantis et les principaux équipementiers tels que Valeo. Donc on parle de 4000 entreprises, on parle de 350 000 emplois, avec ce contraste, effectivement, d'avoir une industrie qui à la fois a détruit des emplois récemment et encore connaît des plans de restructuration, et puis présente des intentions de recrutement qui, je pense, en termes de nombre, sont très, très significatives. Mon collègue Marc Ferracci l'a dit. Et donc, on a ce besoin aujourd'hui, à la fois de redonner du sens à ce métier de l'automobile et de lâcher un peu les clichés. Et il suffit de venir ici pour voir à la fois les publics passionnés, jeunes, féminisés. On a besoin également de continuer cette formidable révolution culturelle de l'apprentissage. Alexis, vous êtes un des 850 apprentis visiblement de Stellantis. Et je sais que toutes les entreprises de ce secteur ont joué ce rôle. On a besoin de donner de la lisibilité sur les opportunités offertes. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu tout un programme depuis quelques années avec Insert Jeune qui vous permet au sein d'Affelnet et au sein de tous ces dispositifs d'orientation de pouvoir progressivement connaître le taux d'insertion professionnelle à 6 mois, à 12 mois. Bientôt, il y aura même les salaires, les perspectives. Et on voit bien effectivement que les métiers de l'industrie payent beaucoup mieux, parce que c'est aussi important que les métiers des services. On a aussi, comme l'a dit mon collègue Marc Ferracci, ce besoin de monter en compétences, et c'est tout ce travail qu'on fait également avec l'ensemble des écoles de formation, à tout niveau de qualification. Donc, plutôt que de vous faire un long discours sur les contrats de filière qui marchent, mais je pense que ce n'est pas ça qui va intéresser nos jeunes ou nos recruteurs pour favoriser. Vraiment reparler du sens, de ce besoin absolument essentiel qu'on a d'avoir des automobiles électriques, vertes, qui permettent de se déplacer pour aller faire une formation, trouver du travail, amener ses enfants au sport le week-end, pour beaucoup de nos concitoyens. Et voyez les opportunités parce qu'elles sont considérables. Et donc, moi, j'ai envie vraiment... Soyez les ambassadeurs de ces métiers parce que vous êtes vraiment ceux qui permettront de convaincre d'autres jeunes de répondre à ces immenses besoins de recrutement et cet immense besoin de transformation de l'industrie automobile. Bravo à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous arrivons donc au terme de cette présentation et du lancement officiel de la marque employeur avec l'industrie automobile. On a un avenir à fabriquer. Je vous invite bien sûr à regarder sur tous les réseaux sociaux dès demain en fait cette web série avec les jeunes qui étaient présents avec nous. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cette conférence est désormais terminée. Je vous propose de nous retrouver juste en face pour un petit cocktail en fait, juste en face de l'espace conférence. Merci beaucoup.